Charles's absence gave Duroy increased importance in the editorial department of the Vie Française. He signed several leaders besides his echoes, for the governor insisted on everyone assuming the responsibility of his copy. L'absence de Charles donna à Duroy une importance accrue dans le service de rédaction de la Vie Française. Il signa plusieurs éditoriaux outre ses échos, car le directeur insistait pour que chacun assumât la responsabilité de sa copie. He became engaged in several newspaper controversies, in which he acquitted himself creditably, and his constant relations with different statesmen were gradually preparing him to become, in his turn, a clever and perspicuous political editor. Il s'engagea dans plusieurs polémiques de journaux dans lesquelles il se tira honorablement d'affaire, et ses relations constantes avec différents hommes d'État le préparaient graduellement à devenir à son tour un rédacteur politique habile et perspicace. There was only one cloud on his horizon. It came from a little freelance newspaper, which continually assailed him, or rather in him assailed the chief writer of Echoes in the Vie Française. Il n'y avait qu'un nuage à son horizon. Il venait d'un petit journal indépendant qu'il attaquait continuellement, ou plutôt qui attaquait en lui le rédacteur en chef des Échos dans la Vie Française. The chief of Monsieur Walter Startler's, as it was put by the anonymous writer of the Plume. Day by day, cutting paragraphs, insinuations of every kind, appeared in it. Le chef des sensations de Monsieur Walter, comme le disait l'écrivain anonyme de la Plume. Jour après jour, des paragraphes cinglants, des insinuations de toutes sortes, y paraissaient. One day Jacques Rival said to Duroy, "You are very patient." Duroy replied, "What can I do? There is no direct attack." Un jour, Jacques Rival dit à Duroy, "Vous êtes bien patient." Duroy répondit, "Que puis-je faire? Il n'y a pas d'attaque directe." But one afternoon, as he entered the editor's room, Boys Renard held out the current number of the Plume, saying, "Here's another spiteful dig at you." Mais un après-midi, comme il entrait dans la salle de rédaction, Boisrenard lui tendit le numéro courant de la Plume en disant, "Voici encore un coup de griffe contre vous." Ah, what about? Oh, a mere nothing, the arrest of a Madame Aubert by the police. Ah, à propos de quoi? Oh, 3 fois rien, l'arrestation d'une Madame Aubert par la police. George took the paper and read, under the heading, Duroy's latest. The illustrious reporter of the Vie Française today informs us that Madame Aubert, whose arrest by a police agent belonging to the odious Brigade de Moors we announced, exists only in our imagination. Georges prit le journal et lut, sous le titre Dernière de Duroy, l'illustre reporter de la Vie Française nous apprend aujourd'hui que Madame Aubert, dont nous avons annoncé l'arrestation par un agent de police appartenant à l'odieuse brigade des mœurs, n'existe que dans notre imagination. Now the person in question lives at 18 Rue de l'Écurie, Montmartre. We understand only too well, however, the interest the agents of Walter's Bank have in supporting those of the prefect of police, who tolerates their commerce. Or, la personne en question demeure 18 rue de l'Écureuil, à Montmartre. Nous comprenons trop bien, du reste, l'intérêt qu'ont les agents de la Banque Walter à soutenir ceux du préfet de police qui tolèrent leur commerce. As to the reporter of whom it is a question, he would do better to give us one. Of those good sensational bits of news of which he has the secret, news of deaths contradicted the following day, news of battles which have never taken place, announcements of important utterances by sovereigns who have not said anything. Quant au reporter dont il s'agit, il ferait mieux de nous donner une de ces bonnes nouvelles sensationnelles dont il a le secret, nouvelles de mort démenties le lendemain, nouvelles de batailles qui n'ont jamais eu lieu, annonce d'importantes paroles de souverains qui n'ont rien dit. All the news, in short, which constitutes Walter's profits, or even one of those little indiscretions concerning entertainments, given by would-be fashionable ladies, or the excellence of certain articles of consumption, which are of such resource to some of our compeers. Toutes les nouvelles, en somme, qui constituent les bénéfices de Walter, ou même une de ces petites indiscrétions concernant les divertissements donnés par des dames prétendues fashionables, ou l'excellence de certains articles de consommation qui sont d'une telle ressource à quelques-uns de nos confrères. The young fellow was more astonished than annoyed, only understanding that there was something very disagreeable for him in all this. Boys Renard went on. Who gave you this echo? Le jeune homme fut plus étonné qu'irrité, ne comprenant que ceci.
Il y avait là quelque chose de très désagréable pour lui. Boisrenard reprit. Qui vous a donné cet écho? Duroy thought for a moment, having forgotten. Then all at once the recollection occurred to him. Saint Potin. He reread the paragraph in the Plume and reddened, roused by the accusation of venality. Duroy réfléchit une seconde, ayant oublié. Puis, tout à coup, le souvenir lui revint, Saint-Potin. Il relut le paragraphe de la Plume et rougit, soulevé par l'accusation de vénalité. He exclaimed, What? Do they mean to assert that I am paid? Boisrenard interrupted him. They do, though. It is very annoying for you. The governor is very strict about that sort of thing. Il s'écria, Comment? Veulent-ils prétendre que je suis payé? Boisrenard l'interrompit. Mais si. C'est très ennuyeux pour vous. Le patron est très sévère là-dessus. It might happen so often in the echoes. Saint Potin came in at that moment. Duroy hastened to him. Have you seen the paragraph in the Plume? Cela pourrait arriver si souvent dans les écopoints. Saint-Potin entra sur ces entrefaites. Duroy se précipita vers lui. Avez-vous vu le paragraphe de la Plume? Yes, and I have just come from Madame Aubert. She does exist, but she was not arrested. That much of the report has no foundation. Oui, et je viens de chez Madame Aubert. Elle existe bien, mais elle n'a pas été arrêtée. Cette partie du rapport n'a aucun fondement. Duroy hastened to the room of the governor, whom he found somewhat cool, and with a look of suspicion in his eye. After having listened to the statement of the case, Monsieur Walter said, Go and see the woman yourself, and contradict the paragraph in such terms as will put a stop to such things being written about you any more. Duroy se hâta vers le bureau du directeur, qu'il trouva un peu froid, et avec un regard de soupçon dans l'œil. Après avoir écouté l'exposé de l'affaire, M. Walter dit, Allez voir cette femme vous-même, et démontez le paragraphe en des termes qui empêcheront qu'on écrive encore de pareilles choses sur vous. I mean the latter part of the paragraph. It is very annoying for the paper, for yourself, and for me. A journalist should no more be suspected than Caesar's wife. Je veux dire la dernière partie du paragraphe. C'est très ennuyeux pour le journal, pour vous et pour moi. Un journaliste ne doit pas plus être soupçonné que la femme de César. Duroy got into a cab with Saint Potin as his guide and called out to the driver, number 18 Rue de l'Écurial, Montmartre. It was a huge house in which they had to go up 6 flights of stairs. Duroy monta dans un fiacre avec Saint Potin pour guide et cria au cocher, 18 rue de l'Écureuil, Montmartre. C'était une maison énorme dans laquelle ils durent monter 6 étages. An old woman in a woolen jacket opened the door to them. What is it you want with me now? Said she, on catching sight of Saint Potin. Une vieille femme en camisole de laine leur ouvrit la porte. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Dit-elle, en apercevant Saint Potin. He replied, I have brought this gentleman, who is an inspector of police, and who would like to hear your story. Then she let him in, saying, 2 more have been here since you, for some paper or other, I don't know which. Il répondit, J'ai amené ce monsieur, qui est inspecteur de police, et qui voudrait entendre votre histoire. Alors elle les fit entrer, en disant, Il en est venu 2 autres depuis vous, pour je ne sais quel journal. And turning towards Duroy, added, So this gentleman wants to know about it? Yes. Were you arrested by an agent of Moors? She lifted her arms into the air. Et se tournant vers Duroy, elle ajouta, Alors ce monsieur veut savoir. Oui. Avez-vous été arrêté par un agent d'Immerse? Elle leva les bras au ciel. Never in my life, sir, never in my life. This is what it is all about. I have a butcher who sells good meat, but who gives bad weight. Jamais de la vie, monsieur, jamais de la vie. Voici ce dont il s'agit. J'ai un boucher qui vend de la bonne viande, mais qui donne de faux poids. I have often noticed it without saying anything. But the other day, when I asked him for 2 pounds of chops, as I had my daughter and my son-in-law to dinner, I caught him weighing in bits of trimmings of chops. It is true, but not of mine. Je l'ai souvent remarqué sans rien dire, mais l'autre jour, quand je lui ai demandé 2 livres de côtelettes, comme j'avais ma fille et mon gendre à dîner, je l'ai pris pesant des rognures de côtelettes. C'est vrai, mais pas des miennes.
I could have made a stew of them, it is true, as well, but when I ask for chops, it is not to get other people's trimmings. I refuse to take them, and he calls me an old shark. J'aurais pu en faire un ragoût, c'est vrai, aussi bien, mais quand je demande des côtelettes, ce n'est pas pour avoir les rognons des autres. J'ai refusé de les prendre, et il m'a traité de vieil requin. I called him an old rogue, and from one thing to another we picked up such a row that there were over 100 people round the shop, some of them laughing fit to split. Je l'ai traité de vieux filou, et de fil en aiguille nous avons pris une querelle si forte qu'il y avait plus de 100 personnes autour de la boutique, dont quelques-unes riaient à se fendre. So that at last a police agent came up and asked us to settle it before the commissary. We went, and he dismissed the case. Since then, I get my meat elsewhere, and don't even pass his door in order to avoid his slanders. Si bien qu'enfin un agent de police est arrivé et nous a demandé de régler cela devant le commissaire. Nous y sommes allés, et il a classé l'affaire. Depuis, je prends ma viande ailleurs et je ne passe même plus devant sa porte pour éviter ses calomnies. She ceased talking, and Duroy asked, "Is that all?" "It is the whole truth, sir." And having offered him a glass of cordial, which he declined, the old woman insisted on the short wait of the butcher being spoken of in the report. Elle cessa de parler, et Duroy demanda, "C'est tout?" "C'est toute la vérité, monsieur," et lui ayant offert un verre de liqueur, qu'il refusa, la vieille femme insista pour qu'on parlât du faux poids du boucher dans le compte-rendu. On his return to the office, Duroy wrote his reply. An anonymous scribbler in the Plume seeks to pick a quarrel with me on the subject of an old woman whom he states was arrested by an agent de Moors, which fact I deny. De retour au bureau, Duroy écrivit sa réponse. Un écrivain anonyme de la Plume cherche à me chercher querelle au sujet d'une vieille femme qu'il prétend avoir été arrêtée par un agent des mœurs, fait que je dément. I have myself seen Madame Aubert, who is at least 60 years of age, and she told me in detail her quarrel with the butcher over the weighing of some chops, which led to an explanation before the commissary of police. J'ai vu moi-même Madame Aubert, qui a au moins 60 ans, et elle m'a raconté en détail sa querelle avec le boucher à propos du pesage de quelques côtelettes, ce qui a amené une explication devant le commissaire de police. This is the whole truth. As to the other insinuations of the writer in the Plume, I despise them. Besides, a man does not reply to such things when they are written under a mask. Georges Duroy. Voilà toute la vérité. Quant aux autres insinuations de l'écrivain de la Plume, je les méprise. D'ailleurs, on ne répond pas à de pareilles choses quand elles sont écrites sous un masque. Georges Duroy. Monsieur Walter and Jacques Rival, who had come in, thought this note satisfactory, and it was settled that it should go in at once. Duroy went home early, somewhat agitated and slightly uneasy. Monsieur Walter et Jacques Rival, qui étaient arrivés, trouvèrent cette note satisfaisante, et il fut convenu qu'elle passerait tout de suite. Duroy rentra chez lui de bonne heure, un peu agité et légèrement inquiet. What reply would the other man make? Who was he? Why this brutal attack? With the brusque manners of journalists, this affair might go very far. Quelle réponse ferait l'autre homme? Qui était-il? Pourquoi cette attaque brutale? Avec les manières brusques des journalistes, cette affaire pourrait aller très loin. He slept badly. When he read his reply in the paper next morning, it seemed to him more aggressive in print than in manuscript. He might, it seemed to him, have softened certain phrases. Elle dormait mal. Quand il lut sa réponse dans le journal le lendemain matin, elle lui parut plus agressive imprimée qu'en manuscrit. Il aurait pu, lui sembla-t-il, adoucir certaines phrases. He felt feverish all day, and slept badly again at night. He rose at dawn to get the number of the Plume that must contain a reply to him. Il se sentit fiévreux toute la journée et dormit mal encore la nuit. Il se leva à l'aube pour prendre le numéro de la Plume qui devait contenir une réponse. The weather had turned cold again. It was freezing hard. The gutters, frozen while still flowing, showed like two ribbons of ice alongside the pavement. Le temps s'était remis au froid, il gelait dur. Les ruisseaux, gelés en coulant encore, montraient comme deux rubans de glace le long du trottoir. The morning papers had not yet come in, and Duroy recalled the day of his first article, the recollections of a chasseur de fric, his hands and feet getting numbed,
grew painful, especially the tips of his fingers. Les journaux du matin n'étaient pas encore arrivés, et Duroy se rappela le jour de son premier article, les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Ses mains et ses pieds s'engourdissant devinrent douloureux, surtout le bout de ses doigts. And he began to trot round the glazed kiosk in which the newspaper seller, squatting over her foot warmer, only showed through the little window a red nose and a pair of cheeks to match in a woolen hood. Et il se mit à trotter autour du kiosque vitré dans lequel la marchande de journaux, accroupie sur sa chaufferette, ne montrait par la petite fenêtre qu'un nez rouge et des joues assorties dans un capuchon de laine. At length the newspaper porter passed the expected parcel through the opening, and the woman held out to Duroy an unfolded copy of the plume. He glanced through it in search of his name, and at first saw nothing. Enfin le porteur de journaux passa le paquet attendu par l'ouverture, et la femme tendit à Duroy un exemplaire déplié de la plume. Il le parcourut à la recherche de son nom, et ne vit d'abord rien. He was breathing again, when he saw between two dashes, Monsieur Duroy, of the Vie Française, contradicts us, and in contradicting us lies. He admits, however, that there is a Madame Aubert, and that an agent took her before the commissary of police. Il respirait de nouveau, quand il aperçut entre deux tirets, Monsieur Duroy, de la Vie Française, nous dément, et en nous démentant, il ment. Il avoue cependant qu'il existe une Madame Aubert, et qu'un agent l'a menée devant le commissaire de police. It only remains, therefore, to add two words, demours, after the word agent, and he is right. But the conscience of certain journalists is on a level with their talent, and I sign Louis Langermann. Il ne reste donc qu'à ajouter deux mots, des mœurs, après le mot agent, et il a raison. Mais la conscience de certains journalistes est au niveau de leur talent. Et je signe Louis Langermann. George's heart began to beat violently, and he went home to dress without being too well aware of what he was doing. So he had been insulted, and in such a way that no hesitation was possible. Le cœur de Georges se mit à battre violemment, et il rentra chez lui pour s'habiller sans trop savoir ce qu'il faisait. Donc il avait été insulté, et de tel façon qu'aucune hésitation n'était possible. And why? For nothing at all. On account of an old woman who had quarreled with her butcher. He dressed quickly and went to see Monsieur Walter, although it was barely 8 o'clock. Et pourquoi? Pour rien du tout. À cause d'une vieille femme qui s'était querellée avec son boucher. Il s'habilla rapidement et alla voir Monsieur Walter, bien qu'il fût à peine 8 heures. Monsieur Walter, already up, was reading the plume. Well, said he, with a grave face, on seeing Duroy, you cannot draw back now. The young fellow did not answer, and the other went on, go at once and see rival, who will act for you. Monsieur Walter, déjà levé, lisait la plume. Eh bien, dit-il, avec un visage grave, en voyant Duroy, vous ne pouvez plus reculer maintenant. Le jeune homme ne répondit pas, et l'autre continua, allez tout de suite voir Rival, qui sera votre témoin. Duroy stammered a few vague words, and went out in quest of the descriptive writer, who was still asleep. He jumped out of bed, and having read the paragraph, said, By Jove, you must go out. Duroy balbutia quelques mots vagues et sortit à la recherche du chroniqueur qui dormait encore. Celui-ci sauta du lit et, ayant lu le paragraphe, dit, Parbleu, il faut vous battre. Whom do you think of for the other second? I really don't know. Boys Renard? What do you think? Yes, Boys Renard. À qui pensez-vous pour l'autre témoin? Je ne sais vraiment pas. Boys Renard? Qu'en pensez-vous? Oui, Boys Renard. Are you a good swordsman? Not at all. The devil. And with the pistol? I can shoot a little. Good. You shall practice while I look after everything else. Êtes-vous bon à l'épée? Pas du tout. Diable. Et au pistolet? Je tire un peu. Bien. Vous vous exercerez pendant que je m'occupe de tout le reste. Wait for me a moment. He went into his dressing room, and soon reappeared washed, shaved, correct-looking. Come with me, said he. Attendez-moi un instant. Il entra dans son cabinet de toilette et reparut bientôt lavé, rasé, correct. Venez avec moi, dit-il. He lived on the ground floor of a small house,
and he led Duroy to the cellar, an enormous cellar, converted into a fencing room and shooting gallery, all the openings on the street being closed. Il habitait au rez-de-chaussée d'une petite maison, et il conduisit Duroy à la cave, une cave énorme, transformée en salle d'armes et en tir, toutes les ouvertures sur la rue étant fermées. After having lit a row of gas jets running the whole length of a second cellar, at the end of which was an iron man painted red and blue, he placed on a table 2 pairs of breech-loading pistols, and began to give the word of command in a sharp tone, as though on the ground. Ready? Fire. 1, 2, 3. Après avoir allumé une rangée de becs de gaz courant sur toute la longueur d'une seconde cave, au bout de laquelle se dressait un homme de fer peint en rouge et en bleu, il posa sur une table 2 paires de pistolets se chargeant par la culasse, et commença à donner le commandement d'une voix sèche, comme sur le terrain. Êtes-vous prêt? Feu, 1, 2, 3. Duroy, dumbfounded, obeyed, raising his arm, aiming and firing, and as he often hit the mark fair on the body, having frequently made use of an old horse pistol of his father's when a boy, against the birds, Jacques Rival, well satisfied, exclaimed, "Good, very good, very good. You will do, you will do." Duroy, abasourdi, obéissait, levant le bras, visant et tirant, et comme il touchait souvent la cible en plein corps, ayant souvent fait usage dans sa jeunesse d'un vieux pistolet d'arçon de son père, contre les oiseaux, Jacques Rival, fort satisfait, s'écria, « Bien, très bien, très bien. Vous ferez l'affaire, vous ferez l'affaire. » Then he left George, saying, "Go on shooting till noon. Here is plenty of ammunition. Don't be afraid to use it. I will come back to take you to lunch and tell you how things are going." Puis il quitta Georges en disant, "Continuez à tirer jusqu'à midi. Voici des munitions en quantité, n'ayez pas peur de les dépenser. Je reviendrai vous prendre pour déjeuner et vous dire où en sont les choses." Left to himself, Duroy fired a few more shots, and then sat down and began to reflect. How absurd these things were, all the same. What did a duel prove? Resté seul, Duroy tira encore quelques coups, puis s'assit et se mit à réfléchir. Comme ces choses étaient absurdes, tout de même. Qu'est-ce qu'un duel prouvait? Was a rascal less of a rascal after going out? What did an honest man, who had been insulted, gain by risking his life against a scoundrel? And his mind, gloomily inclined, recalled the words of Norbert de Varenne. Est-ce qu'un gredin était moins gredin après s'être battu? Qu'est-ce qu'un honnête homme, qui avait été insulté, gagnait à risquer sa vie contre un misérable? Et son esprit, sombrement disposé, se rappela les paroles de Norbert de Varenne. Then he felt thirsty, and having heard the sound of water dropping behind him, found that there was a hydrant serving as a douche bath, and drank from the nozzle of the hose. Puis il eut soif, et ayant entendu le bruit de l'eau qui tombait derrière lui, il découvrit qu'il y avait une bonne fontaine servant de douche et but au goulot du tuyau. Then he began to think again. It was gloomy in this cellar, as gloomy as a tomb. The dull and distant rolling of vehicles sounded like the rumblings of a far-off storm. Puis il se remit à penser. Il faisait sombre dans cette cave, sombre comme dans un tombeau. Le roulement sourd et lointain des voitures ressemblait au grondement d'un orage éloigné. What o'clock could it be? The hours passed by there, as they must pass in prisons, without anything to indicate or mark them save the visits of the warder. Quelle heure pouvait-il être? Les heures passaient là comme elles doivent passer dans les prisons, sans rien pour les indiquer ou les marquer, si ce n'est les visites du gardien. He waited a long time. Then all at once he heard footsteps and voices, and Jacques Rival reappeared, accompanied by Boisrenard. He called out as soon as he saw Duroy, "It's all settled." Il attendit longtemps. Puis tout à coup il entendit des pas et des voix, et Jacques Rival reparut, accompagné de Boisrenard. Il cria dès qu'il aperçut Duroy, "C'est arrangé." The latter thought the matter terminated by a letter of apology. His heart beat, and he stammered, "Ah, thanks." The descriptive writer continued, "That fellow Langermont is very square. He accepted all our conditions." Celui-ci crut l'affaire terminée par une lettre d'excuse, son cœur battit, et il balbutia. "Ah, merci." Le chroniqueur continua, "Ce Langremont est très carré. Il a accepté toutes nos conditions." 25 paces, 1 shot,
at the word of command raising the pistol. The hand is much steadier that way than bringing it down. See here, Boys Renard, what I told you. 25 pas, une balle, au commandement en levant le pistolet. La main est beaucoup plus ferme ainsi qu'en l'abaissant. Regardez, Boisrenard, ce que je vous disais. And taking a pistol, he began to fire, pointed out how much better one kept the line by raising the arm. Then he said, "Now let's go and lunch. It is past 12 o'clock." Et prenant un pistolet, il se mit à tirer, montrant combien on gardait mieux la ligne en levant le bras. Puis il dit, "Maintenant allons déjeuner. Il est plus de midi." They went to a neighboring restaurant. Duroy scarcely spoke. He ate in order not to appear afraid, and then, in course of the afternoon, accompanied Boys Renard to the office, where he got through his work in an abstracted and mechanical fashion. Ils allèrent dans un restaurant voisin. Duroy parla à peine. Il mangea pour ne pas paraître avoir peur, puis, dans le courant de l'après-midi, accompagna Boisrenard au bureau où il expédia son travail d'une façon distraite et machinale. They thought him plucky. Jacques Rival dropped in the course of the afternoon, and it was settled that his seconds should call for him in a landau at 7 o'clock the next morning, and drive to the Bois de Vézenet, where the meeting was to take place. On le trouvait crâne. Jacques Rival passa dans le courant de l'après-midi, et il fut convenu que ses témoins viendraient le prendre en landau à 7 heures le lendemain matin et l'emmèneraient au Bois de Vézenet, où devait avoir lieu la rencontre. All this had been done so unexpectedly, without his taking part in it, without his saying a word, without his giving his opinion, without accepting or refusing, and with such rapidity, too, that he was bewildered, scared, and scarcely able to understand what was going on. Tout cela s'était fait si à l'improviste, sans qu'il y prît part, sans qu'il dît un mot, sans qu'il donnât son avis, sans accepter ni refuser, et avec une telle rapidité aussi, qu'il était ahuri, effaré, et ne comprenait guère ce qui se passait. He found himself at home at 9 o'clock, after having dined with Boys Renard, who, out of self-devotion, had not left him all day. As soon as he was alone, he strode quickly up and down his room for several minutes. Il se retrouva chez lui à 9 heures, après avoir dîné avec Boisrenard, qui, par dévouement, ne l'avait pas quitté de la journée. Dès qu'il fut seul, il se mit à marcher à grands pas dans sa chambre pendant plusieurs minutes. He was too uneasy to think about anything. One solitary idea filled his mind, that of a duel on the morrow, without this idea awakening in him anything else save a powerful emotion. Il était trop inquiet pour penser à quoi que ce soit. Une seule idée emplissait son esprit, celle d'un duel le lendemain, sans que cette idée éveillât en lui autre chose qu'une émotion puissante. He had been a soldier. He had been engaged with the Arabs, without much danger to himself, though, any more than when one hunts a wild boar. To reckon things up, he had done his duty. Il avait été soldat, il s'était battu contre les Arabes, sans grand danger pour lui-même d'ailleurs, pas plus que quand on chasse le sanglier. À tout compter, il avait fait son devoir. He had shown himself what he should be. He would be talked of, approved of, and congratulated. Then he said aloud, as one does under powerful impressions, what a brute of a fellow. Il s'était montré ce qu'il devait être. On parlerait de lui, on l'approuverait, on le féliciterait. Puis il dit tout haut, comme on fait sous de puissantes impressions, quel brute que ce type. He sat down and began to reflect. He had thrown upon his little table one of his adversary's cards, given him by Rival in order to retain his address. He read, as he had already done a score of times during the day, Louis Langermont, 176, Rue Montmartre. Il s'assit et se mit à réfléchir. Il avait jeté sur sa petite table une des cartes de son adversaire que lui avait donné Rival pour conserver son adresse. Il lut, comme il l'avait déjà fait 20 fois dans la journée, Louis Langermont, 176 rue Montmartre. Nothing more. He examined these assembled letters, which seemed to him mysterious and full of some disturbing import. Louis Langermont. Who was this man? What was his age, his height, his appearance? Rien de plus. Il examina ces lettres assemblées, qui lui semblaient mystérieuses et pleines de quelque sens troublant. Louis Langermont. Qui était cet homme?
Quel était son âge, sa taille, son allure? Was it not disgusting that a stranger, an unknown, should thus come and suddenly disturb one's existence, without cause and from sheer caprice, on account of an old woman who had had a quarrel with her butcher? N'était-ce pas dégoûtant qu'un étranger, un inconnu, vint ainsi tout à coup troubler votre existence sans cause et par pur caprice, à cause d'une vieille femme qui s'était querellée avec son boucher? He again repeated aloud, "What a brute!" and he stood lost in thought, his eyes fixed on the card. Anger was aroused in him against this bit of paper, an anger with which was blended a strange sense of uneasiness. Il répéta encore tout haut, "Quelle brute!" Et il demeura pensif, les yeux fixés sur la carte. De la colère s'éveillait en lui contre ce bout de papier, une colère où se mêlait un étrange sentiment d'inquiétude. What a stupid business it was! He took a pair of nail scissors, which were lying about, and stuck their points into the printed name, as though he was stabbing someone. Quelle stupide affaire! Il prit une paire de ciseaux à ongles qui traînaient, et en piqua la pointe dans le nom imprimé, comme s'il eût poignardé quelqu'un. So he was to fight, and with pistols. Why had he not chosen swords? He would have got off with a prick in the hand or arm, while with the pistols, one never knew the possible result. Donc il allait se battre, et au pistolet. Pourquoi n'avait-il pas choisi l'épée? Il s'en serait tiré avec une piqûre à la main ou au bras, tandis qu'avec le pistolet on ne sait jamais ce qui peut arriver. He said, "Come, I must keep my pluck up." The sound of his own voice made him shudder, and he glanced about him. He began to feel very nervous. Il dit, "Allons, il faut que je garde mon courage." Le son de sa propre voix le fit frissonner, et il jeta les yeux autour de lui. Il commença à se sentir très nerveux. He drank a glass of water and went to bed. As soon as he was in bed, he blew out his candle and closed his eyes. He was warm between the sheets, though it was very cold in his room, but he could not manage to doze off. Il but un verre d'eau et se coucha. Dès qu'il fut dans son lit, il souffla sa bougie et ferma les yeux. Il avait chaud entre les draps, bien qu'il fît très froid dans sa chambre, mais il ne parvenait pas à s'assoupir. He turned over and over, remained 5 minutes on his back, then lay on his left side, then rolled on the right. He was still thirsty, and got up to drink. Il se tournait et se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se couchait sur le côté gauche, puis roulait sur la droite. Il avait encore soif, et se leva pour boire. Then a sense of uneasiness assailed him. Was he going to be afraid? Why did his heart beat wildly at each well-known sound in the room? When his clock was going to strike, the faint squeak of the lever made him jump. Alors une inquiétude l'assaillit. Allait-il avoir peur? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand sa pendule allait sonner, le petit grincement du ressort le faisait sursauter. And he had to open his mouth for some moments in order to breathe, so oppressed did he feel. He began to reason philosophically on the possibility of his being afraid. Et il devait ouvrir la bouche pendant quelques instants pour respirer, tant il se sentait oppressé. Il commença à raisonner philosophiquement sur la possibilité d'avoir peur. No, certainly he would not be afraid. Now he had made up his mind to go through with it to the end, since he was firmly decided to fight and not to tremble. Non, certes, il n'aurait pas peur, maintenant qu'il avait pris son parti d'aller jusqu'au bout, puisqu'il était fermement décidé à se battre et à ne pas trembler. But he felt so deeply moved that he asked himself, "Can one be afraid in spite of oneself?" This doubt assailed him. If some power stronger than his will overcame it, what would happen? Mais il se sentait si profondément ému qu'il se demanda, peut-on avoir peur malgré soi? Ce doute l'assaillit. Si quelque puissance plus forte que sa volonté la dominait, qu'arriverait-il? Yes, what would happen? Certainly, he would go on the ground, since he meant to. But suppose he shook? Suppose he fainted? And he thought of his position, his reputation, his future. Oui, qu'arriverait-il? Certes, il irait sur le terrain, puisqu'il le voulait. Mais s'il tremblait? S'il s'évanouissait? Et il songea à sa situation, à sa réputation, à son avenir.
A strange need of getting up to look at himself in the glass suddenly seized him. He relit the candle. When he saw his face so reflected, he scarcely recognized himself, and it seemed to him that he had never seen himself before. Un étrange besoin de se lever pour se regarder dans la glace le saisit soudain. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le miroir poli, il se reconnut à peine et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. His eyes appeared enormous, and he was pale. Yes, he was certainly pale. Very pale. Suddenly the thought shot through his mind. By this time tomorrow, I may be dead. Ses yeux lui parurent énormes, et il était pâle. Oui, il était pâle, très pâle. Soudain cette pensée lui traversa l'esprit. À cette heure-ci, demain, je serai peut-être mort. And his heart began to beat again furiously. He turned toward his bed, and distinctly saw himself stretched on his back between the same sheets as he had just left. He had the hollow cheeks of the dead, and the whiteness of those hands that no longer move. Et son cœur se remit à battre furieusement. Il se tourna vers son lit, et se vit distinctement étendu sur le dos entre les mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creusé des morts, et cette mollesse des mains qui ne remue plus. Then he grew afraid of his bed, and in order to see it no longer, he opened the window to look out. An icy coldness assailed him from head to foot, and he drew back breathless. Alors il eut peur de son lit, et pour ne plus le voir, il ouvrit la fenêtre pour regarder dehors. Un froid glacial l'assaillit de la tête aux pieds, et il recula, haletant. The thought occurred to him to make a fire. He built it up slowly, without looking around. His hand shook slightly with a kind of nervous tremor when he touched anything. La pensée lui vint de faire du feu. Il l'alluma lentement, sans regarder autour de lui. Ses mains tremblaient un peu d'un tremblement nerveux quand elles touchaient quelque chose. His head wandered, his disjointed, drifting thoughts became fleeting and painful. An intoxication invaded his mind as though he had been drinking. And he kept asking himself, what shall I do? What will become of me? Sa tête s'égarait, ses pensées décousues, fuyantes, devenaient pénibles, une. Ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu. Et il se demandait sans cesse, que vais-je faire? Que vais-je devenir? He began to walk up and down, repeating mechanically, I must pull myself together. I must pull myself together. Then he added, I will write to my parents, in case of accident. Il se mit à marcher de long en large, répétant machinalement, il faut que je me ressaisisse. Il faut que je me ressaisisse. Puis il ajouta, je vais écrire à mes parents en cas d'accident. He sat down again, took some notepaper and wrote, Dear Papa, Dear Mama. Then, thinking these words rather too familiar under such tragic circumstances, he tore up the first sheet and began anew. My dear father, my dear mother, I am to fight a duel at daybreak, and as it might happen that... Il s'assit de nouveau, prit du papier à lettres, et écrivit, Mon cher papa, ma chère maman. Puis, trouvant ces mots trop familiers dans des circonstances si tragiques, il déchira la première feuille et recommença, Mon cher père, ma chère mère, je vais me battre en duel au point du jour, et comme il se pourrait que... He did not dare write the rest, and sprang up with a jump. He was now crushed by one besetting idea. He was going to fight a duel. He could no longer avoid it. Il n'osa pas écrire la suite et se leva d'un bond. Il était maintenant écrasé par une idée fixe. Il allait se battre en duel. Il ne pouvait plus l'éviter. What was the matter with him? Then? He meant to fight. His mind was firmly made up to do so, and yet it seemed to him that, despite every effort of will, he could not retain strength enough to go to the place appointed for the meeting. Qu'avait-il donc? Il voulait se battre, il avait cette résolution bien arrêtée, et cependant il sentait bien que malgré tout l'effort de sa volonté et toute l'attention de son énergie, il ne pourrait pas même conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. From time to time his teeth absolutely chattered, and he asked himself, has my adversary been out before? Is he a frequenter of the shooting galleries? Is he known and classed as a shot? De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient avec un petit bruit sec, et il se demandait, mon adversaire s'est-il déjà battu? Fréquentait-il les tirs?
est-il connu et classé comme tireur? He had never heard his name mentioned. And yet, if this man was not a remarkably good pistol shot, he would scarcely have accepted that dangerous weapon without discussion or hesitation. Il n'avait jamais entendu prononcer son nom. Et cependant, si cet homme n'était pas un tireur au pistolet remarquablement adroit, il n'aurait guère accepté cette arme dangereuse sans discussion ni hésitation. Then Duroy pictured to himself their meeting, his own attitude, and the bearing of his opponent. He wearied himself in imagining the slightest details of the duel, and all at once saw in front of him the little round, black hole in the barrel, from which the ball was about to issue. Alors Duroy se figura leur rencontre, son attitude à lui, et la tenue de son adversaire. Il se fatiguait à imaginer les moindres détails du combat, et tout à coup il aperçut devant lui le petit trou rond et noir du canon d'où allait sortir la balle. He was suddenly seized with a fit of terrible despair. His whole body quivered, shaken by short, sharp shudderings. He clenched his teeth to avoid crying out, and was assailed by a wild desire to roll on the ground, to tear something to pieces, to bite. Il fut pris soudain d'un accès de désespoir terrible. Tout son corps tremblait, secoué par des frissonnements saccadés. Il serrait les dents pour ne pas crier, et il avait une envie folle de se rouler par terre, de déchirer quelque chose, de mordre. But he caught sight of a glass on the mantelpiece, and remembered that there was in the cupboard a bottle of brandy almost full, for he had kept up a military habit of a morning dram. Mais il aperçut un verre sur la cheminée, et il se souvint qu'il y avait dans l'armoire une bouteille d'eau-de-vie presque pleine, car il avait conservé l'habitude militaire du Gloria matinal. He seized the bottle and greedily drank from its mouth in long gulps. He only put it down when his breath failed him. It was a third empty. Il saisit la bouteille et but avidement, à même le goulot, par grandes gorgées. Il ne la reposa que lorsque le souffle lui manqua. Elle était vide au tiers. A warmth like that of flame soon kindled within his body, and spreading through his limbs, buoyed up his mind by deadening his thoughts. He said to himself, I have hit upon the right plan. Une chaleur pareille à celle de la flamme s'alluma bientôt dans son corps et se répandant dans ses membres, raffermit son esprit en engourdissant sa pensée. Il se dit, je tiens le bon moyen. And as his skin now seemed burning, he reopened the window. Day was breaking, calm and icy cold. On high the stars seemed dying away in the brightening sky, and in the deep cutting of the railway, the red, green, and white signal lamps were paling. Et comme sa peau lui semblait brûlante maintenant, il rouvrit la fenêtre. Le jour naissait, calme et glacial. Là-haut, les étoiles semblaient mourir dans le ciel qui s'éclairait, et dans la tranchée profonde du chemin de fer, les signaux rouges, verts et blancs pâlissaient. The first locomotives were leaving the engine shed, and went off whistling, to be coupled to the first trains. Others in the distance gave vent to shrill and repeated screeches, their awakening cries, like cocks of the country. Les premières locomotives sortaient du dépôt et s'en allaient sifflant pour être attelées au premier train. D'autres, au loin, poussaient des cris aiguës. Répétés, leurs cris de réveil comme des coqs de campagne. Duroy thought, perhaps I shall never see all this again. But as he felt that he was going again to be moved by the prospect of his own fate, he fought against it strongly, saying, Come, I must not think of anything till the moment of the meeting. It is the only way to keep up my pluck. Duroy pensa, peut-être que je ne verrai plus tout cela. Mais comme il sentait qu'il allait encore s'attendrir sur son propre sort, il se raidit contre cette faiblesse, se disant, Allons, il ne faut penser à rien jusqu'au moment de la rencontre. C'est le seul moyen de conserver du courage. And he set about his toilet. He had another moment of weakness while shaving, in thinking that it was perhaps the last time he should see his face. Et il se mit à faire sa toilette. Il eut encore un moment de faiblesse en se rasant, en pensant que c'était peut-être la dernière fois qu'il voyait son visage. But he swallowed another mouthful of brandy, and finished dressing. The hour which followed was difficult to get through. He walked up and down, trying to keep from thinking. Mais il avala une nouvelle gorgée d'eau-de-vie, et acheva de s'habiller. L'heure qui suivit fut difficile à passer. Il marchait de long en large, tâchant de ne pas penser.
When he heard a knock at the door, he almost dropped, so violent was the shock to him. It was his seconds. Already, they were wrapped up in furs, and Rival, after shaking his principal's hand, said, "It is as cold as Siberia." Quand il entendit frapper à sa porte, il faillit tomber tant la secousse fut violente. C'étaient ses témoins. Déjà, ils étaient enveloppés de fourrure, et Rival, après avoir serré la main de son client, dit, "Il fait froid comme en Sibérie." Then he added, "Well, how goes it?" "Very well. You are quite steady?" "Quite. That's it. We shall get on all right. Have you had something to eat and drink?" Puis il ajouta, "Eh bien, ça va-t-il?" "Très bien." "Vous êtes ferme." "Parfaitement." "Allons, cela ira bien. Avez-vous mangé et bu quelque chose?" "Yes, I don't need anything." Boys Renard, in honor of the occasion, sported a foreign order, yellow and green, that Duroy had never seen him display before. They went downstairs. "Oui, je n'ai besoin de rien." Boisrenard, en l'honneur de la circonstance, portait un ordre étranger, jaune et vert, que Duroy ne lui avait jamais vu. Ils descendirent. A gentleman was awaiting them in the carriage. Rival introduced him as Dr. Le Brumet. Duroy shook hands, saying, "I am very much obliged to you," and sought to take his place on the front seat. Un monsieur les attendait dans la voiture. Rival le présenta, Docteur Le Brumet. Duroy lui serra la main en disant, "Je vous suis très reconnaissant," et voulut s'asseoir sur le siège de devant. He sat down on something hard that made him spring up again, as though impelled by a spring. It was the pistol case. Rival observed, "No, the back seat for the doctor and the principal the back seat." Il s'assit sur quelque chose de dur qui le fit se relever comme mu par un ressort. C'était le coffret au pistolet. Rival observa, "Non, la banquette du fond pour le médecin et le client, la banquette du fond." Duroy ended by understanding him, and sank down beside the doctor. The 2 seconds got in their turn, and the driver started. He knew where to go. Duroy finit par comprendre et s'affaissa auprès du médecin. Les 2 témoins montèrent à leur tour, et le cocher partit. Il savait où aller. But the pistol case was in the way of everyone, above all of Duroy, who would have preferred it out of sight. They tried to put it at the back of a seat, and it hurt their own. They stuck it upright between Rival and Boys Renard, and it kept falling all the time. Mais le coffret au pistolet gênait tout le monde, surtout Duroy, qui aurait préféré ne pas le voir. On essaya de le mettre derrière la banquette, il blessait le dos, on le dressa debout entre Rival et Boisrenard, il tombait sans cesse. They finished by stowing it away under their feet. Conversation languished, although the doctor related some anecdotes. Rival alone replied to him. Duroy would have liked to have given a proof of presence of mind, but he was afraid of losing the thread of his ideas, of showing the troubled state of his mind. On finit par le caser sous les pieds. La conversation languissait, bien que le docteur contât des anecdotes. Rival seul lui répondait. Duroy eût voulu donner des preuves de présence d'esprit, mais il avait peur de perdre le fil de ses idées, de montrer le trouble de son âme. And was haunted, too, by the disturbing fear of beginning to tremble. The carriage was soon right out in the country. It was about 9 o'clock. Et il était hanté aussi par cette crainte troublante de se mettre à trembler. La voiture fut bientôt en pleine campagne. Il était environ 9 heures. It was one of those sharp winter mornings, when everything is as bright and brittle as glass. The trees, coated with hoar-frost, seemed to have been sweating ice. The earth rang under a footstep. The dry air carried the slightest sound to a distance. C'était un de ces matins d'hiver secs et froids où toute la nature sonne et luit comme du cristal. Les arbres, vêtus de givre, semblaient avoir sué de la glace. La terre résonnait sous les pas, laissait porter au loin les moindres bruits. The blue sky seemed to shine like a mirror, and the sun, dazzling and cold itself, shed upon the frozen universe rays which did not warm anything. Rival observed to Duroy, "I got the pistols at Gastine Renette's. He loaded them himself. The box is sealed."
Le ciel bleu semblait luire comme une glace, et le soleil, éclatant et froid, jetait sur l'univers gelé des rayons qui n'échauffaient rien. Rival dit à Duroy, j'ai pris les pistolets chez Gastine Renette. Il les a chargés lui-même. La boîte est cachetée. We shall toss up, besides, whether we use them or those of our adversary. Duroy mechanically replied, I am very much obliged to you. Nous tirerons au sort, d'ailleurs, pour savoir si nous nous servirons de ceux-ci ou de ceux de l'adversaire. Duroy répondit machinalement, je vous suis très reconnaissant. Then Rival gave him a series of circumstantial recommendations, for he was anxious that his principal should not make any mistake. He emphasized each point several times, saying, when they say, Are you ready, gentlemen? You must answer yes in a loud tone. Alors Rival lui fit une série de recommandations minutieuses, car il tenait à ce que son client ne commît aucune erreur. Il appuya sur chaque point plusieurs fois, disant, quand on dira « Êtes-vous prêts, messieurs ?» il faut répondre oui d'une voix forte. When they give a word fire, you must raise your arm quickly, and you must fire before they have finished counting 1, 2, 3. And Duroy kept on repeating to himself, when they give the word to fire, I must raise my arm. Quand on commandera feu, il faut lever le bras rapidement, et tirer avant qu'on ait fini de compter 1, 2, 3. Et Duroy se répétait, quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras. When they give the word to fire, I must raise my arm. He learned it as children learn their lessons, by murmuring them to satiety in order to fix them on their minds. When they give the word to fire, I must raise my arm. Quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras. Il l'apprenait comme les enfants apprennent leurs leçons, en les murmurant à satiété pour se les fixer dans la mémoire. Quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras. The carriage entered a wood, turned down an avenue on the right, and then two. The right again. Rival suddenly opened the door to cry to the driver, that way, down the narrow road. La voiture entra dans un bois, tourna dans une avenue à droite, puis encore à droite. Rival ouvrit soudain la portière pour crier au cocher, par là, dans le petit chemin. The carriage turned into a ruddy road between two copses, in which dead leaves fringed with ice were quivering. Duroy was still murmuring, when they give the word to fire, I must raise my arm. La voiture s'engagea dans un chemin défoncé, entre deux taillis où des feuilles mortes bordées de givre frissonnaient. Duroy répétait toujours, quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras. And he thought how a carriage accident would settle the whole affair. Oh, if they could only upset, what luck, if he could only break a leg. Et il songeait qu'un accident de voiture arrangerait bientôt. Oh, si on pouvait verser, quelle chance, s'il pouvait se casser une jambe. But he caught sight, at the further side of a clearing, of another carriage drawn up, and 4 gentlemen stamping to keep their feet warm, and he was obliged to open his mouth, so difficult did his breathing become. Mais il aperçut, de l'autre côté d'une clairière, une autre voiture arrêtée, et 4 messieurs qui battaient la semelle, et il fut obligé d'ouvrir la bouche tant sa respiration devenait pénible. The seconds got out first, and then the doctor and the principal. Rival had taken the pistol case, and walked away with Boys Renard to meet 2 of the strangers who came toward them. Les témoins descendirent d'abord, puis le médecin et le client. Rival avait pris le coffret au pistolet et s'éloigna avec Boisrenard pour aller à la rencontre de 2 des inconnus qui s'avançaient vers eux. Duroy watched them salute one another ceremoniously, and then walk up and down the clearing, looking now on the ground and now at the trees, as though they were looking for something that had fallen down or might fly away. Duroy les regardait saluer cérémonieusement, puis se promenait dans la clairière en regardant tantôt par terre, tantôt dans les arbres, comme s'il cherchait quelque chose qui fût tombé ou qui pût s'envoler. Then they measured off a certain number of paces, and with great difficulty stuck 2 walking sticks into the frozen ground. They then reassembled in a group and went through the action of tossing, like children playing heads or tails. Puis ils mesurèrent un certain nombre de pas et plantèrent avec beaucoup de peine 2 cannes dans la terre gelée. Ils se rapprochèrent ensuite en groupe et firent le geste de jouer à pile ou face comme des enfants. Dr. Lebrumant said to Duroy, Do you feel all right? Do you want anything? No, nothing, thanks.
It seemed to him that he was mad, that he was asleep, that he was dreaming, that supernatural influences enveloped him. Le docteur Lebrun dit à Duroy, « Vous sentez-vous bien? Vous ne désirez rien. » « Non, rien, merci. » Il lui semblait qu'il était fou, qu'il dormait, qu'il rêvait, que des influences surnaturelles l'enveloppaient. Was he afraid? Perhaps. But he did not know. Everything about him had altered. Jacques Rival returned, and announced in low tones of satisfaction, "It is all ready. Luck has favored us as regards the pistols." Avait-il peur? Peut-être. Mais il ne savait pas. Tout lui semblait changer autour de lui. Jacques Rival revint et annonça d'un ton satisfait et bas, « C'est prêt. La chance nous a favorisés pour les pistolets." That, so far as Duroy was concerned, was a matter of profound indifference. They took off his overcoat, which he let them do mechanically. They felt the breast pocket of his frock coat to make certain that he had no pocketbook or papers likely to deaden a ball. Cela, en ce qui concernait Duroy, lui était profondément indifférent. On lui ôta son pardessus, qu'il laissa faire machinalement. On tâta la poche de poitrine de sa redingote pour s'assurer qu'il n'avait point de portefeuille ou de papier qui eussent pu amortir une balle. He kept repeating to himself like a prayer, "When the word is given to fire, I must raise my arm." They led him up to one of the sticks stuck in the ground and handed him his pistol. Il se répétait comme une prière, "Quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras." On le conduisit jusqu'à l'une des cannes plantées en terre et on lui remit son pistolet. Then he saw a man standing just in front of him, a short, stout, bald-headed man, wearing spectacles. It was his adversary. He saw him very plainly, but he could only think, "When the word to fire is given, I must raise my arm and fire at once." Alors il aperçut un homme debout, en face de lui, tout près, un petit homme ventru, chauve, qui portait des lunettes. C'était son adversaire. Il le voyait fort bien, mais il ne pensait qu'à ceci. Quand on commandera le feu, il faut que je lève le bras. A voice rang out in the deep silence, a voice that seemed to come from a great distance, saying, "Are you ready, gentlemen?" George exclaimed, "Yes." The same voice gave the word fire. Une voix prononça dans le grand silence, une voix qui semblait venir de très loin. "Êtes-vous prêts, messieurs?" Georges cria, "Oui." La même voix reprit, "Feu." He heard nothing more, he saw nothing more, he took note of nothing more. He only knew that he raised his arm, pressing strongly on the trigger. And he heard nothing. Il n'entendit plus rien, il ne vit plus rien, il ne remarqua plus rien, il sut seulement qu'il levait le bras en appuyant de toute sa force sur la détente. Et il n'entendit rien. But he saw all at once a little smoke at the end of his pistol barrel, and as the man in front of him still stood in the same position, he perceived, too, a little cloud of smoke drifting off over his head. Mais il aperçut tout à coup un peu de fumée au bout de son pistolet, et comme l'homme en face de lui se tenait toujours debout dans la même position, il aperçut aussi un petit nuage de fumée qui s'envolait au-dessus de sa tête. They had both fired. It was over. His seconds and the doctor touched him, felt him and unbuttoned his clothes, asking anxiously, "Are you hit?" He replied at haphazard, "No, I do not think so." Ils avaient tiré tous les deux. C'était fini. Ses témoins et le médecin le touchèrent, le tâtèrent, déboutonnèrent ses vêtements, en demandant avec anxiété, « Vous n'êtes pas touché ?» Il répondit au hasard, « Non, je ne crois pas. » Langermont, too, was as unhurt as his enemy, and Jacques Rival murmured in a discontented tone, "It is always so with those damned pistols. You either miss or kill. What a filthy weapon." Langermont aussi était indemne comme son adversaire, et Jacques Rival murmura d'un ton mécontent, « C'est toujours comme ça avec ces sacrés pistolets. On se manque ou on se tue. Quelle sale arme." Duroy did not move, paralyzed by surprise and joy. It was over. They had to take away his weapon, which he still had clenched in his hand. It seemed to him now that he could have done battle with the whole world. Duroy ne bougeait point, paralysé par la surprise et la joie. C'était fini. On dut lui enlever son arme qu'il serrait encore dans sa main. Il lui semblait maintenant qu'il se serait battu avec le monde entier. It was over.
What happiness! He felt suddenly brave enough to defy no matter whom. The whole of the seconds conversed together for a few moments, making an appointment to draw up their report of the proceedings in the course of the day. C'était fini. Quel bonheur! Ils se sentaient soudain braves à défier n'importe qui. Tous les témoins causèrent ensemble quelques instants, se donnant rendez-vous pour rédiger dans la journée le procès-verbal de la rencontre. Then they got into the carriage again, and the driver, who was laughing on the box, started off, cracking his whip. They breakfasted together on the boulevards, and in chatting over the event, Duroy narrated his impressions. Puis ils remontèrent en voiture, et le cocher, qui riait sur son siège, repartit en faisant claquer son fouet. Ils déjeunèrent ensemble sur les boulevards, et en causant de l'événement, Duroy raconta ses impressions. I felt quite unconcerned, quite. You must, besides, have seen it yourself. Rival replied. Yes, you bore yourself very well. J'étais très calme, très calme. Vous avez dû vous en apercevoir d'ailleurs. Rival répondit. Oui, vous vous êtes très bien tenu. When the report was drawn up, it was handed to Duroy, who was to insert it in the paper. He was astonished to read that he had exchanged a couple of shots with Monsieur Louis Langermont, and rather uneasily interrogated Rival, saying, But we only fired once. Quand le procès-verbal fut rédigé, on le remit à Duroy, qui devait l'insérer dans le journal. Il fut étonné de lire qu'il avait échangé 2 balles avec Monsieur Louis Langremont, et il interrogea Rival avec quelque inquiétude, mais nous n'avons tiré qu'une fois. The other smiled. Yes, 1 shot apiece. That makes a couple of shots. Duroy, deeming the explanation satisfactory, did not persist. Daddy Walter embraced him, saying, Bravo, bravo. You have defended the colors of Vi Française, bravo. L'autre sourit. Oui, un coup chacun, cela fait 2 coups. Duroy, trouvant l'explication satisfaisante, n'insista pas. Le père Walter l'embrassa en disant, Bravo, bravo, vous avez défendu les couleurs de la vie française, bravo. George showed himself in the course of the evening at the principal, newspaper offices, and at the chief cafes on the boulevards. He twice encountered his adversary, who was also showing himself. Georges se montra le soir dans les principaux bureaux de journaux et dans les principaux cafés du boulevard. Il rencontra 2 fois son adversaire, qui se montrait aussi. They did not bow to one another. If one of them had been wounded, they would have shaken hands. Each of them, moreover, swore with conviction that he had heard the whistling of the other's bullet. Ils ne se saluèrent point. Si l'un d'eux eût été blessé, ils se seraient serré la main. Chacun d'eux d'ailleurs affirmait avec conviction avoir entendu siffler la balle de l'adversaire. The next day, at about 11, Duroy received a telegram. Awfully alarmed. Come at once. Rue de Constantinople, Clos. He hastened to their meeting place, and she threw herself into his arms, smothering him with kisses. Le lendemain, vers 11 heures, Duroy reçut une dépêche. Affreusement inquiète. Viens tout de suite. Rue de Constantinople, Clos. Il se hâta vers le lieu de rendez-vous, et elle se jeta dans ses bras, l'étouffant de caresses. Oh, my darling. If you only knew what I felt when I saw the papers this morning. Oh, tell me all about it. I want to know everything. Oh, mon chéri. Si tu savais ce que j'ai éprouvé en voyant les journaux ce matin. Oh, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. He had to give minute details. She said, What a dreadful night you must have passed before the duel. No, I slept very well. I should not have closed an eye. And on the ground, tell me all that happened. Il dut donner les détails les plus minutieux. Elle dit, Quelle affreuse nuit tu as dû passer avant le duel. Non, j'ai très bien dormi. Moi, je n'aurais pas fermé l'œil. Et sur le terrain, raconte-moi tout ce qui s'est passé. He gave a dramatic account. When we were face to face with one another at 20 paces, only 4 times the length of this room, Jacques, after asking if we were ready, gave the word fire. Il fit un récit dramatique. Quand nous nous sommes trouvés face à face, à 25 pas, 4 fois la longueur de cette chambre, Jacques, après avoir demandé si nous étions prêts, a crié « Feu ».
I raised my arm at once, keeping a good line, but I made the mistake of trying to aim at the head. I had a pistol with an unusually stiff pull, and I am accustomed to very easy ones, so that the resistance of the trigger caused me to fire too high. J'ai levé le bras tout de suite en gardant bien la ligne, mais j'ai eu le tort de vouloir viser à la tête. J'avais un pistolet à détente très dure et j'ai l'habitude de détente très douce, si bien que la résistance du ressort m'a fait tirer trop haut. No matter, it could not have gone very far off him. He shoots well, too, the rascal. His bullet skimmed by my temple. I felt the wind of it. N'importe, cela n'a pas dû passer loin de lui. Il tire bien aussi, le gaillard. Sa balle m'a rasé la tempe. Jen, ai Seni Levent. She was sitting on his knees, and holding him in her arms, as though to share his dangers. She murmured, "Oh, my poor darling. My poor darling." Elle était assise sur ses genoux et le tenait dans ses bras comme pour partager ses dangers. Elle murmurait, "Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre chéri." When he had finished his narration, she said, "Do you know I cannot live without you? I must see you, and with my husband in Paris, it is not easy." Quand il eut fini son récit, elle dit, "Sais-tu, je ne peux plus vivre sans toi. Il faut que je te voie, et avec mon mari à Paris, ce n'est pas facile. Often I could find an hour in the morning before you were up to run in and kiss you, but I won't enter that awful house of yours. What is to be done? Souvent je pourrais trouver une heure le matin avant que tu sois levé pour courir t'embrasser, mais je ne veux pas entrer dans ton affreuse maison. Que faire?" He suddenly had an inspiration and asked, "What is the rent here?" 100 francs a month. "Well, I will take the rooms over on my own account, and live here altogether. Mine are no longer good enough for my new position." Il eut soudain une inspiration, et demanda, "Combien coûte cet appartement?" 100 francs par mois. "Eh bien, je le prendrai à mon compte, et je m'y installerai tout à fait. Le mien ne vaut plus rien pour ma position nouvelle." She reflected a few moments, and then said, "No, I won't have that." He was astonished, and asked, "Why not?" "Because I won't. That is not a reason. These rooms suit me very well." Elle réfléchit quelques instants, puis dit, "Non, je ne veux pas." Il fut étonné, et demanda, "Pourquoi?" "Parce que je ne veux pas. Ce n'est pas une raison. Cet appartement me va très bien. I am here, and shall remain here. Besides," he added, with a laugh, "they are taken in my name." But she kept on refusing. "No, no, I won't have it." "Why not then?" "Je m'y plais, et j'y resterai. D'ailleurs," ajouta-t-il en riant, "il est pris à mon nom." Mais elle s'obstinait à refuser. "Non, non, je ne veux pas. Pourquoi donc?" Then she whispered tenderly, "Because you would bring women here, and I won't have it." He grew indignant. "Never. I can promise you that. No, you will bring them all the same." Alors elle murmura tendrement, "Parce que tu y amènerais des femmes, et je ne veux pas." Il s'indigna. "Jamais. Je te le promets." "Non, tu les amèneras tout de même." "I swear I won't. Truly, truly, on my word of honor. This is our place. Our very own." She clasped him to her in an outburst of love, exclaiming, "Very well then, darling." "Je te jure que non." "Vrai." "Vrai, sur l'honneur. C'est notre chez nous, à nous deux." Elle le serra contre elle dans un élan d'amour, en s'écriant, "Alors, oui, mon chéri." "But you know, if you once deceive me only once, it will be all over between us, all over forever." He swore again with many protestations, and it was agreed that he should install himself there that very day, so that she could look in on him as she passed the door. "Mais tu sais, si tu me trompes une seule fois, ce sera fini entre nous, fini pour toujours." Il jura de nouveau avec de grandes protestations, et il fut convenu qu'il s'installerait là le jour même afin qu'elle pût venir le voir en passant. Then she said, "In any case, come and dine with us on Sunday. My husband thinks you are charming." He was flattered, really. "Yes, you have captivated him." Puis elle dit, "En tout cas, viens dîner dimanche à la maison. Mon mari te trouve charmant." Il fut flatté, vraiment. "Oui, tu l'as séduit." "And then, listen, you have told me that you were brought up in a country house." "Yes, why?" "Then you must know something about agriculture."
Yes. Well, talk to him about gardening and the crops. He is very fond of that sort of thing. Et puis, écoute, tu m'as dit que tu avais été élevé dans une maison de campagne. Oui. Pourquoi? Alors tu dois connaître en agriculture. Oui. Eh bien, parle-lui de jardinage et de récolte. Il adore cela. Good, I will not forget. She left him, after kissing him to an indefinite extent, the duel having stimulated her affection. Duroy thought, as he made his way to the office, what a strange being, what a feather brain. Bon, je n'oublierai pas. Elle le quitta, après l'avoir embrassé indéfiniment. Le duel ayant exalté sa tendresse. Duroy pensa, en se dirigeant vers le bureau, quel drôle d'être. Quelle tête d'Alenat. Can one tell what she wants, and what she cares for? And what a strange household. What fanciful being arranged the union of that old man and this madcap? What made the inspector marry this giddy girl? A mystery. Who knows? Love, perhaps. Peut-on savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle aime? Et quel singulier ménage! Quel être fantasque a arrangé l'union de ce vieillard et de cette folle? Que est-ce qui a poussé l'inspecteur à épouser cet écervelé? Mystère. Qui sait? L'amour, peut-être. And he concluded, after all, she is a very nice little mistress, and I should be a very big fool to let her slip away from me. Et il conclut, après tout, c'est une très gentille petite maîtresse, et je serais bien bête de la laisser échapper. His duel had given Duroy a position among the leader writers of the Vie Française, but as he had great difficulty in finding ideas, he made a specialty of declamatory articles on the decadence of morality, the lowering of the standard of character, the weakening of the patriotic fiber, and the anemia of French honor. Son duel avait donné à Duroy une position parmi les premiers rédacteurs de la Vie française, mais comme il avait beaucoup de peine à trouver des idées, il se spécialisa dans les articles déclamatoires sur la décadence des mœurs, l'abaissement du niveau des caractères, l'affaiblissement de la fibre patriotique et l'anémie de l'honneur français. He had discovered the word anemia, and was very proud of it. And when Madame de Morel, filled with that skeptical, mocking, and incredulous spirit characteristic of the Parisian, laughed at his tirades, which he demolished with an epigram, he replied with a smile, Bah! This sort of thing will give me a good reputation later on. Il avait découvert le mot anémie, et en était très fier. Et quand Madame de Marelle, pleine de cet esprit sceptique, moqueur et incrédule particulier aux Parisiens, riait de ces tirades qu'elle démolissait d'un trait d'esprit, il répondait en souriant, Bah! Cela me fera plus tard une bonne réputation. He now resided in the Rue de Constantinople, whither he had shifted his portmanteau, his hairbrush, his razor, and his soap, which was what his moving amounted to. Twice or thrice a week she would call before he was up, undress in a twinkling, and slip into bed, shivering from the cold prevailing out of doors. Il habitait maintenant rue de Constantinople, où il avait transporté sa valise, sa brosse à cheveux, son rasoir et son savon, ce qui constituait son déménagement. 2 ou 3 fois par semaine elle venait le voir avant qu'il fût levé, se déshabillait en un clin d'œil, et se glissait dans le lit, grelottant du froid du dehors. As a set-off, Duroy dined every Thursday at her residence, and paid court to her husband by talking agriculture with him. As he was himself fond of everything relating to the cultivation of the soil, they sometimes both grew so interested in the subject of their conversation that they quite forgot the wife dozing on the sofa. En revanche, Duroy dînait tous les jeudis chez elle et faisait sa cour au mari en causant agriculture avec lui. Comme il aimait lui-même tout ce qui touchait à la culture de la terre, ils s'intéressaient parfois si bien tous deux à leur causerie qu'ils oubliaient complètement la femme assoupie sur le canapé. Laurine would also go to sleep, now on the knee of her father, and now on that of pretty boy. And when the journalist had left, Monsieur de Morel never failed to assert, in that doctrinal tone in which he said the least thing, that young fellow is really very pleasant company, he has a well-informed mind. Laurine s'endormait aussi, tantôt sur les genoux de son père, tantôt sur ceux de Bel Ami. Et quand le journaliste était parti, M. de Marelle ne manquait jamais d'affirmer, de ce ton doctoral dont il disait la moindre chose, ce jeune homme est vraiment d'un commerce très agréable, il a l'esprit cultivé. February was drawing to a close. One began to smell the violets in the street,
as one passed the barrows of the flower sellers of morning. Duroy was living beneath a sky without a cloud. Février tirait à sa fin. On commençait à sentir les violettes dans la rue en passant le matin devant les petites voitures des marchands de fleurs. Duroy vivait sous un ciel sans nuages. One night, on returning home, he found a letter that had been slipped under his door. He glanced at the postmark and read Cannes. Having opened it, he read. Un soir, en rentrant chez lui, il trouva une lettre qu'on avait glissée sous sa porte. Il regarda le timbre et lut Cannes. L'ayant ouverte, il lut. Villa Jolie, Cannes. Dear Sir and Friend, you told me, did you not, that I could reckon upon you for anything? Well, I have a very painful service to ask of you. It is to come and help me, so that I may not be left alone during the last moments of Charles, who is dying. Villa Jolie, Cannes. Cher monsieur et ami, vous m'avez dit, n'est-ce pas, que je pouvais compter sur vous en toutes circonstances. Eh bien, j'ai un service très pénible à vous demander. C'est de venir m'aider, afin que je ne reste pas seul pendant les derniers moments de Charles, qui se meurt. He may not last out the week, as the doctor has forewarned me, although he has not yet taken to his bed. I have no longer strength nor courage to witness this hourly death, and I think with terror of those last moments which are drawing near. Il n'en a peut-être pas pour 8 jours, selon ce que m'a prévenu le médecin, bien qu'il ne soit pas encore alité. Je n'ai plus la force ni le courage d'assister à cette agonie de toutes les heures, et je pense avec terreur à ces derniers moments qui approchent. I can only ask such a service of you, as my husband has no relatives. You were his comrade. He opened the door of the paper to you. Come, I beg of you. I have no one else to ask. Believe me, your very sincere friend. Madeleine Forestier. Je ne puis demander cela qu'à vous, mon mari n'ayant aucun parent. Vous étiez son camarade, il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en supplie, je n'ai personne à qui adresser cet appel. Croyez-moi votre très sincère ami, Madeleine Forestier. A strange feeling filled George's heart, a sense of freedom and of a space opening before him, and he murmured, "To be sure I'll go. Poor Charles. What are we, after all?" Un sentiment étrange emplit le cœur de Georges, une sensation de liberté, d'espace qui s'ouvrait devant lui, et il murmura, « Bien sûr, j'irai. Pauvre Charles. Qu'est-ce que nous sommes, après tout? » The governor, to whom he read the letter, grumblingly granted permission, repeating, "But be back soon. You are indispensable to us." George left for Cannes next day by the 7 o'clock express, after letting the Morels know of his departure by a telegram. Le patron, à qui il lut la lettre, lui accorda son congé en grommelant, en répétant « Mais revenez vite, vous nous êtes indispensables ». Georges partit pour Cannes le lendemain par l'express de 7 heures, après avoir prévenu les Marelles de son départ par une dépêche. He arrived the following evening about 4 o'clock. A commissionaire guided him to the Villa Jolie, built halfway up the slope of the pine forest clothed with white houses, which extends from Cannes to the Gulf Yuan. Il arriva le lendemain vers 4 heures du soir. Un commissionnaire le guida vers la Villa Jolie, bâtie à mi-côte sur le versant de la forêt de pins semés de maisons blanches qui s'étend de Cannes au Golfe Juan. The house, small, low, and in the Italian style, was built beside the road which winds zigzag fashion up through the trees, revealing a succession of charming views at every turning it makes. La maison, petite, basse, de style italien, était bâtie au bord de la route qui monte en serpentant à travers les arbres, découvrant à chaque détour de charmants points de vue. The man-servant opened the door and exclaimed, "Oh, sir, madam is expecting you most impatiently." "How is your master?" inquired Duroy. "Not at all well. Sir, he cannot last much longer." Le domestique ouvrit la porte et s'écria, "Oh, monsieur, madame vous attend avec bien de l'impatience." "Comment va votre maître?" demanda Duroy. "Oh, très mal, monsieur. Il n'en a plus pour longtemps." The drawing-room, into which George was shown, was hung with pink and blue chintz. The tall and wide windows overlooked the town and the sea. Duroy muttered, "By Jove, this is nice and swell for a country house. Where the deuce do they get the money from?"
Le salon où fut introduit Georges était tendu de cretonne rose et bleu. Les hautes et larges fenêtres laissaient voir la ville et la mer. Duroy murmura. Fichtre, c'est gentil et cossu pour une maison de campagne. Où diable prennent-ils l'argent? The rustle of a dress made him turn round. Madame Forestier held out both hands to him. How good of you to come, how good of you to come, said she. And suddenly she kissed him on the cheek. Un froissement de robe le fit se retourner. Madame Forestier lui tendait ses deux mains. Comme c'est bon à vous d'être venu, comme c'est bon à vous d'être venu, dit-elle. Et tout à coup elle l'embrassa sur la joue. Then they looked at one another. She was somewhat paler and thinner, but still fresh-complexioned, and perhaps still prettier for her additional delicacy. She murmured, "He is dreadful, do you know? He knows that he is doomed, and he leads me a fearful life." Puis ils se regardèrent. Elle était un peu plus pâle et plus maigre, mais toujours fraîche, et peut-être plus jolie encore de sa maigreur nouvelle. Elle murmura, « Il est affreux, savez-vous, il se sait condamné, et il me rend la vie atroce. But where is your portmanteau? I have left it at the station, not knowing what hotel you would like me to stop at in order to be near you." She hesitated a moment, and then said, "You must stay here. Besides, your room is all ready." Mais où est votre valise? Je l'ai laissée à la gare, ne sachant dans quel hôtel vous désiriez que je descende pour être près de vous. Elle hésita une seconde, puis dit, vous logerez ici. D'ailleurs, votre chambre est prête. He might die at any moment, and if it were to happen during the night, I should be alone. I will send for your luggage. He bowed, saying, as you please. Il peut mourir d'un moment à l'autre, et si cela arrivait la nuit, je serai seul. Je vais faire chercher vos affaires. Il s'inclina, comme vous voudrez. Now let us go upstairs, she said. He followed her. She opened a door on the first floor, and Duroy saw, wrapped in rugs and seated in an armchair near the window, a kind of living corpse, livid even under the red light of the setting sun, and looking towards him. Maintenant montons, dit-elle. Il la suivit. Elle ouvrit une porte au premier étage, et Duroy aperçut, dans des couvertures, assis dans un fauteuil près de la fenêtre, une sorte de cadavre vivant, livide sous la lumière rouge du couchant, et qui le regardait. He scarcely recognized, but rather guessed, that it was his friend. The room reeked of fever, medicated drinks, ether, tar, the nameless and oppressive odor of a consumptive's sick room. Il le reconnut à peine, le devina plutôt, c'était son ami. La chambre sentait la fièvre, les médicaments, l'éther, le goudron, l'odeur innommable et esséurante d'une chambre de poitrinaire. Forestier held out his hand slowly and with difficulty. So here you are. You have come to see me die, then. Thanks. Duroy affected to laugh. To see die? That would not be a very amusing sight, and I should not select such. An occasion to visit Cannes. Forestier lui tendit la main avec lenteur et peine. Te voilà, tu viens me voir crever. Alors, merci. Duroy affected a rire. Te voir crever? Ce ne serait pas un spectacle très amusant, et je n'aurais pas choisi cette occasion pour visiter Cannes. I came to give you a look in, and to rest myself a bit. Forestier murmured, sit down, and then bent his head, as though lost in painful thoughts. He breathed hurriedly and pantingly, and from time to time gave a kind of groan, as if he wanted to remind the others how ill he was. Je viens te faire une petite visite et me reposer un peu. Forestier murmura, assieds-toi, puis pencha la tête, comme perdu dans de pénibles pensées. Il respirait vite et péniblement, et de temps en temps poussait une sorte de gémissement, comme s'il eût voulu rappeler aux autres combien il souffrait. Seeing that he would not speak, his wife came and leaned against the window-sill, and indicating the view with a motion of her head, said, Look, is not that beautiful? Voyant qu'il ne parlait point, sa femme vint s'appuyer contre l'appui de la fenêtre et montrant d'un geste de la tête le paysage, dit, Regardez, n'est-ce pas beau? Before them the hillside, dotted with villas, sloped downwards towards a town, which stretched in a half-circle along the shore with its head to the right in the direction of the pier, overlooked by the old city, surmounted by its belfry, and its feet to the left towards the point of La Croisette,
facing the Isles of Lérins. Devant eux, la côte semée de villas descendait vers la ville, qui s'étendait en demi-cercle au bord de l'eau, la tête à droite vers la jetée que dominait la vieille cité surmontée de son clocher, et les pieds à gauche vers la pointe de la Croisette, en face des îles de l'Érins. These two islands appeared like two green spots amidst the blue water. They seemed to be floating on it like two huge green leaves, so low and flat did they appear from this height. Ces deux îles apparaissaient comme deux taches vertes au milieu de l'eau bleue. Elles semblaient flotter dessus comme deux grandes feuilles vertes, tant elles paraissaient plates et basses de cette hauteur. Afar off, bounding the view on the other side of the bay, beyond the pier and the belfry, a long succession of blue hills showed up against a dazzling sky, their strange and picturesque line of summits now rounded, now forked, now pointed, ending with a huge pyramidal mountain, its foot in the sea itself. Au loin, bornant la vue de l'autre côté du golfe, par-delà la jetée et le clocher, une longue suite de montagnes bleuâtres se profilait sur le ciel éclatant, dessinant une ligne étrange et pittoresque de sommets tantôt arrondis, tantôt fourchus, tantôt pointus, et finissant par une grande montagne pyramidale qui trempait son pied dans la mer même. Madame Forestier pointed it out, saying, "This is Lesterel." The void beyond the dark hill tops was red, a glowing red that the eye would not fear, and Duroy, despite himself, felt the majesty of the close of the day. Madame Forestier l'indiqua en disant, "Ceci, c'est l'Estérel." Le vide au-delà des cimes sombres était rouge, d'un rouge ardent que l'œil ne craignait point, et Duroy, malgré lui, sentit la majesté de cette fin de jour. He murmured, finding no other term strong enough to express his admiration, "It is stunning." Forestier raised his head, and turning to his wife, said, "Let me have some fresh air." Il murmura, ne trouvant pas d'autres mots assez forts pour exprimer son admiration. C'était épatant. Forestier releva la tête et se tournant vers sa femme. "Donne-moi un peu d'air." "Pray be careful," was her reply. "It is late, and the sun is setting. You will catch a fresh cold, and you know how bad that is for you." "Prends garde," fut sa réponse. "Il est tard, et le soleil se couche. Tu vas prendre un rhume de plus, et tu sais combien cela t'est funeste." He made a feverish and feeble movement with his right hand that was almost meant for a blow, and murmured with a look of anger, the grin of a dying man that showed all the thinness of his lips, the hollowness of the cheeks, and the prominence of all the bones of the face. "I tell you I am stifling." Il fit de la main droite un mouvement fébrile et faible qui tenait presque du cou, et murmura avec une expression de colère, avec cette grimace d'agonisant qui montrait toute la maigreur des lèvres, le creux des joues et la saillie de tous les os de la face. "Je te dis que j'étouffe." What does it matter to you, whether I die a day sooner or a day later, since I am done for? She opened the window quite wide. The air that entered surprised all three like a caress. Qu'est-ce que cela te fait que je crève un jour plus tôt ou un jour plus tard, puisque je suis fini? Elle ouvrit la fenêtre toute grande. L'air qui entra les surpris tous trois comme une caresse. It was a soft, warm breeze, a breeze of spring, already laden with the scents of the odoriferous shrubs and flowers which sprang up along the shore. A powerful scent of turpentine and the harsh savor of the eucalyptus could be distinguished. C'était une brise molle et tiède, une brise de printemps déjà chargée des senteurs des arbustes et des fleurs odorantes qui poussaient le long de cette côte. On y distinguait une forte odeur de térébenthine et l'âpre saveur des eucalyptus. Forestier drank it in with short and fevered gasps. He clutched the arm of his chair with his nails, and said in low, hissing, and savage tones, "Shut the window. It hurts me. I would rather die in a cellar." Forestier la buvait par petites gorgées fiévreuses. Il serrait les bras de son fauteuil de ses ongles et dit d'une voix basse, sifflante et rageuse, "Ferme la fenêtre. Ça me fait mal. J'aime mieux crever dans une cave." His wife slowly closed the window, and then looked out in space, her forehead against the pane. Duroy, feeling very ill at ease, would have liked to have chatted with the invalid and reassured him. But he could think of nothing to comfort him. Sa femme ferma lentement la fenêtre, puis elle alla regarder au loin, le front contre la vitre. Duroy, fort mal à l'aise, aurait voulu causer avec le malade et le rassurer. Mais il ne trouvait rien qui pût le consoler. At length he said, "Then you have not got any better since you have been here?"
Forestier shrugged his shoulders with low-spirited impatience. You see very well I have not, he replied, and again lowered his head. Il dit enfin, alors, tu ne vas pas mieux depuis que tu es ici. Forestier haussa les épaules avec un découragement impatient. Tu vois bien que non, répondit-il, et il baissa de nouveau la tête. Duroy went on, hang it all, it is ever so much nicer here than in Paris. We are still in the middle of winter there. It snows, it freezes, it rains, and it is dark enough for the lamps to be lit at 3 in the afternoon. Duroy reprit. Fichtre, il fait diablement meilleur ici qu'à Paris. Nous sommes encore en plein hiver là-bas. Il neige, il gèle, il pleut, et il fait assez sombre pour allumer les lampes à 3 heures de l'après-midi. Anything new at the paper? Asked Forestier. Nothing. They have taken on young Lacrin, who has left the Voltaire, to do your work, but he is not up to it. It is time that you came back. Du nouveau au journal? Demanda Forestier. Rien. On a pris le petit Lacrin, qui sortait du Voltaire, pour faire ton service, mais il n'y entend goutte. Il est temps que tu reviennes. The invalid muttered. I shall do all my work 6 feet under the sod now. This fixed idea recurred like a knell apropos of everything, continually cropping up in every idea, every sentence. Le malade murmura. Moi, je vais faire tout mon service sous 6 pieds de terre maintenant. Cette idée fixe revenait sans cesse comme un glas, à propos de tout, reparaissait dans chaque pensée, dans chaque phrase. There was a long silence, a deep and painful silence. The glow of the sunset was slowly fading, and the mountains were growing black against the red sky, which was getting duller. Il y eut un long silence, un silence profond et douloureux. La rougeur du couchant s'effaçait lentement, et les montagnes devenaient noires sur le ciel rouge qui s'assombrissait. A colored shadow, a commencement of night, which yet retained the glow of an expiring furnace, stole into the room and seemed to tinge the furniture, the walls, the hangings, with mingled tints of sable and crimson. Une ombre colorée, un commencement de nuit qui gardait encore des lueurs de fournaise mourante, entrait dans la chambre, semblait teindre les meubles, les murs, les tentures, de nuances mêlées de sombre et de pourpre. The chimney glass, reflecting the horizon, seemed like a patch of blood. Madame Forestier did not stir, but remained standing with her back to the room, her face to the window pane. La glace de la cheminée, reflétant l'horizon, avait l'air d'une tache de sang. Madame Forestier ne bougeait point, demeurait debout, le dos tourné à l'appartement, la figure contre la vitre. Forestier began to speak in a broken, breathless voice, heart-rending to listen to. How many more sunsets shall I see? 8, 10, 15, or 20, perhaps 30, no more. You have time before you. For me it is all over. Forestier se mit à parler d'une voix brisée, essoufflée, déchirante à entendre. Combien de couchers de soleil me reste-t-il à voir? 8, 10, 15 ou 20, peut-être 30, pas plus. Vous avez du temps devant vous. Moi, c'est fini. And it will go on all the same, after I am gone, as if I was still here. He was silent for a few moments, and then continued. All that I see reminds me that in a few days I shall see it no more. Et tout continuera après ma mort comme si j'étais là. Il se tut quelque instant, puis reprit. Tout ce que je vois me rappelle que dans quelques jours je ne le verrai plus. It is horrible. I shall see nothing of all that exists, not the smallest things one makes use of, the plates, the glasses, the beds in which one rests so comfortably, the carriages. How nice it is to drive out of an evening. How fond I was of all those things. C'est affreux. Je ne verrai plus rien, rien de tout ce qui existe, pas les plus petites choses dont on se sert, les assiettes, les verres, les lits où l'on repose si bien, les voitures. Comme c'est bon de se promener en voiture le soir. Que j'aimais cela, moi, toutes ces choses. He nervously moved the fingers of both hands, as though playing the piano on the arms of his chair. Each of his silences was more painful than his words, so evident was it that his thoughts must be fearful. Il remuait nerveusement les doigts de ses 2 mains, comme s'il eût joué du piano sur les bras de son fauteuil. Chacun de ses silences était plus douloureux que ses paroles, tant on sentait bien que ses pensées devaient être affreuses.
Duroy suddenly recalled what Norbert de Varenne had said to him some weeks before. I now see death so near that I often want to stretch out my arms to put it back. I see it everywhere. Duroy se rappela brusquement ce que lui avait dit Norbert de Varenne quelques semaines plus tôt. Moi, je vois maintenant la mort de si près que j'ai souvent envie d'étendre les bras pour la repousser. Je la vois partout. The insects crushed on the path, the falling leaves, the white hair in a friend's beard, rend my heart and cry to me, Behold! He had not understood all this on that occasion. Now, seeing Forestier, he did. Les insectes écrasés sur le chemin, les feuilles qui tombent, le poil blond aperçu dans la barbe d'un ami, me déchirent le cœur et me crient. Voilà. Il n'avait pas compris cela. Alors, maintenant, en voyant Forestier, il comprenait. An unknown pain assailed him, as if he himself was sensible of the presence of death, hideous death, hard by, within reach of his hand, on the chair in which his friend lay gasping. Une douleur inconnue l'étreignait, comme s'il eût senti lui-même l'approche de la mort hideuse, tapis là, tout près, à portée de la main, sur le fauteuil où haletait son ami. He longed to get up, to go away, to fly, to return to Paris at once. Oh, if he had known, he would not have come. Darkness had now spread over the room, like premature mourning for the dying man. Il avait envie de se lever, de s'en aller, de fuir, de retourner à Paris tout de suite. Oh, s'il avait su, il ne serait pas venu. L'obscurité maintenant s'était répandue dans la chambre comme un deuil prématuré du mourant. The window alone remained still visible, showing, within the lighter square formed by it, the motionless outline of the young wife. Forestier remarked with irritation, Well, are they going to bring in the lamp tonight? This is what they call looking after an invalid. La fenêtre seule demeurait encore visible, montrant, dans le carré plus clair qu'elle faisait, la silhouette immobile de la jeune femme. Forestier dit avec irritation, Eh bien, est-ce qu'on va apporter la lampe ce soir? Voilà ce qu'on appelle soigner un malade. The shadow outlined against the window panes disappeared, and the sound of an electric bell rang through the house. A servant shortly entered and placed a lamp on the mantelpiece. L'ombre qui se profilait sur la vitre disparut, et le bruit d'une sonnerie électrique se répandit par la maison. Une bonne entra bientôt et posa une lampe sur la cheminée. Madame Forestier said to her husband, Will you go to bed, or would you rather come down to dinner? He murmured, I will come down. Waiting for this meal kept them all three sitting still for nearly an hour, only uttering from time to time some needless commonplace remark. Madame Forestier dit à son mari, Veux-tu te coucher, ou préfères-tu descendre pour dîner? Il murmura, Je descendrai. L'attente de ce repas les tint tous trois immobiles pendant près d'une heure, ne prononçant de temps en temps que quelques paroles banales et inutiles. As if there had been some danger, some mysterious danger in letting silence endure too long, in letting the air congeal in this room where death was prowling. At length dinner was announced. Comme s'il y avait eu quelque danger, quelque péril mystérieux à laisser durer trop longtemps le silence, à laisser se figer l'air dans cette chambre où rôdait la mort. Le dîner fut enfin annoncé. The meal seemed interminable to Duroy. They did not speak, but ate noiselessly, and then crumbled their bread with their fingers. The manservant who waited upon them went to and fro, without the sound of his footsteps being heard, for as the creak of a boot sole irritated Charles, he wore list slippers. Le repas parut interminable à Duroy. Ils ne parlaient point, mangeaient sans bruit, puis émiettaient leur pain avec leurs doigts. Le domestique qui les servait allait et venait sans qu'on entendît le bruit de ses pas, car comme le grincement d'une semelle agaçait Charles, il portait des chaussons de feutre. The harsh tick of a wooden clock alone disturbed the calm with its mechanical and regular sound. As soon as dinner was over, Duroy, on the plea of fatigue, retired to his room, and leaning on the window-sill watched the full moon, in the midst of the sky, like an immense lamp. Seul le tic-tac dur d'une pendule de bois troublait ce calme de son bruit mécanique et régulier. Dès que le dîner fut fini, Duroy, sous prétexte de fatigue, se retira dans sa chambre, et, accoudé à sa fenêtre, il regarda la lune pleine, au milieu du ciel, comme une énorme lampe, casting its cold gleam upon the white walls of the villas, and scattering over the sea a soft and moving, dappled light.
He strove to find some reason to justify a swift departure, inventing plans, telegrams he was to receive, a recall from Monsieur Walter. Jetant sa lueur froide sur les murs blancs des villas et semant sur la mer une lumière molle et remuante comme une poussière de nacre. Il cherchait des raisons pour justifier un départ subi, inventait des combinaisons, des télégrammes qu'il recevrait, un rappel de Monsieur Walter. But his resolves to fly appeared more difficult to realize on awakening the next morning. Madame Forestier would not be taken in by his devices, and he would lose by his cowardice all the benefit of his self-devotion. Mais ses projets de fuite lui parurent plus difficiles à réaliser au réveil du lendemain. Madame Forestier ne se laisserait pas prendre à ses ruses, et il perdrait par sa lâcheté tout le bénéfice de sa complaisance. He said to himself, "Bah! It is awkward. Well, so much the worse. There must be unpleasant situations in life, and besides, it will perhaps be soon over." Il se dit, "Bah! C'est ennuyeux. Tant pis, il faut bien qu'il y ait des moments désagréables dans l'existence, et puis, cela sera peut-être bientôt fini." It was a bright day, one of those bright southern days that make the heart feel light, and Duroy walked down to the sea, thinking that it would be soon enough to see Forestier sometime in course of the afternoon. Il faisait un temps magnifique, un de ces bons jours du midi qui vous mettent la joie au cœur, et Duroy descendit vers la mer, pensant qu'il serait bien temps de voir Forestier dans le courant de l'après-midi. When he returned to lunch, the servant remarked, "Master has already asked for you 2 or 3 times. Sir, will you please step up to his room, sir?" He went upstairs. Forestier appeared to be dozing in his armchair. His wife was reading, stretched out on the sofa. Quand il rentra pour déjeuner, le domestique lui dit, "Monsieur vous a déjà demandé 2 ou 3 fois, monsieur. Voulez-vous monter dans sa chambre, monsieur?" Ayal monta. Forestier semblait somnoler dans son fauteuil. Sa femme lisait, étendue sur un canapé. The invalid raised his head, and Duroy said, "Well, how do you feel?" "You seem quite fresh this morning." "Yes, I am better. I have recovered some of my strength. Get through your lunch with Madeleine as soon as you can, for we are going out for a drive." Le malade releva la tête, et Duroy dit, "Eh bien, comment allez-vous? Vous avez l'air tout frais ce matin." "Oui, je vais mieux, j'ai repris des forces. Déjeune vite avec Madeleine, car nous allons faire une promenade en voiture." As soon as she was alone with Duroy, the young wife said to him, "There, today he thinks he is all right again. He has been making plans all the morning. We are going to the Golfe Juan now to buy some pottery for our rooms in Paris." Dès qu'elle fut seule avec Duroy, la jeune femme lui dit, "Voilà, aujourd'hui il se croit guéri. Il a fait des projets toute la matinée. Nous allons au Golfe Juan maintenant acheter des poteries pour nos appartements de Paris. He is determined to go out, but I am horribly afraid of some mishap. He cannot bear the shaking of the drive." When the landau arrived, Forestier came downstairs a step at a time, supported by his servant. "Il veut absolument sortir, mais j'ai horriblement peur de quelque accident. Il ne peut pas supporter les chaos." Quand le landau fut arrivé, Forestier descendit l'escalier marche par marche, soutenu par son domestique. But as soon as he caught sight of the carriage, he ordered the hood to be taken off. His wife opposed this, saying, "You will catch cold. It is madness." He persisted, repeating, "Oh, I am much better. I feel it." Mais dès qu'il aperçut la voiture, il ordonna qu'on baissât la capote. Sa femme s'y opposa. "Tu vas prendre froid. C'est de la folie." Ayala s'obstina. "Oh, je vais beaucoup mieux. Je le sens." They passed at first along some of those shady roads, bordered by gardens, which cause Cannes to resemble a kind of English park, and then reached the highway to Antibes, running along the seashore. Ils passèrent d'abord par ces chemins ombragés, bordés de jardins, qui font ressembler Cannes à une sorte de parc anglais, puis ils gagnèrent la route d'Antibes, longeant la mer. Forestier acted as guide. He had already pointed out the villa of the Court de Paris, and now indicated others. He was lively, with the forced and feeble gaiety of a doomed man. Forestier faisait le guide. Il avait indiqué déjà la villa du comte de Paris, et il en montrait d'autres maintenant. Il était gai, d'une gaieté forcée et faible de condamné.
He lifted his finger, no longer having strength to stretch out his arm, and said, "There is the Isle Sainte Marguerite, and the chateau from which Bazaine escaped. How they did humbug us over that matter." Il levait le doigt, n'ayant plus la force d'étendre le bras, et disait, "Voilà l'île Sainte-Marguerite, et le château d'où s'est évadé Bazaine. Comme on nous a blague avec cette histoire-là." Then regimental recollections recurred to him, and he mentioned various officers whose names recalled incidents to them. But all at once, the road making a turn, they caught sight of the whole of the Golfe Juan, with the white village in the curve of the bay, and the point of Antibes at the further side of it. Puis des souvenirs de régiment lui revenaient, et il citait des officiers dont les noms rappelaient des histoires. Mais tout à coup, la route ayant tourné, ils aperçurent tout le golfe Juan, avec le village blanc au fond de la baie et le cap d'Antibes à l'autre bout. Forestier, suddenly seized upon by childish glee, exclaimed, "Ah, the squadron, you will see the squadron." Indeed, they could perceive, in the middle of the broad bay, half a dozen large ships resembling rocks, covered with leafless trees. Forestier, saisi soudain d'une joie enfantine, s'écria, "Ah, l'escadre, vous allez voir l'escadre." On apercevait en effet, au milieu du vaste golfe, 6 sous. Cet grand bâtiment qui ressemblait à des rochers couverts d'arbres dépouillés. They were huge, strange, misshapen, with excrescences, turrets, rams, burying themselves in the water, as though to take root beneath the waves. One could scarcely imagine how they could stir or move about. They seemed so heavy and so firmly fixed to the bottom. Ils étaient énormes, bizarres, difformes, avec des excroissances, des tours, des éperons, s'enfonçant dans l'eau comme pour y prendre racine. On avait peine à croire qu'ils puissent remuer, marcher, tant ils semblaient lourds et attachés au fond. A floating battery, circular and high out of water, resembled the lighthouses that are built on shoals. A tall three-master passed near them, with all its white sails set. It looked graceful and pretty beside these iron war monsters squatted on the water. Une batterie flottante, ronde et haute, ressemblait aux phares qu'on construit sur les écueils. Un grand trois-mâts passait près d'eux, toute voile dehors. Il avait l'air gracieux et joli auprès de ces monstres de guerre accroupis sur l'eau. Forestier tried to make them out. He pointed out the Colbert, the Suffren, the Admiral Dupère, the Redoubtable, the Devastation, and then checking himself, added, "No, I made a mistake. That one is the Devastation." Forestier s'efforçait de les reconnaître. Il nomma le Colbert, le Suffren, l'Amiral Dupère, le Redoutable, la Dévastation, puis il se reprit. "Non, je me trompe. Celui-là, c'est la Dévastation." They arrived opposite a species of large pavilion, on the front of which was the inscription, "Art Pottery of the Golfe Juan," and the carriage, driving up the sweep, stopped before the door. Il arrivait en face d'une sorte de grand pavillon où se lisait cette inscription, "Poterie d'art du Golfe Juan," et la voiture, ayant suivi une avenue en courbe, s'arrêta devant la porte. Forestier wanted to buy a couple of vases for his study. As he felt unequal to getting out of the carriage, specimens were brought out to him one after the other. He was a long time in making a choice, and consulted his wife and Duroy. Forestier voulait acheter quelques vases pour son cabinet. Comme il ne se sentait point la force de descendre de voiture, on lui apporta les spécimens un à un. Il fut longtemps à se décider, consultant sa femme et Duroy. "You know," he said, "it is for the cabinet at the end of the study. Sitting in my chair, I have it before my eyes all the time. I want an antique form, a Greek outline." "Tu comprends," disait-il, "c'est pour le cabinet au bout du bureau. De mon fauteuil, je l'ai dans l'œil sans cesse. Je veux une forme antique, un contour grec." He examined the specimens, had others brought, and then turned again to the first ones. At length he made up his mind, and having paid, insisted upon the articles being sent on at once. "I shall be going back to Paris in a few days," he said. Il examina les échantillons, en fit apporter d'autres, revint au premier. Enfin il se décida, et ayant payé, il exigea qu'on expédiât immédiatement ses achats. "Je retourne à Paris dans quelques jours," dit-il. They drove home, but as they skirted the bay, a rush of cold air from one of the valleys suddenly met them, and the invalid began to cough.
It was nothing at first, but it augmented and became an unbroken fit of coughing, and then a kind of gasping hiccup. Ils revinrent, mais en longeant la baie, un courant d'air froid, venu brusquement d'une des gorges, les frappa, et le malade se mit à tousser. Ce ne fut d'abord rien, mais cela augmenta, devint une quinte continue, puis une sorte de hoquet râlant. Forestier was choking, and every time he tried to draw breath the cough seemed to rend his chest. Nothing would soothe or check it. He had to be borne from the carriage to his room, and Duroy, who supported his legs, felt the jerking of his feet at each convulsion of his lungs. Forestier suffoquait, et chaque fois qu'il voulait reprendre haleine, la toux lui déchirait la gorge. Rien ne la calmait, ne l'arrêtait. Il fallut le porteur de la voiture dans sa chambre, et Duroy, qui tenait ses jambes, sentait les secousses de ses pieds à chaque spasme de sa poitrine. The warmth of the bed did not check the attack, which lasted till midnight, when, at length, narcotics lulled its deadly spasm. The sick man remained till morning sitting up in his bed, with his eyes open. La chaleur du lit ne calma point l'accès qui dura jusqu'à minuit, puis enfin les narcotiques apaisèrent ce spasme mortel. Le malade resta jusqu'au jour assis dans son lit, les yeux ouverts. The first words he uttered were to ask for the barber, for he insisted on being shaved every morning. He got up for this operation, but had to be helped back into bed at once, and his breathing grew so short, so hard, and so difficult, that Madame Forestier, in alarm, had Duroy, who had just turned in, roused up again. Les premières paroles qu'il prononça furent pour demander le barbier, car il tenait à se faire raser chaque matin. Il se leva pour cette opération, mais il fallut le recoucher aussitôt, et sa respiration devint si courte, si dure, si pénible, que Madame Forestier, prise d'épouvante, fit réveiller Duroy qui venait de se coucher, in order to beg him to go for the doctor. He came back almost immediately with Dr. Gavotte, who prescribed a soothing drink and gave some advice. But when the journalist saw him to the door, in order to ask his real opinion, he said, "It is the end." Pour le prier d'aller chercher le médecin. Il revint presque aussitôt avec le docteur Gavotte, qui ordonna une potion calmante et donna quelques conseils, mais comme le journaliste le reconduisait afin de connaître sa pensée véritable, il dit, c'est la fin. He will be dead tomorrow morning. Break it to his poor wife, and send for a priest. I, for my part, can do nothing more. I am, however, entirely at your service. Il sera mort demain matin. Prévenez cette pauvre femme et faites venir un prêtre. Moi, je ne peux plus rien. Je reste cependant à votre disposition. Duroy sent for Madame Forestier. He is dying, said he. The doctor advises a priest being sent for. What would you like done? She hesitated for some time, and then, in slow tones, as though she had calculated everything, replied, Yes, that will be best, in many respects. Duroy fit appeler Madame Forestier. Il se meurt, dit-il. Le médecin conseille un prêtre. Que voulez-vous faire? Elle hésita longtemps, puis, d'une voix lente, comme si elle eût tout calculé. Oui, cela vaudra mieux, sous tous les rapports. I will break it to him. Tell him the vicar wants to see him, or something or other. I really don't know what. You would be very kind if you would go and find a priest for me and pick one out. Je le lui annoncerai. Je lui dirai que le curé veut le voir, ou quelque chose comme cela. Je ne sais pas au juste. Vous seriez bien aimable d'aller me chercher un prêtre et de le choisir. Choose one who won't raise too many difficulties over the business. One who will be satisfied with confession, and will let us off with the rest of it all. The young fellow returned with a complaisant old ecclesiastic, who accommodated himself to the state of affairs. Prenez-en un qui ne fasse pas trop de difficultés pour les affaires, un qui se contente d'une confession et nous dispense du reste. Le jeune homme revint avec un vieux prêtre complaisant qui s'accommodait aux situations. As soon as he had gone into the dying man's room, Madame Forestier came out of it, and sat down with Duroy in the one adjoining. It has quite upset him, said she. Dès qu'il fut entré chez le mourant, Madame Forestier sortit et vint s'asseoir avec Duroy dans la chambre voisine. Cela l'a bouleversé, dit-elle. When I spoke to him about a priest, his face assumed a frightful expression, as if he had felt the breath of, He understood that it was
all over at last, and that his hours were numbered. Quand je lui ai parlé du prêtre, sa figure a pris une expression épouvantable, comme s'il avait senti le souffle de, vous savez bien. Il a compris que c'était fini, cette fois, et que ses heures étaient comptées. She was very pale as she continued. I shall never forget the expression of his face. He certainly saw death face to face at that moment. He saw him. They could hear the priest, who spoke in somewhat loud tones, being slightly deaf, and who was saying, No, no, you are not so bad as all that. Elle était très pâle en continuant. Je n'oublierai jamais l'expression de sa physionomie. Il a certainement vu la mort en face à ce moment-là. Il l'a vu. On entendait le prêtre qui parlait un peu haut, étant un peu sourd, et qui disait, mais non, vous n'êtes point aussi mal que cela. You are ill, but in no danger. And the proof is that I have called in as a friend, as a neighbor. They could not make out Forestier's reply, but the old man went on. No, I will not ask you to communicate. Vous êtes malade, mais sans danger. Et la preuve, c'est que je viens en ami, en voisin. On ne distinguait point la réponse de Forestier, mais le vieil homme reprit. Non, je ne vous demande point de communier. We will talk of that when you are better. If you wish to profit by my visit, to confess, for instance, I ask nothing better. I am a shepherd, you know, and seize on every occasion to bring a lamb back to the fold. Nous en parlerons quand vous irez mieux. Si vous voulez profiter de ma visite pour vous confesser, par exemple, je ne demande pas mieux. Je suis un pasteur, moi, et je saisis toutes les occasions de ramener mes brebis. A long silence followed. Forestier must have been speaking in a faint voice. Then all at once the priest uttered in a different tone, the tone of one officiating at the altar. The mercy of God is infinite. Repeat the Confiteor, my son. Un long silence suivit. Forestier devait parler d'une voix affaiblie. Puis, tout d'un coup, le prêtre prononça, d'un ton différent, d'un ton d'officiant à l'autel. La miséricorde de Dieu est infinie. Récitez le Confiteor, mon fils. You have perhaps forgotten it. I will help you. Repeat after me. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini. He paused from time to time to allow the dying man to catch him up. Then he said, and now confess. Vous l'avez peut-être oublié? Je vais vous aider. Répétez après moi. Confiteor Deo omnipotenti, Beati Mariae Semper Virgini. Il s'arrêtait de temps en temps pour permettre au moribond de le rattraper. Puis il dit, maintenant, confessez-vous. The young wife and Duroy sat still seized on by a strange uneasiness, stirred by anxious expectation. The invalid had murmured something. The priest repeated, You have given way to guilty pleasures. Of what kind, my son? La jeune femme et Duroy restaient saisis d'une inquiétude bizarre, troublés d'une attente anxieuse. Le malade avait murmuré quelque chose. Le prêtre reprit, Vous vous êtes livré au plaisir coupable. De quelle nature, mon fils? Madeleine rose and said, Let's go down into the garden for a short time. We must not listen to his secrets. And they went and sat down on a bench before the door, beneath a rose tree in bloom, and beside a bed of pinks, which shed their soft and powerful perfume abroad in the pure air. Madeleine se leva et dit, Descendons un peu au jardin. Il ne faut pas écouter ses secrets. Et ils allèrent s'asseoir sur un banc, devant la porte, sous un rosier en fleurs et près d'un massif déier qui répandait dans l'air pour leur odeur douce et pénétrante. Duroy, after a few moments' silence, inquired, Shall you be long before you? Return to Paris. Oh no, she replied. As soon as it is all over, I shall go back there. Within 10 days? Yes, at the most. Duroy, après quelques minutes de silence, demanda, Est-ce que vous tarderez longtemps avant de retourner à Paris? Oh, non, répondit-elle. Dès que ce sera fini, j'y retournerai. Dans une huitaine. Oui, au plus. He has no relations, then? None except cousins. His father and mother died when he was quite young. They both watched a butterfly sipping existence from the pinks, passing from one to another with a soft flutter of his wings, which continued to flap slowly when he alighted on a flower. Il n'a donc point de parents. Aucun, sauf des cousins. Son père et sa mère sont morts quand il était encore tout jeune.
Ils regardaient tous les deux un papillon qui buvait sur les œillets, passant de l'un à l'autre d'un vol doux et léger, qui battait encore lentement quand il se posait sur les fleurs. They remained silent for a considerable time. The servant came to inform them that the priest had finished, and they went upstairs together. Forestier seemed to have grown still thinner since the day before. Ils demeurèrent longtemps sans parler. Le domestique vint les prévenir que monsieur le curé avait fini, et ils remontèrent ensemble. Forestier paraissait encore amaigri depuis la veille. The priest held out his hand to him, saying, "Good day, my son, I shall call in again tomorrow morning," and took his departure. As soon as he had left the room, the dying man, who was panting for breath, strove to hold out his 2 hands to his wife, and gasped, save me, darling. I don't want to die. I don't want to die." Le prêtre lui tendit la main en disant, "Bonjour, mon fils, je reviendrai demain matin," et il s'en alla. Dès qu'il eut quitté la chambre, le mourant, qui haletait, s'efforça de tendre ses 2 mains vers sa femme, et, bégayant, « Sauve-moi, sauve-moi, chérie, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » "Oh, save me, tell me what I had better do. Send for the doctor." "I will take." "Whatever you like. I won't die, I won't die." He wept. Big tears streamed from his eyes down his fleshless cheeks, and the corners of his mouth contracted like those of a vexed child. "Oh, sauve-moi, dis-moi ce qu'il faut faire, va chercher le médecin. Je prendrai tout ce que tu voudras. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir." Il pleurait. De grosses larmes coulaient de ses yeux sur ses joues décharnées, et les coins de sa bouche se contractaient comme ceux d'un enfant qui a du chagrin. Then his hands, falling back on the bedclothes, began a slow, regular, and continuous movement, as though trying to pick something off the sheet. His wife, who began to cry too, said, "No, no, it is nothing. It is only a passing attack. You will be better tomorrow. You tired yourself too much going out yesterday." Puis ses mains, retombées sur les draps, eurent un mouvement lent, régulier et continu, comme pour ramasser quelque chose sur la toile. Sa femme, qui se mit à pleurer aussi, dit, mais non, ce n'est rien. C'est une crise qui passera. Tu iras mieux demain. Tu t'es fatigué hier en sortant." Forestier's breathing was shorter than that of a dog who has been running, so quick that it could not be counted, so faint that it could scarcely be heard. He kept repeating, "I don't want to die. Oh, God, 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 what is to become of me? I shall no longer see anything anymore. Oh, God." La respiration de Forestier était plus courte qu'un souffle de chien qui a couru, si précipité qu'on ne pouvait la compter, si faible qu'on l'entendait à peine. Il répétait toujours, « Je ne veux pas mourir. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne verrai plus rien, jamais. Oh, mon Dieu." He saw before him some hideous thing invisible to the others, and his staring eyes reflected the terror it inspired. His 2 hands continued their horrible and wearisome action. All at once he started with a sharp shudder that could be seen to thrill the whole of his body, and jerked out the words, "The graveyard. Oh, God." Il regardait devant lui quelque chose d'affreux que les autres ne voyaient point, et ses yeux fixes exprimaient l'épouvante de ce qu'il apercevait. Ses 2 mains continuaient leur mouvement abominable et fatigant. Soudain, il tressaillit d'un frisson brusque qui courut par tout son corps, et bégaya, « Le cimetière, moi? Oh, mon Dieu!" He said no more, but lay motionless, haggard and panting. Time sped on, noon struck by the clock of a neighboring convent. Duroy left the room to eat a mouthful or 2. He came back an hour later. Madame Forestier refused to take anything. Et il ne parla plus, il restait immobile, hagard et soufflant. Le temps s'écoula, midi sonna à l'horloge d'un couvent voisin. Duroy sortit de la chambre pour manger quelques bouchées. Il revint au bout d'1 heure. Madame Forestier refusait de rien prendre. The invalid had not stirred. He still continued to draw his thin fingers along the sheet, as though to pull it up over his face. His wife was seated in an armchair at the foot of the bed. Duroy took another beside her, and they waited in silence. Le malade n'avait point bougé.
Il tirait toujours ses doigts maigres le long du drap, comme pour le ramener sur sa figure. Sa femme était assise dans un fauteuil au pied du lit. Duroy prit un siège auprès d'elle et ils attendirent en silence. A nurse had come, sent in by the doctor, and was dozing near the window. Duroy himself was beginning to doze off when he felt that something was happening. He opened his eyes just in time to see Forestier close his, like two lights dying out. Une garde était venue, envoyée par le médecin, et sommeillait près de la fenêtre. Duroy lui-même commençait à s'assoupir quand il s'aperçut qu'il se passait quelque chose. Il ouvrit les yeux juste à temps pour voir Forestier fermer les siens, comme deux lumières qui s'éteignent. A faint rattle stirred in the throat of the dying man, and two streaks of blood appeared at the corners of his mouth, and then flowed down into his shirt. His hands ceased their hideous motion. He had ceased to breathe. Un petit râle agita la gorge du mourant, et deux filets de sang parurent au coin de sa bouche, puis coulèrent dans sa chemise. Ses mains cessèrent leurs mouvements hideux. Il ne respirait plus. His wife understood this, and uttering a kind of shriek, she fell on her knees sobbing, with her face buried in the bedclothes. George, surprised and scared, mechanically made the sign of the cross. The nurse awakened, drew near the bed. "It is all over," said she. Sa femme comprit et, poussant une sorte de cri, elle tomba à genoux en sanglotant, la figure enfoncée dans les draps. Georges, surpris et effrayé, fit machinalement le signe de croix. La garde, réveillée, s'approcha du lit. "C'est fini," dit-elle. Duroy, who was recovering his self-possession, murmured, with a sigh of relief, "It was sooner over than I thought for." When the first shock was over, and the first tears shed, they had to busy themselves with all the cares and all the necessary steps a dead man exacts. Duroy, qui reprenait son sang-froid, murmura avec un soupir de soulagement. "C'est fini plus tôt que je ne pensais." Quand la première émotion fut calmée et les premières larmes versées, il fallut s'occuper de tous les soins et de toutes les démarches qu'exige un mort. Duroy was running about till nightfall. He was very hungry when he got back. Madame Forestier ate a little, and then they both installed themselves in the chamber of death to watch the body. 2 candles burned on the nightable beside a plate filled with holy water, in which lay a sprig of mimosa. Duroy courut jusqu'au soir. Il avait grand faim en rentrant. Madame Forestier mangea un peu, puis ils s'installèrent tous deux dans la chambre mortuaire pour veiller le corps. 2 bougies brûlaient sur la table de nuit auprès d'une assiette pleine d'eau bénite où trempait une branche de mimosa. For they had not been able to get the necessary twig of consecrated box. They were alone, the young man and the young wife, beside him who was no more. They sat without speaking, thinking, and watching. Car on n'avait pu se procurer la branche de buis consacrée nécessaire. Ils étaient seuls, le jeune homme et la jeune femme, auprès de celui qui n'était plus. Ils demeuraient assis sans parler, songeant et regardant. George, whom the darkness rendered uneasy in presence of the corpse, kept his eyes on this persistently. His eye and his mind were both attracted and fascinated by this fleshless visage, which the vacillating light caused to appear yet more hollow. Georges, que l'obscurité rendait inquiet en présence du cadavre, tenait obstinément ses yeux fixés sur lui. Son regard et sa pensée étaient attirés, fascinés par ce visage décharné que la lumière vacillante faisait paraître plus creusé encore. That was his friend Charles Forestier, who was chatting with him only the day before. What a strange and fearful thing was this end of a human being. Oh, how he recalled the words of Norbert de Varenne, haunted by the fear of death. No one ever comes back. C'était là son ami Charles Forestier, qui causait avec lui la veille encore. Quelle chose étrange et effrayante que cette fin d'un être. Oh, comme il se rappelait maintenant les paroles de Norbert de Varenne hanté par la peur de la mort. Jamais personne ne revient. Millions on millions would be born almost identical, with eyes, a nose, a mouth, a skull, and a mind within it, without he who lay there on the bed ever reappearing again. For some years he had lived, eaten, laughed, loved, hoped like all the world. Des millions et des millions naîtront presque pareils, avec des yeux, un nez, une bouche, un crâne et une pensée dedans,
sans que jamais celui qui gisait là sur ce lit revienne jamais. Il avait vécu quelques années, mangé, ri, aimé, espéré comme tout le monde. And it was all over for him, all over forever. Life, a few days, and then nothing. One is born, one grows up, one is happy, one waits, and then one dies. Farewell, man or woman, you will not return again to earth. Et c'était fini pour lui, fini pour toujours. Une vie, quelques jours, et puis rien. On naît, on grandit, on est heureux, on attend, et puis on meurt. Adieu, homme ou femme, tu ne reviendras plus sur la terre. Plants, beasts, men, stars, worlds, all spring to life, and then die to be transformed anew. But never one of them comes back, insect, man, nor planet. A huge, confused, and crushing sense of terror weighed down the soul of Duroy. The terror of that boundless and inevitable annihilation destroying all existence. Plante, bête, homme, étoile, monde, tout naît, puis meurt pour se transformer. Mais jamais un de ceux qui sont partis ne revient, jamais, insecte, homme ou planète. Une épouvante immense, confuse et écrasante pesait sur l'âme de Duroy, l'épouvante de ce néant illimité et inévitable anéantissant toute existence. He already bowed his head before its menace. He thought of the flies who live a few hours, the beasts who live a few days, the men who live a few years, the worlds which live a few centuries. What was the difference between one and the other? A few more days dawn, that was all. Il courbait déjà la tête sous sa menace. Il pensait aux mouches qui vivent quelques heures, aux bêtes qui vivent quelques jours, aux hommes qui vivent quelques années, au monde qui vivent quelques siècles. Quelle différence entre les uns et les autres? Quelques aurores de plus, voilà tout. He turned away his eyes in order no longer to have the corpse before them. Madame Forestier, with bent head, seemed also absorbed in painful thoughts. Her fair hair showed so prettily with her pale face that a feeling, sweet as the touch of hope, flitted through the young fellow's breast. Il détourna les yeux pour ne plus avoir le cadavre devant lui. Madame Forestier, la tête penchée, semblait aussi songer douloureusement. Ses cheveux blonds faisaient une tache charmante sur son visage pâle, et il passa dans l'esprit de Duroy quelque chose comme un souffle d'espoir. Why grieve when he had still so many years before him? And he began to observe her. Lost in thought, she did not notice him. He said to himself that though is the only good thing in life, to love, to hold the woman one loves in one's arms. That is the limit of human happiness. Pourquoi se désoler quand il avait encore tant d'années devant lui? Et il se mit à la regarder. Elle ne s'en apercevait pas, perdue en sa méditation. Il se disait, voilà pourtant la seule chose bonne dans la vie, aimer, tenir dans ses bras la femme qu'on aime. C'est là la limite du bonheur humain. What luck the dead man had had to meet such an intelligent and charming companion. How had they become acquainted? How ever had she agreed on her part to marry that poor and commonplace young fellow? How had she succeeded in making someone of him? Quelle chance avait eu ce mort de rencontrer une compagne si intelligente et si charmante? Comment s'était-il connu? Comment avait-elle consenti, elle, à épouser ce garçon pauvre commun? Comment avait-elle réussi à en faire quelqu'un? Then he thought of all the hidden mysteries of people's lives. He remembered what had been whispered about the Count de Vaudrec, who had dowered and married her off, it was said. What would she do now? Whom would she marry? Alors il songea à tous les mystères cachés des existences. Il se rappela ce qu'on chuchotait du comte de Vaudrec, qu'il avait doté et marié, disait-on. Que allait-elle faire maintenant? Qui épouserait-elle? A deputy, as Madame de Morel fancied, or some young fellow with a future before him, a higher-class Forestier? Had she any projects, any plans, any settled ideas? How he would have liked to know that. Un député, comme le supposait Madame de Marelle ou quelque jeune homme d'avenir, un forestier supérieur? Avait-elle des projets, des plans, des idées arrêtées? Comme il aurait voulu le savoir. But why this anxiety as to what she would do? He asked himself this, and perceived that his uneasiness was due to one of those half-formed and secret ideas which one hides from even oneself,
and only discovers when fathoming one's self to the very bottom. Mais pourquoi cette préoccupation de ce qu'elle ferait? Il se le demanda et s'aperçut que son inquiétude venait de ces idées secrètes et inavouées qu'on se cache à soi-même et qu'on ne découvre qu'en fouillant bien au fond de soi. Yes, why should he not attempt this conquest himself? How strong and redoubtable he would be with her beside him. How quick and far and surely he would fly. And why should he not succeed too? Oui, pourquoi ne tenterait-il pas cette conquête lui-même? Comme il serait fort et redoutable avec elle à côté de lui. Comme il irait vite et loin et sûrement. Et pourquoi ne réussirait-il point aussi? He felt that he pleased her, that she had for him more than mere sympathy. In fact, one of those affections which spring up between two kindred spirits, and which partake as much of silent seduction as of a species of mute complicity. Il sentait qu'il lui plaisait, qu'elle avait pour lui plus qu'une sympathie, une de ces affections qui naissent entre deux natures semblables et qui tiennent autant de la séduction muette que d'une sorte de complicité muette. She knew him to be intelligent, resolute, and tenacious. She would have confidence in him. Had she not sent for him under the present grave circumstances? And why had she summoned him? Elle le savait intelligent, résolu, tenace, elle aurait confiance en lui. Ne l'avait-elle pas fait venir dans les circonstances graves où elle se trouvait? Et pourquoi l'avait-elle appelé? Ought he not to see, in this a kind of choice, a species of confession? If she had thought of him just at the moment she was about to become a widow, it was perhaps that she had thought of one who was again to become her companion and ally. Ne devait-il pas voir là une sorte de choix, une sorte d'aveu? Si elle avait pensé à lui au moment où elle allait devenir veuve, c'est peut-être qu'elle avait songé à celui qui pourrait redevenir son compagnon et son allié? An impatient desire to know this, to question her, to learn her intentions, assailed him. He would have to leave on the next day but one, as he could not remain alone with her in the house. Un désir impatient de savoir cela, de la questionner, de connaître ses intentions, l'assaillit. Il faudrait partir après-demain, car il ne pouvait demeurer seul avec elle dans cette maison. So it was necessary to be quick. It was necessary before returning to Paris to become acquainted, cleverly and delicately, with her projects and not to allow her to go back on them, to yield perhaps to the solicitations of another, and pledge herself irrevocably. Donc il fallait être prompt, il fallait avant de rentrer à Paris, savoir, avec adresse et délicatesse, ses projets et ne pas permettre qu'elle s'en retournât là-bas, céda peut-être aux sollicitations d'un autre et s'engagea irrévocablement. The silence in the room was intense. Nothing was audible save the regular and metallic tick of the pendulum of the clock on the mantelpiece. He murmured, "You must be very tired?" She replied, "Yes, but I am, above all, overwhelmed." Le silence de la chambre était profond, on n'entendait que le battement régulier et métallique du balancier de la pendule sur la cheminée. Il murmura, "Vous devez être bien fatigué." Elle répondit, "Oui, mais je suis surtout accablée." The sound of their own voices startled them, ringing strangely in this gloomy room, and they suddenly glanced at the dead man's face as though they expected to see it move on hearing them, as it had done some hours before. Le son de leur voix les surprit, résonnant d'une façon bizarre dans cette chambre lugubre, et ils regardèrent soudain la figure du mort comme s'ils s'étaient attendus à le voir remuer en les entendant parler, ainsi qu'il faisait. Quelques heures plus tôt. Duroy resumed, "Oh, it is a heavy blow for you, and such a complete change in your existence, a shock to your heart and your whole life." She gave a long sigh, without replying, and he continued, "It is so painful for a young woman to find herself alone, as you will be." Duroy reprit, "Oh, c'est un rude coup pour vous, et un si grand changement dans votre existence, un bouleversement du cœur et de toute la vie." Elle poussa un long soupir sans répondre, et il continua, "C'est si triste pour une jeune femme de se trouver seule comme vous allez l'être." He paused, but she said nothing, and he again went on, "At all events, you know the compact entered into between us. You can make what use of me you will. I belong to you." Il se tut, mais elle ne répondait rien, et il reprit, "En tout cas, vous savez le pacte conclu entre nous. Vous pouvez disposer de moi comme il vous plaira. Je vous appartiens." She held out her hand, giving him at the same time one of those sweet, sad looks which stir us,
to the very marrow. "Thank you, you are very kind," she said. "If I dared, and if I could do anything for you, I too should say, you may count upon me." Elle lui tendit la main en lui jetant un de ces regards doux et tristes qui remuent jusqu'au fond du cœur. "Merci, vous êtes bon," dit-elle. "Si j'osais, si je pouvais quelque chose pour vous, moi aussi, je dirais, comptez sur moi." He had taken the proffered hand and kept it clasped in his, with a burning desire to kiss it. He made up his mind to this at last, and slowly raising it to his mouth, held the delicate skin, warm, slightly feverish and perfumed, to his lips for some time. Il avait pris la main offerte et la gardait serrée dans la sienne, avec une envie ardente de la baiser. Il s'y décida enfin et, l'élevant doucement vers sa bouche, il tint longtemps ses lèvres sur cette peau fine, un peu fiévrosée. Parfumée. Then, when he felt that his friendly caress was on the point of becoming too prolonged, he let fall the little hand. It sank back gently onto the knee of its mistress, who said gravely, "Yes, I shall be very lonely, but I shall strive to be brave." Puis, quand il sentit que cette caresse amicale allait devenir trop longue, il laissa retomber cette petite main. Elle retomba doucement sur le genou de sa maîtresse, qui dit gravement, "Oui, je serai bien seule, mais je tâcherai d'être courageuse." He did not know how to give her to understand that he would be happy, very happy, to have her for his wife in his turn. Certainly he could not tell her so at that hour, in that place, before that corpse. Yet he might, it seemed to him, hit upon one of those ambiguous, decorous, and complicated phrases. Il ne savait comment lui faire comprendre qu'il serait heureux, très heureux, de l'avoir pour femme à son tour. Certes, il ne pouvait le lui dire à cette heure, en ce lieu, devant ce cadavre, mais il pourrait peut-être lui faire entendre, lui semblait-il, une de ces phrases ambiguës, convenables et compliquées, which have a hidden meaning under their words, and which express all one wants to by their studied reticence. But the corpse incommoded him, the stiffened corpse stretched out before them, and which he felt between them, qui ont un sens caché sous leurs paroles, et qui disent tout ce qu'on veut par leur réticence même. Mais le cadavre le gênait, le cadavre rigide étendu là, et qu'ils sentaient entre eux. For some time past, too, he fancied he detected in the close atmosphere of the room a suspicious odor, a foetid breath exhaling from the decomposing chest, the first whiff of carrion which the dead, lying on their bed, throw out to the relatives watching them, and with which they soon fill the hollow of their coffin. Depuis quelque temps déjà, il croyait saisir dans l'air enfermé de la chambre une odeur suspecte, un souffle fétide exhalé de cette poitrine décomposée, là. Première exhalaison de la charogne humaine que les morts couchés dans leur lit jettent à leurs parents qui veillent et dont ils vont bientôt emplir le creux de leur bière. "Cannot we open the window a little?" said Duroy. "It seems to me that the air is tainted." "Yes," she replied, "I have just noticed it too." "Ne pourrait-on ouvrir un peu la fenêtre?" dit Duroy. "Il me semble que l'air s'altère." "Mais oui," répondit-elle, "je m'en aperçois aussi." He went to the window and opened it. All the perfumed freshness of night flowed in, agitating the flame of the two lighted candles beside the bed. The moon was shedding, as on the former evening, her full mellow light upon the white walls of the villas and the broad glittering expanse of the sea. Il alla vers la fenêtre et l'ouvrit. Toute la fraîcheur parfumée de la nuit entra, troublant la flamme des deux bougies allumées près du lit. La lune, comme la veille, répandait sa lumière pleine et douce sur les murs blancs des villas et sur la grande nappe luisante de la mer. Duroy, drawing the air to the full depth of his lungs, felt himself suddenly seized with hope, and, as it were buoyed up by the approach of happiness. He turned round, saying, "Come and get a little fresh air. It is delightful." Duroy, aspirant l'air à plein poumon, se sentit soudain pris d'espoir et comme soulevé par l'approche du bonheur. Il se retourna. "Venez donc respirer un peu. Cela fait du bien." She came quietly, and leant on the window sill beside him. Then he murmured in a low tone, "Listen to me, and try to understand what I want to tell you. Above all, do not be indignant at my speaking to you of such a matter at such a moment, for I shall leave you the day after tomorrow, and when you return to Paris it may be too late." Elle vint tranquillement et s'accouda près de lui. Alors il murmura d'une voix basse, "Écoutez-moi,
et tâchez de bien comprendre ce que je veux vous dire. Surtout ne vous indignez point de ce que je vous parle de cela en un pareil moment, car je vous quitterai après-demain, et quand vous reviendrez à Paris. Il sera peut-être trop tard. I am only a poor devil without fortune, and with a position yet to make, as you know. But I have a firm will, some brains I believe, and I am well on the right track. Je ne suis qu'un pauvre diable sans fortune et dont la position est encore à faire, vous le savez. Mais j'ai de la volonté, quelque intelligence, je crois, et je suis dans la bonne voie. With a man who has made his position, one knows what one gets. With one who is starting, one never knows where he may finish. So much the worse, or so much the better. Avec un homme arrivé, on sait se comprend. Avec un homme qui commence, on ne sait jamais où il aboutira. Tant pis ou tant mieux. In short, I told you one day at your house that my brightest dream would have been to have married a woman like you. I repeat this wish to you now. Do not answer, let me continue. Enfin, je vous ai dit un jour, chez vous, que mon rêve le plus cher eût été d'épouser une femme comme vous. Je vous répète aujourd'hui ce souhait. Ne me répondez pas, laissez-moi continuer. It is not a proposal I am making to you. The time and place would render that odious. I wish only not to leave you ignorant, that you can make me happy with a word, that you can make me either a friend and brother or a husband, at your will, that my heart and myself are yours. Ce n'est point une demande en mariage que je vous fais là. Le moment et le lieu rendraient cette offre odieuse. Je veux seulement ne pas vous laisser ignorer que vous pouvez me rendre heureux d'un mot, faire de moi soit un ami dévoué, soit un mari, à votre gré, que mon cœur et ma personne vous appartiennent. I do not want you to answer me now. I do not want us to speak any more about the matter here. When we meet again in Paris, you will let me know what you have resolved upon. Until then, not a word. Is it not so? Je ne veux pas que vous me répondiez maintenant. Je ne veux pas que nos réparations de cela ici. Quand nous nous retrouverons à Paris, vous me ferez savoir votre réponse. Jusque-là, pas un mot. Est-ce convenu? He had uttered all this without looking at her, as though scattering his words abroad in the night before him. She seemed not to have heard them, so motionless had she remained, looking also straight before her with a fixed and vague stare at the vast landscape lit up by the moon. Il avait dit tout cela sans la regarder, comme s'il eût jeté ses paroles dans la nuit devant lui. Elle semblait ne point les avoir entendues, tant elle était demeurée immobile, regardant aussi devant elle, d'un œil fixe et vague, le vaste paysage éclairé par la lune. They remained for some time side by side, elbow touching elbow, silent and reflecting. Then she murmured, "It is rather cold," and turning round, returned towards the bed. He followed her. Ils demeurèrent longtemps côte à côte, le coude contre le coude, silencieux et songeants. Puis elle murmura, il fait un peu froid, et, se retournant, elle revint vers le lit. Il la suivit. When he drew near he recognized that Forestier's body was really beginning to smell, and drew his chair to a distance, for he could not have stood this odor of putrefaction long. He said, he must be put in a coffin the first thing in the morning. En s'approchant du lit, il reconnut que le corps de Forestier commençait vraiment à sentir, et il éloigna son siège, car il n'aurait pu supporter longtemps cette odeur de pourriture. Il dit, il faudra le mettre en bière dès demain matin. Yes, yes, it is arranged, she replied. The undertaker will be here at 8 o'clock. Duroy having sighed out the words, poor fellow, she too, gave a long sigh of heart-rending resignation. Oui, oui, c'est convenu, répondit-elle. L'entrepreneur viendra à 8 heures. Duroy ayant soupiré, pauvre garçon, elle poussa aussi un long soupir de résignation navrante. They did not look at the body so often now, already accustomed to the idea of it, and beginning to mentally consent to the decease, which but a short time back had shocked and angered them who were mortals, too. Ils ne regardaient plus le corps aussi souvent maintenant, s'étant déjà habitués à l'idée de ce cadavre, commençant à accepter mentalement cette mort qui les avait révoltés et indignés tout à l'heure, eux qui étaient mortels aussi. They no longer spoke, continuing to keep watch in befitting fashion, without going to sleep. But towards midnight, Duroy dozed off the first. When he woke up, he saw that Madame Forestier was also slumbering,
and having shifted to a more comfortable position, he reclosed his eyes, growling, "Confound it all, it is more comfortable between the sheets, all the same." Il ne parlait plus, continuant à veiller convenablement, sans dormir pourtant. Mais vers minuit, Duroy s'assoupit le premier. Quand il se réveilla, il vit que Madame Forestier sommeillait aussi, et s'étant installé d'une façon plus commode, il referma les yeux en grognant. Sacrébleu, on est tout de même mieux entre des draps. A sudden noise made him start up. The nurse was entering the room. It was broad daylight. The young wife in the armchair in front of him seemed as surprised as himself. She was somewhat pale, but still pretty, fresh-looking, and nice, in spite of this night passed in a chair. Un bruit soudain le fit se dresser. La garde entrait dans la chambre. Il faisait grand jour. La jeune femme, dans le fauteuil en face de lui, semblait aussi surprise que lui. Elle était un peu pâle, mais toujours jolie, fraîche et gentille, malgré cette nuit passée sur un siège. Then, having glanced at the corpse, Duroy started and exclaimed, "Oh, his beard!" The beard had grown in a few hours on this decomposing flesh, as much as it would have in several days on a living face. Alors, ayant regardé le cadavre, Duroy tressaillit et s'écria, "Oh, sa barbe!" La barbe avait poussé sur cette chair qui se décomposait, en quelques heures, comme elle eût poussé en plusieurs jours sur un visage vivant. And they stood scared by this life continuing in death, as though in presence of some fearful prodigy, some supernatural threat of resurrection, one of these startling and abnormal events which upset and confound the mind. Et ils demeurèrent effarés devant cette vie qui continuait sur ce mort, comme devant un prodige effrayant, devant une menace surnaturelle de résurrection, devant une de ces choses anormales et troublantes qui bouleversent et confondent l'esprit. They both went and lay down until 11 o'clock. Then they placed Charles in his coffin, and at once felt relieved and soothed. They had sat down face to face at lunch with an aroused desire to speak of the livelier and more consolatory matters, to return to the things of life again, since they had done with the dead. Ils allèrent se reposer tous les deux jusqu'à 11 heures. Puis ils mirent Charles en bière et se sentirent aussitôt soulagés, apaisés. Ils se trouvèrent face à face au déjeuner avec une envie éveillée de parler de choses plus gaies et plus consolantes, de revenir à la vie puisqu'ils en avaient fini avec la mort. Through the wide-open window, the soft warmth of spring flowed in, bearing the perfumed breath of the bed of pinks, in bloom, before the door. Madame Forestier suggested a stroll in the garden to Duroy, and they began to walk slowly round the little lawn, inhaling with pleasure the balmy air, laden with the scent of pine and eucalyptus. Par la fenêtre grande ouverte, la douce tiédeur du printemps entrait, apportant le souffle parfumé du massif d'œillets épanouis devant la porte. Madame Forestier proposa à Duroy de faire un tour de jardin, et ils se mirent à marcher lentement autour du petit gazon, en respirant avec plaisir l'air doux, chargé de senteurs de résine et d'eucalyptus. Suddenly, she began to speak, without turning her head towards him, as he had done during the night upstairs. She uttered her words slowly, in a low and serious voice. "Look here, my dear friend, I have deeply reflected already on what you proposed to me, and I do not want you to go away without an answer." Tout à coup, elle se mit à parler, sans tourner la tête vers lui, comme il avait fait pendant la nuit, là-haut. Elle disait ces paroles lentement, d'une voix basse et grave. "Voyez-vous, mon cher ami, j'ai déjà beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez proposé, et je ne veux pas que vous partiez sans réponse. Besides, I am neither going to say yes nor no. We will wait, we will see, we will know one another better. Reflect, too, on your side. Do not give way to impulse. D'ailleurs, je ne vais vous dire ni oui ni non. Nous attendrons, nous verrons, nous nous connaîtrons mieux. Réfléchissez aussi de votre côté. Ne vous laissez point aller à un élan. But if I speak to you of this before even poor Charles is lowered into the tomb, it is because it is necessary, after what you have said to me, that you should thoroughly understand what sort of woman I am, in order that you may no longer cherish the wish you expressed to me, in case you are not of a disposition to comprehend and bear with me. Mais si je vous parle de cela avant même que le pauvre Charles soit descendu dans la tombe, c'est qu'il faut, après ce que vous m'avez dit, que vous sachiez bien qui je suis,
afin de ne plus songer à ce que vous m'avez exprimé si vous n'êtes point d'un caractère à me comprendre et à m'accepter. Understand me well. Marriage for me is not a charm, but a partnership. I mean to be free, perfectly free, as to my ways, my acts, my going and coming. Comprenez-moi bien. Le mariage, pour moi, n'est pas une chaîne, mais une association. J'entends être libre, parfaitement libre de mes allures, de mes actes, de mes sorties, de mes démarches. I could neither tolerate supervision, nor jealousy, nor arguments as to my behavior. I should undertake, be it understood, never to compromise the name of the man who takes me as his wife, never to render him hateful and ridiculous. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion sur ma conduite. Je m'engagerai, bien entendu, à ne jamais compromettre le nom de l'homme qui m'aurait épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. But this man must also undertake to see in me an equal, an ally, and not an inferior or an obedient and submissive wife. My notions, I know, are not those of every one, but I shall not change them. There you are. Mais il faudrait aussi que cet homme s'engageât à voir en moi une égale, une alliée, et non pas une inférieure ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne sont pas celles de tout le monde, mais je n'en changerai point. Voilà. I will also add, do not answer me. It would be useless and unsuitable. We shall see one another again, and shall perhaps speak of all this again later on. Now go for a stroll. I shall return to watch beside him. Till this evening. J'ajouterai encore, ne me répondez point. Cela serait inutile et inconvenant. Nous nous reverrons, et nous reparlerons peut-être de tout cela plus tard. Maintenant, allez vous promener. Moi, je retourne auprès de lui. À ce soir. He printed a long kiss on her hand, and went away without uttering a word. That evening they only saw one another at dinner time. Then they retired to their rooms, both exhausted with fatigue. Il appuya un long baiser sur sa main et s'éloigna sans prononcer une parole. Le soir, ils ne se revirent qu'à l'heure du dîner. Puis ils se retirèrent dans leur chambre, brisés tous deux de fatigue. Charles Forestier was buried the next day, without any funeral display, in the cemetery at Cannes. Georges Duroy wished to take the Paris Express, which passed through the town at 1:30. Charles Forestier fut enterré le lendemain, sans pompe, dans le cimetière de Cannes. Georges Duroy voulait prendre l'express de Paris qui traversait la ville à 1h30. Madame Forestier drove with him to the station. They walked quietly up and down the platform pending the time for his departure, speaking of trivial matters. Madame Forestier l'accompagna jusqu'à la gare. Ils se promenèrent tranquillement sur le quai en attendant l'heure du départ, parlant de choses banales. The train rolled into the station. The journalist took a seat, and then got out again to have a few more moments' conversation with her, suddenly seized as he was with sadness and a strong regret at leaving her, as though he were about to lose her forever. Le train entra en gare. Le journaliste prit sa place, puis redescendit pour causer encore quelques instants avec elle, saisi soudain de tristesse et d'un regret violent de la quitter, comme s'il allait la perdre pour toujours. A porter shouted, "Take your seats for Marseilles, Lyons, and Paris." Duroy got in and leant out of the window to say a few more words. The engine whistled, and the train began to move slowly on. Un employé cria, "En voiture pour Marseille, Lyon et Paris." Duroy monta et se pencha à la portière pour dire encore quelques paroles. La machine siffla, et le convoi se mit lentement en marche. The young fellow, leaning out of the carriage, watched the woman standing still on the platform and following him with her eyes. Suddenly, as he was about to lose sight of her, he put his hand to his mouth and threw a kiss towards her. She returned it with a discreet and hesitating gesture. Le jeune homme, penché à la portière, regardait la femme immobile sur le quai et qui le suivait des yeux. Soudain, comme il allait la perdre de vue, il porta la main à sa bouche et lui jeta un baiser. Elle le lui rendit d'un geste discret et hésitant. Georges Duroy had returned to all his old habits. Installed at present in the little ground-floor suite of rooms in the Rue de Constantinople, he lived soberly, like a man preparing a new existence for himself.
Georges Duroy était revenu à toutes ses anciennes habitudes. Installé maintenant dans le petit appartement du rez-de-chaussée, rue de Constantinople, il vivait sobrement, comme un homme qui se prépare une existence nouvelle. Madame Forestier had not yet returned. She was lingering at Cannes. He received a letter from her merely announcing her return about the middle of April, without a word of allusion to their farewell. Madame Forestier n'était pas encore revenue. Elle s'attardait à Cannes. Il reçut d'elle une lettre annonçant simplement son retour vers le milieu d'avril, sans un mot d'allusion à leurs adieux. He was waiting. His mind was thoroughly made up now to employ every means in order to marry her, if she seemed to hesitate. But he had faith in his luck, confidence in that power of seduction which he felt within him, a vague and irresistible power which all women felt the influence of. Il attendait, bien décidé maintenant à employer tous les moyens pour l'épouser si elle semblait hésiter. Mais il avait foi en sa chance, confiance en cette puissance de séduction qu'il sentait en lui, puissance vague et irrésistible que subissaient toutes les femmes. A short note informed him that the decisive hour was about to strike. I am in Paris. Come and see me, Madeleine Forestier. Nothing more. Un petit mot lui apprit que l'heure décisive allait sonner. Je suis à Paris. Venez me voir. Madeleine Forestier. Rien de plus. He received it by the 9 o'clock post. He arrived at her residence at 3 on the same day. She held out both hands to him, smiling with her pleasant smile, and they looked into one another's eyes for a few seconds. Il le reçut par la poste de 9 heures. Il arriva chez elle à 3 heures le même jour. Elle lui tendit ses deux mains en souriant de son sourire aimable, et ils se regardèrent dans les yeux quelques secondes. Then she said, "How good you were to come to me there under those terrible circumstances. I should have done anything you told me to," he replied. And they sat down. Puis elle dit, "Comme vous avez été bon de venir me rejoindre là-bas dans ces terribles circonstances." J'aurais fait tout ce que vous m'auriez dit, répondit-il. Et ils s'assirent. She asked the news, inquired about the Walters, about all the staff, about the paper. She had often thought about the paper. "I miss that a great deal," she said, "really a very great deal. I had become, at heart, a journalist. What would you? I love the profession." Elle demanda des nouvelles, s'informa des Walters, de tout le personnel, du journal. Elle avait souvent pensé au journal. Cela me manque beaucoup, dit-elle, vraiment beaucoup. J'étais devenue journaliste dans l'âme. Que voulez-vous? J'aime le métier. Then she paused. He thought he understood. He thought he divined in her smile, in the tone of her voice, in her words themselves a kind of invitation. And although he had promised himself not to precipitate matters, he stammered out, "Well, then, why should you not resume this occupation under the name of Duroy?" Puis elle se tut. Il crut comprendre, il crut deviner dans son sourire, dans le ton de sa voix, dans ses paroles mêmes, une sorte d'invitation. Et bien qu'il se fût promis de ne point précipiter les choses, il balbutia. Eh bien, alors, pourquoi ne reprendriez-vous pas cette occupation, sous le nom de Duroy? She suddenly became serious again, and placing her hand on his arm, murmured, "Do not let us speak of that yet awhile." But he divined that she accepted, and falling at her knees began to passionately kiss her hands, repeating, "Thanks, thanks. Oh, how I love you." Elle redevint grave soudain, et posant la main sur son bras, murmura, "N'en parlons pas encore." Mais il devina qu'elle acceptait, et tombant à ses genoux, il se mit à lui baiser passionnément les mains en répétant, "Merci, merci, oh, comme je vous aime." She rose. He did so, too, and noted that she was very pale. Then he understood that he had pleased her, for a long time past, perhaps, and as they found themselves face to face, he clasped her to him and printed a long, tender, and decorous kiss on her forehead. Elle se leva. Il se leva aussi, et il s'aperçut qu'elle était très pâle. Alors il comprit qu'il lui plaisait depuis longtemps peut-être, et comme il se trouvait face à face, il la serra dans ses bras et lui appuya sur le front un long baiser tendre et respectueux. When she had freed herself, slipping through his arms, she said in a serious tone, "Listen, I have not yet made up my mind to anything. However, it may be, yes. But you must promise me the most absolute secrecy till I give you leave to speak."
Quand elle se fut dégagée, en glissant entre ses bras, elle dit d'un ton grave, « Écoutez, je n'ai encore rien décidé. Cependant, c'est possible, oui. Mais il faut me promettre le secret le plus absolu jusqu'à ce que je vous autorise à parler. » He swore this and left, his heart overflowing with joy. He was from that time forward very discreet as regards the visits he paid her, and did not ask for any more definite consent on her part, for she had a way of speaking of the future, of saying by and by, and of shaping plans in which these two lives were blended, which answered him better and more delicately than a formal acceptation. Il le jura, et s'en alla, le cœur débordant de joie. Il fut dès lors très discret dans ses visites chez elle et ne demanda point d'assentiment plus positif, car elle avait une manière de parler de l'avenir, de dire plus tard et de faire des projets où ces deux existences se mêlaient, qui lui répondaient mieux et plus délicatement qu'un consentement formel. Duroy worked hard and spent little, trying to save money so as not to be without a penny at the date fixed for his marriage, and becoming as close as he had been prodigal. The summer went by, and then the autumn, without anyone suspecting anything, for they met very little, and only in the most natural way in the world. Duroy travaillait avec ardeur et dépensait peu, s'efforçant d'économiser pour ne point se trouver sans un sou à la date fixée pour son mariage et devenant aussi avare qu'il avait été prodigue. L'été passa, puis l'automne, sans que personne soupçonnât rien, car il se voyait fort peu, et seulement de la façon la plus naturelle du monde. One evening, Madeleine, looking him straight in the eyes, said, "You have not yet announced our intentions to Madame de Morel?" "No, dear, having promised you to be secret, I have not opened my mouth to a living soul." Un soir, Madeleine, le regardant bien en face, lui dit, "Vous n'avez pas encore annoncé nos projets à Madame de Morel." "Non, chérie, vous ayant promis le secret, je n'ai pas ouvert la bouche à âme qui vive." "Well, it is about time to tell her. I will undertake to inform the Walters. You will do so this week, will you not?" He blushed as he said, "Yes, tomorrow." Eh bien, il est temps de le lui dire. Je me charge de prévenir les Walters. Vous le ferez dans la semaine, n'est-ce pas? Il rougit en disant, "Oui, demain." She had turned away her eyes in order not to notice his confusion, and said, "If you like, we will be married in the beginning of May. That will be a very good time. I obey you in all things with joy." Elle avait détourné les yeux pour ne point remarquer sa confusion, et elle dit, "Si vous voulez, nous nous marierons au commencement de mai. Ce sera une très bonne époque. J'obéis en tout avec bonheur." The 10th of May, which is a Saturday, will suit me very nicely, for it is my birthday. Very well, the 10th of May. Your parents live near Rouen, do they not? You have told me so, at least. Le 10 mai, qui est un samedi, m'irait fort bien, car c'est ma fête. Parfait, le 10 mai. Vos parents habitent près de Rouen, n'est-ce pas? Vous me l'avez dit du moins. Yes, near Rouen, I can tell you. What are they? They are small annuitants. Ah, I should very much like to know them. Oui, près de Rouen, à Canteleu. Que font-ils? Ils sont de petits rentiers. Ah, j'aurais grand plaisir à les connaître. He hesitated, greatly perplexed, and said, "But you see they are." Then making up his mind, like a really clever man, he went on, "My dear, they are mere country folk, innkeepers, who have pinched themselves to the utmost to enable me to pursue my studies." Il hésita, fort perplexe, et dit, "Mais, voyez-vous, ce sont." Puis, prenant son parti, en homme vraiment adroit, "Ma chère, ce sont de tout petits bourgeois de campagne, des aubergistes, qui se sont saignés aux 4 veines pour me faire mes études. For my part, I am not ashamed of them, but their simplicity, their rustic manners might, perhaps, render you uncomfortable." She smiled delightfully. Her face lit up with gentle kindness as she replied, "No, I shall be very fond of them." Moi, je ne rougis point d'eux, mais leur simplicité, leurs allures rustiques, pourraient peut-être vous gêner. Elle sourit délicieusement, le visage éclairé d'une bonté douce. Mais non, je les aimerai beaucoup. We will go and see them. I want to. I will speak of this to you again. I, too, am a daughter of poor people, but I have lost my parents. I have no longer anyone in the world. She held out her hand to him as she added, "But you." Nous irons les voir. Je le veux.
Je vous en reparlerai. Moi aussi, je suis fille de pauvres gens, mais j'ai perdu mes parents. Je n'ai plus personne au monde, elle lui tendit la main en ajoutant, que vous. He felt softened, moved, overcome, as he had been by no other woman. I had thought about one matter, she continued, but it is rather difficult to explain. What is it? He asked. Il se sentit attendri, ému, conquis, comme il ne l'avait jamais été par aucune femme. J'avais songé à une chose, reprit-elle, mais c'est assez difficile à expliquer. Quoi donc? Demanda-t-il. Well, it is this, my dear boy, I am like all women, I have my weaknesses, my pettinesses. I love all that glitters, that catches the ear. I should have so delighted to have borne a noble name. Could you not, on the occasion of your marriage, ennoble yourself a little? Eh bien, voici, mon cher enfant, je suis comme toutes les femmes, j'ai mes faiblesses, mes petitesses. J'aime tout ce qui brille, ce qui sonne. J'aurais été si heureuse de porter un nom noble. Ne pourriez-vous pas, à l'occasion de votre mariage, vous ennoblir un peu? She had blushed in her turn, as if she had proposed something indelicate. He replied simply enough, I have often thought about it, but it did not seem to me so easy. Why so? Elle avait rougi à son tour, comme si elle eût proposé quelque chose d'inconvenant. Il répondit assez simplement, j'y ai souvent songé, mais cela ne me semblait pas si facile. Pourquoi donc? He began to laugh, saying, because I was afraid of making myself look ridiculous. She shrugged her shoulders. Not at all, everyone does it, and nobody laughs. Separate your name in two, Duroy. That looks very well. Il se mit à rire en disant, parce que j'avais peur de me rendre ridicule. Elle haussa les épaules. Mais pas du tout, pas du tout. Tout le monde fait ça, et personne ne rit. Séparez votre nom en deux, Duroy. Cela va très bien. He replied at once like a man who understands a matter in question. No, that will not do at all. It is too simple, too common, too well known. I had thought of taking the name of my native place as a literary pseudonym at first, then of adding it to my own by degrees, and then, later on, of even cutting my name in two, as you suggest. Il répondit tout de suite, en homme qui connaît la question. Non, cela ne va pas du tout. C'est trop simple, trop connu, trop commun. J'avais songé à prendre le nom de mon pays natal comme pseudonyme littéraire d'abord, puis à l'ajouter peu à peu au mien, et plus tard même à couper mon nom en deux, comme vous dites. Your native place is Cantal, she queried. Yes. She hesitated, saying, No, I do not like the termination. Come, cannot we modify this word Cantal a little? Votre pays natal, c'est Canteleu? Demanda-t-elle. Oui. Elle hésita. Non, je n'aime pas la terminaison. Voyons, ne pourrait-on modifier un peu ce mot Canteleu? She had taken up a pen from the table, and was scribbling names and studying their physiognomy. All at once she exclaimed, there it is, and held out to him a paper, on which read, Madame Duroy de Cantal. Elle avait pris une plume sur la table, et elle griffonnait des noms en étudiant leur physionomie. Tout à coup elle s'écria, Tenez, voilà, et elle lui tendit un papier où on lisait, Madame Duroy de Cantal. He reflected a few moments, and then said gravely, Yes, that does very well. She was delighted, and kept repeating Duroy de Cantal, Madame Duroy de Cantal. It is capital. Il réfléchit quelques secondes, puis dit gravement, Oui, c'est très bien. Elle était ravie, et répétait, Duroy de Cantal, Madame Duroy de Cantal. Say, excellent. She went on with an air of conviction, and you will see how easy it is to get everyone to accept it. But one must know how to seize the opportunity, for it will be too late afterwards. Elle reprit avec un air de conviction, et vous verrez comme c'est facile de le faire accepter à tout le monde. Mais il faut savoir saisir l'occasion, car il sera trop tard après. You must from tomorrow sign your descriptive articles D de Cantal, and your echoes simply Duroy. It is done every day in the press, and no one will be astonished to see you take a pseudonym. Vous signerez dès demain vos chroniques, D de Cantal, et vos échos seulement, Duroy. Cela se fait tous les jours dans la presse, et personne ne s'étonnera de vous voir prendre un pseudonyme.
At the moment of our marriage, we can modify it yet a little more, and tell our friends that you had given up the do out of modesty on account of your position, or even say nothing about it. What is your father's Christian name? Au moment de notre mariage, nous pourrons encore le modifier un peu et dire à nos amis que vous aviez abandonné le dû par modestie, à cause de votre situation, ou même ne rien dire du tout. Comment s'appelle votre père? Alexander. She murmured, Alexander, Alexander, 2 or 3 times, listening to the sonorous roll of the syllables, and then wrote on a blank sheet of paper, Monsieur and Madame Alexander Duroy de Cantel have the honor to inform you of the marriage of Monsieur Georges Duroy de Cantel, their son, to Madame Madeleine Forestier. Alexander. Elle murmura, Alexandre, Alexandre 2 ou 3 fois de suite, en écoutant la sonorité des syllabes, puis elle écrivit sur une feuille blanche, Monsieur et Madame Alexandre Duroy de Cantel ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Georges Duroy de Cantel, leur fils, avec Madame Madeleine Forestier. She looked at her writing, holding it at a distance, charmed by the effect, and said, With a little method, we can manage whatever we wish. When he found himself once more in the street, firmly resolved to call himself in future Duroy, and even Duroy de Cantel, it seemed to him that he had acquired fresh importance. Elle regardait son écriture en la tenant à distance, charmée de l'effet, et elle dit, avec un peu de méthode, on arrive à tout ce qu'on veut. Quand il se retrouva dans la rue, bien résolu à s'appeler désormais Duroy, et même Duroy de Cantel, il lui sembla qu'il avait acquis une importance nouvelle. He walked with more swagger, his head higher, his mustache fiercer, as a gentleman should walk. He felt in himself a species of joyous desire to say to the passers-by, My name is Duroy de Cantel. Il marchait avec plus de crânerie, la tête plus haute, la moustache plus fière, comme doit marcher un gentilhomme. Il avait en lui une envie joyeuse de dire aux passants, Je m'appelle Duroy de Cantel. But scarcely had he got home than the thought of Madame de Morel made him feel uneasy, and he wrote to her at once to ask her to make an appointment for the next day. It will be a tough job, he thought. I must look out for squalls. Mais à peine fut-il rentré chez lui que la pensée de Madame de Marelle l'inquiéta, et il lui écrivit aussitôt pour lui demander un rendez-vous le lendemain. Ce sera dur, pensa-t-il. Il va falloir essuyer la tempête. Then he made up his mind for it, with a native carelessness which caused him to slur over the disagreeable side of life, and began to write a fancy article on the fresh taxes needed in order to make the budget balance. Puis il prit son parti, avec cette insouciance native qui lui faisait glisser sur les côtés désagréables de la vie, et il se mit à faire un article de fantaisie sur les impôts nouveaux qu'il faudrait créer pour équilibrer le budget. He set down in this the nobiliary at 100 francs a year, and titles, from baron to prince, at from 500 to 5,000 francs. And he signed it D. de Cantel. Il y marqua la particule nobiliaire à 100 francs par an, et les titres, depuis baron jusqu'à prince, de 5 cents à 5,000 francs. Et il signa D. de Cantel. He received a telegram from his mistress next morning saying that she would call at 1 o'clock. He waited for her somewhat feverishly, his mind made up to bring things to a point at once, to say everything right out, and then, when the first emotion had subsided, to argue cleverly in order to prove to her that he could not remain a bachelor forever. Il reçut le lendemain matin une dépêche de sa maîtresse annonçant qu'elle viendrait à 1 heure. Il l'attendit avec quelque fièvre, résolu à tout dire d'un coup, tout de suite. Puis, quand la première émotion serait calmée, à raisonner adroitement pour lui prouver qu'il ne pouvait demeurer garçon toute sa vie. And that as Monsieur de Morel insisted on living, he had been obliged to think of another than herself as his legitimate companion. He felt moved, though, and when he heard her ring his heart began to beat. Et que M. de Marelle s'obstinant à vivre, il avait dû songer à une autre qu'elle comme compagne légitime. Il était ému pourtant, et quand il entendit sonner, son cœur se mit à battre. She threw herself into his arms, exclaiming, Good morning, pretty boy. Then, finding his embrace cold, looked at him, and said, What is the matter with you? Sit down, he said, we have to talk seriously. Elle se jeta dans ses bras en s'écriant, Bonjour, Bel Ami. Puis, trouvant son étreinte froide, elle le regarda et dit, Qu'est-ce que tu as? Assieds-toi, dit-il, nous avons à causer sérieusement.
She sat down, without taking her bonnet off, only turning back her veil, and waited. He had lowered his eyes, and was preparing the beginning of his speech. He commenced in a low tone of voice. My dear one, you see me very uneasy, very sad, and very much embarrassed at what I have to admit to you. Elle s'assit sans ôter son chapeau, en relevant seulement sa voilette, et elle attendit. Il avait baissé les yeux et préparait son début. Il commença d'une voix basse. Ma chérie, tu me vois très troublée, très triste, et très embarrassée de ce que j'ai à t'avouer. I love you dearly. I really love you from the bottom of my heart, so that the fear of causing you pain afflicts me more than even the news I'm going to tell you. Je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment de tout mon cœur, si bien que la crainte de te faire de la peine me bouleverse plus encore que ce que je vais t'annoncer. She grew pale, felt herself tremble, and stammered out, What is the matter? Tell me at once. He said in sad but resolute tones, with that feigned dejection which we make use of to announce fortunate misfortunes. I am going to be married. Elle pâlit, se sentit trembler, et balbutia. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout de suite. Il prononça d'un ton triste mais résolu, avec cette affliction feinte dont on se sert pour annoncer les malheurs heureux. Je vais me marier. She gave the sigh of a woman who was about to faint, a painful sigh from the very depths of her bosom, and then began to choke and gasp without being able to speak. Elle poussa ce soupir des femmes qui vont s'évanouir, un soupir douloureux parti du fond de la poitrine, puis elle se mit à suffoquer, à haleter, sans pouvoir parler. Seeing that she did not say anything, he continued, You cannot imagine how much I suffered before coming to this resolution. But I have neither position nor money. I am alone, lost in Paris. I needed beside me someone who above all would be an adviser, a consoler, and a stay. Voyant qu'elle ne disait rien, il reprit. Tu ne peux pas te figurer comme j'ai souffert avant d'en arriver à cette résolution. Mais je n'ai ni position ni argent. Je suis seul, perdu dans Paris. Il me fallait quelqu'un près de moi qui fût avant tout un conseil, un soutien, un réconfort. It is a partner and ally that I have sought, and that I have found. He was silent, hoping that she would reply, expecting furious rage, violence, and insults. She had placed one hand on her heart as though to restrain its throbbings, and continued to draw her breath by painful efforts, which made her bosom heave spasmodically, and her head nod to and fro. C'est un associé, un allié que j'ai cherché et que j'ai trouvé. Il se tut, espérant qu'elle allait répondre, s'attendant à des fureurs, à des violences, à des injures. Elle avait mis une main sur son cœur comme pour en comprimer les battements, et elle respirait toujours péniblement, par saccades, ce qui soulevait sa poitrine et rejetait sa tête en arrière. He took her other hand, which was resting on the arm of the chair, but she snatched it away abruptly. Then she murmured, as though in a state of stupefaction, Oh, my God! He knelt down before her, without daring to touch her, however, and more deeply moved by this silence than he would have been by a fit of anger, stammered out, CLO, my darling CLO, just consider my situation, consider what I am. Il prit son autre main posée sur le bras du fauteuil, mais elle la retira brusquement. Alors elle murmura, comme dans un égarement, Oh, mon Dieu! Il se mit à genoux devant elle, sans oser la toucher cependant, et plus troublé par ce silence qu'il ne l'eût été par des colères, il balbutia, Clos, ma petite CLO, songe à ma situation, songe à ce que je suis. Oh, if I had been able to marry you, what happiness it would have been. But you are married. What could I do? Come, think of it now. I must take a place in society, and I cannot do it, so long as I have not a home. If you only knew, there are days when I have felt a longing to kill your husband. Oh, si j'avais pu t'épouser, quel bonheur ça aurait été. Mais tu es marié, que veux-tu que j'y fasse? Réfléchis maintenant. Il faut que je prenne une situation dans le monde, et je ne peux pas tant que je n'aurai pas un intérieur. Si tu savais. Il y a des jours où j'ai eu envie de tuer ton mari. He spoke in his soft, subdued, seductive voice, a voice which entered the ear like music. He saw 2 tears slowly gather in the fixed and staring eyes of his mistress, and then roll down her cheeks, while 2 more were already formed on the eyelids.
Il parlait de sa voix douce, contenue, séductrice, de cette voix qui entrait dans l'oreille comme une musique. Il vit deux larmes se former lentement dans les yeux fixes de sa maîtresse et rouler sur ses joues, tandis que deux autres se formaient déjà au bord des paupières. He murmured, "Do not cry, CLO, do not cry, I beg of you. You rend my very heart." Then she made an effort, a strong effort, to be proud and dignified, and asked, in the quivering tone of a woman about to burst into sobs, "Who is it?" Il murmura, "Ne pleure pas, Claude, ne pleure pas, je t'en supplie. Tu me déchires le cœur." Alors elle fit un grand effort pour être fière et digne, et elle demanda, de cette voix tremblante des femmes qui vont sangloter, "Qui est-ce?" He hesitated a moment, and then understanding that he must, said, "Madeleine Forestier." Madame de Morel shuddered all over, and remained silent, so deep in thought that she seemed to have forgotten that he was at her feet. Il hésita une seconde, puis, comprenant qu'il le fallait, Madeleine Forestier. Madame de Marelle tressaillit de tout son corps et demeura muette, tellement absorbée qu'elle semblait avoir oublié qu'il était là, à ses pieds. And two transparent drops kept continually forming in her eyes, falling and forming again. She rose. Duroy guessed that she was going away without saying a word, without reproach or forgiveness, and he felt hurt and humiliated to the bottom of his soul. Et deux gouttes transparentes se reformaient sans cesse au coin de ses yeux, tombaient et se reformaient aussitôt. Elle se leva. Duroy devina qu'elle allait partir sans dire un mot, sans reproche et sans pardon, et il en fut blessé, humilié jusqu'au fond de l'âme. Wishing to stay her, he threw his arms about the skirt of her dress, clasping through the stuff her rounded legs, which he felt stiffen in resistance. He implored her, saying, "I beg of you, do not go away like that." Voulant la retenir, il entoura de ses bras sa robe, étreignant à travers l'étoffe ses jambes rondes qu'il sentait se raidir sous sa caresse. Il la supplia, "Je t'en prie, ne t'en vas pas comme ça." Then she looked down on him from above, with that moistened and despairing eye, at once so charming and so sad, which shows all the grief of a woman's heart, and gasped out, I have nothing to say. I have nothing to do with it. You are right. You have chosen well." Alors elle le regarda d'en haut, de ce regard mouillé et désespéré, si charmant et si triste, qui montre toute la douleur d'un cœur de femme, et elle balbutia, Je n'ai rien à dire. Tu as raison. Tu as bien choisi." And freeing herself by a backward movement, she left the room, without his trying to detain her further. Left to himself, he rose as bewildered, as if he had received a blow on the head. Then, making up his mind, he muttered, "Well, so much the worse or the better. It is over, and without a scene. I prefer that." Et, se dégageant d'un mouvement en arrière, elle sortit sans qu'il essayât de la retenir davantage. Resté seul, il se releva étourdi comme s'il avait reçu un coup sur la tête. Puis, prenant son parti, "Bah, tant pis ou tant mieux. C'est fini, et sans esclandre, j'aime mieux ça." And relieved from an immense weight, suddenly feeling himself free, delivered, at ease as to his future life, he began to spar at the wall, hitting out with his fists in a kind of intoxication of strength and triumph, as if he had been fighting fate. Et soulagé d'un poids énorme, se sentant soudain libre, délivré, à l'aise pour son existence future, il se mit à faire des armes contre le mur, lançant des coups de poing dans une sorte d'ivresse de force et de triomphe, comme s'il eût combattu la destinée. When Madame Forestier asked, "Have you told Madame de Morel?" he quietly answered, "Yes." She scanned him closely with her bright eyes, saying, "And did it not cause her any emotion?" "No, not at all. She thought it, on the contrary, a very good idea." Quand Madame Forestier lui demanda, "Avez-vous prévenu Madame de Marelle?" il répondit tranquillement, "Oui." Elle le scruta de son œil clair, en disant, "Et cela ne lui a fait aucune peine." Mais non, pas du tout. Elle a trouvé au contraire que c'était une très bonne idée. The news was soon known. Some were astonished, others asserted that they had foreseen it, others, again, smiled, and let it be understood that they were not surprised. The young man who now signed his descriptive articles de Cantel, his echoes Duroy, and the political articles, which he was beginning to write from time to time Duroy, passed half his time with his betrothed. La nouvelle fut bientôt connue.
Les uns s'étonnèrent, d'autres prétendirent qu'ils l'avaient prévu, d'autres encore sourirent en laissant entendre qu'ils ne s'en étonnaient point. Le jeune homme, qui signait maintenant ses chroniques des deux cantelles, ses échos du roi et les articles politiques qu'il commençait à faire de temps en temps du roi, passait la moitié de son temps chez sa fiancée, who treated him with a fraternal familiarity into which, however, entered a real, but hidden love, a species of desire concealed as a weakness. She had decided that the marriage should be quite private, only the witnesses being present, and that they should leave the same evening for Rouen, qui le traitait avec une familiarité fraternelle où entrait cependant un amour vrai mais caché, une sorte de tendresse honteuse. Elle avait décidé que le mariage aurait lieu dans l'intimité, avec les seuls témoins, et qu'on partirait le soir même pour Rouen. They would go the next day to see the journalist's parents, and remain with them some days. Duroy had striven to get her to renounce this project, but not having been able to do so, had ended by giving into it. On irait le lendemain voir les parents du journaliste et on demeurerait quelques jours chez eux. Duroy s'était efforcé de la faire renoncer à ce projet, mais n'ayant pu y parvenir, il avait fini par s'y résigner. So the 10th of May having come, the newly married couple, having considered the religious ceremony useless, since they had not invited anyone, returned to finish packing their boxes after a brief visit to the town hall. Le 10 mai étant arrivé, les nouveaux époux, ayant jugé la cérémonie religieuse inutile puisqu'ils n'invitaient personne, revinrent achever leur mal après un court passage à la mairie. They took, at the St. Lazare terminus, the 6 o'clock train, which bore them away towards Normandy. They had scarcely exchanged 20 words up to the time that they found themselves alone in the railway carriage. Ils prirent, à la gare Saint-Lazare, le train de 6 heures qui les emportait vers la Normandie. Ils avaient à peine échangé 20 paroles jusqu'au moment où ils se trouvèrent seuls dans le wagon. As soon as they felt themselves underway, they looked at one another and began to laugh, to hide a certain feeling of awkwardness which they did not want to manifest. Dès qu'ils se sentirent en route, ils se regardèrent et se mirent à rire, pour cacher une certaine gêne qu'ils ne voulaient point laisser paraître. The train slowly passed through the long station of Batignolles, and then crossed the mangy-looking plain extending from the fortifications to the Seine. Duroy and his wife from time to time made a few idle remarks, and then turned again towards the windows. Le train traversa lentement la longue gare de Batignolles, puis il passa la plaine morne qui s'étend des fortifications à la Seine. Duroy et sa femme faisaient de temps en temps quelques remarques banales, puis ils se retournaient vers les portières. When they crossed the bridge of Asnières, a feeling of greater liveliness was aroused in them at the sight of the river covered with boats, fishermen, and oarsmen. The sun, a bright May sun, shed its slanting rays upon the craft and upon the smooth stream, which seemed motionless, without current or eddy, checked, as it were, beneath the heat and brightness of the declining day. Quand ils passèrent le pont d'Asnières, une gaieté plus vive les prit à la vue de la Seine couverte de bateaux, de pêcheurs et de canoteurs. Le soleil, un beau soleil de mai, répandait sa lumière oblique sur les embarcations et sur le fleuve calme qui semblait immobile, sans courant et sans remous, figé sous la chaleur et la clarté du jour finissant. A sailing boat in the middle of the river, having spread two large, triangular sails of snowy canvas, wing and wing, to catch the faintest puffs of wind, looked like an immense bird preparing to take flight. Un bateau à voile, au milieu de la rivière, ayant tendu ses deux grandes voiles triangulaires d'un blanc de neige pour cueillir les moindres souffles d'air, avait l'air d'un grand oiseau prêt à s'envoler. Duroy murmured, I adore the neighborhood of Paris. I have memories of dinners, which I reckon among the pleasantest in my life. And the boats, she replied. How nice it is to glide along at sunset. Duroy murmura, J'adore les environs de Paris. J'ai des souvenirs de dîner que je compte parmi les meilleurs de ma vie. Et les bateaux, dit-elle. Comme c'est gentil de glisser sur l'eau au coucher du soleil. Then they became silent, as though afraid to continue their outpourings as to their past life, and remained so, already enjoying, perhaps, the poesy of regret. Duroy, seated face to face with his wife, took her hand and slowly kissed it. Puis ils se turent, comme s'ils eussent craint de continuer leurs épanchements sur leur vie passée, et ils demeurèrent ainsi, goûtant déjà peut-être la poésie du regret.
Duroy, assis en face de sa femme, prit sa main et la baisa lentement. When we get back again, said he, we will go and dine sometimes at Chateau. She murmured, we shall have so many things to do, in a tone of voice that seemed to imply, the agreeable must be sacrificed to the useful. Quand nous reviendrons, dit-il, nous irons dîner quelquefois à Château. Elle murmura, nous aurons tant de choses à faire, d'un ton qui semblait dire, il faudra sacrifier l'agréable à l'utile. He still held her hand, asking himself with some uneasiness, by what transition he should reach the caressing stage. He would not have felt uneasy in the same way in presence of the ignorance of a young girl, but the lively and artful intelligence he felt existed in Madeleine rendered his attitude an embarrassed one. Il tenait toujours sa main, se demandant avec quelque inquiétude par quelle transition il arriverait aux caresses. Il n'eût point été gêné de la même façon devant l'ignorance d'une jeune fille, mais l'intelligence vive et rusée qu'il sentait en Madeleine le rendait embarrassé. He was afraid of appearing stupid to her, too timid or too brutal, too slow or too prompt. He kept pressing her hand gently, without her making any response to this appeal. At length he said, It seems to me very funny for you to be my wife. Il avait peur de paraître niais devant elle, trop timide ou trop brutal, trop lent ou trop prompt. Il lui serrait doucement la main, sans qu'elle répondît à cette pression. Il dit enfin, Il me semble bien drôle que tu sois ma femme. She seemed surprised as she said, Why so? I do not know. It seems strange to me. I want to kiss you, and I feel astonished at having the right to do so. Elle parut surprise. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Cela me fait un effet singulier. J'ai envie de t'embrasser, et je m'étonne d'en avoir le droit. She calmly held out her cheek to him, which he kissed as he would have kissed that of a sister. He continued, The first time I saw you, you remember the dinner Forestier invited me to, I thought, hang it all, if I could only find a wife like that. Well, it's done. I have one. Elle lui tendit tranquillement sa joue, qu'il baisa comme il eût baisé celle d'une sœur. Il reprit, La première fois que je t'ai vu, tu te rappelles, ce dîner où Forestier m'avait invité. Je me suis dit, fichtre, si je pouvais trouver une femme comme ça. Eh bien, c'est fait, je l'ai. She said in a low tone, That is very nice, and looked him straight in the face, shrewdly, and with smiling eyes. He reflected, I am too cold. I am stupid. I ought to get along quicker than this, and asked, How did you make Forestier's acquaintance? Elle dit d'une voix basse, C'est gentil, et elle le regarda bien en face, finement, avec des yeux souriants. Il pensait, Je suis trop froid. Je suis bête. Il faut que j'aille plus vite, et il demanda, Comment as-tu fait la connaissance de Forestier? She replied, with provoking archness, Are we going to Rouen to talk about him? He reddened, saying, I am a fool. But you frighten me a great deal. She was delighted, saying, I am possible. How is it? Elle répondit avec une coquetterie provocante, Est-ce que nous allons à Rouen pour parler de lui? Il rougit, Je suis un sot. Mais tu m'intimides beaucoup. Elle fut ravie, moi, par exemple. Comment ça? He had seated himself close beside her. She suddenly exclaimed, Oh, a stag. The train was passing through the forest of Saint-Germain, and she had seen a frightened deer clear one of the paths at a bound. Il s'était assis tout près d'elle. Elle s'écria soudain, Oh, un cerf. Le train traversait la forêt de Saint-Germain, et elle avait vu un cerf effaré bondir à travers une allée. Duroy, leaning forward as she looked out of the open window, printed a long kiss, a lover's kiss, among the hair on her neck. She remained still for a few seconds, and then, raising her head, said, You are tickling me. Leave off. Duroy, penché comme elle regardait par la portière ouverte, lui posa sur le cou, dans les cheveux, un long baiser d'amoureux. Elle demeura immobile quelques secondes, puis, relevant la tête, Tu me chatouilles, finissez donc. But he would not go away, but kept on pressing his curly mustache against her white skin in a long and thrilling caress. She shook herself, saying, Do leave off. He had taken her head in his right hand, passed around her, and turned it towards him. Mais il ne s'éloignait point, promenait sa moustache frisée sur la peau. Blanche en une caresse longue et frissonnante.
Elle se secoua. Mais finissez donc. Il lui avait pris la tête dans sa main droite, passé derrière elle, et il la tournait vers lui. Then he darted on her mouth like a hawk on its prey. She struggled, repulsed him, tried to free herself. She succeeded at last and repeated, "Do leave off." He remained seated, very red and chilled by this sensible remark. Then, having recovered more self-possession, he said, with some liveliness, "Very well, I will wait, but I shan't be able to say a dozen words till we get to Rouen." Alors il s'abattit sur sa bouche comme un épervier sur sa proie. Elle se débattit, le repoussa, tâcha de se dégager. Elle y parvint enfin et répéta, "Mais finissez donc." Il restait assis, fort rouge et refroidi par cette observation raisonnable. Puis, ayant repris plus de sang-froid, il dit avec vivacité, "Eh bien, j'attendrai, mais je ne pourrai pas dire 10 paroles jusqu'à Rouen." And remember that we are only passing through Poissy. "I will do the talking then," she said, and sat down quietly beside him. She spoke with precision of what they would do on their return. "Et songe que nous ne passons qu'à Poissy." "Alors c'est moi qui parlerai," dit-elle, et elle se rassit tranquillement auprès de lui. Elle parla nettement de ce qu'ils feraient à leur retour. They must keep on the suite of apartments that she had resided in with her first husband, and Duroy would also inherit the duties and salary of forestier at the Vie Française. Il fallait garder l'appartement qu'elle avait habité avec son premier mari, et Duroy hériterait également des fonctions et du traitement de forestier à la vie française. Before their union, besides, she had planned out, with the certainty of a man of business, all the financial details of their household. They had married under a settlement, preserving to each of them their respective estates, and every incident that might arise, death, divorce, the birth of one or more. Children was duly provided for. Avant leur union, d'ailleurs, elle avait réglé, avec une précision d'homme d'affaires, tous les détails financiers du ménage. Ils s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et tous les cas étaient prévus qui pouvaient survenir, mort, divorce, naissance d'un ou de plusieurs enfants. The young fellow contributed a capital of 4,000 francs, he said, but of that sum he had borrowed 1,500. The rest was due to savings effected during the year in view of the event. Her contribution was 40,000 francs, which he said had been left her by Forestier. Le jeune homme apportait 4,000 francs de capital, disait-il, mais sur cette somme il avait emprunté 1,500 francs. Le reste provenait d'économies faites dans l'année en vue de l'événement. Elle apportait 40,000 francs que lui avait laissé Forestier, affirmait-elle. She returned to him as a subject of conversation. He was a very steady, economical, hard-working fellow. He would have made a fortune in a very short time. Duroy no longer listened, wholly absorbed by other thoughts. Elle revint à lui comme sujet de conversation. C'était un garçon très sage, très économe, très laborieux. Il aurait fait fortune en peu de temps. Duroy n'écoutait plus, tout occupé par d'autres pensées. She stopped from time to follow out some inward train of ideas, and then went on, "In 3 or 4 years you can be easily earning 30,000 to 40,000 francs a year. That is what Charles would have had if he had lived." Elle s'arrêtait de temps en temps pour suivre quelque réflexion intérieure, puis reprenait. "Dans 3 ou 4 ans, tu peux gagner facilement de 30 à 40 000 francs par an. C'est ce qu'aurait eu Charles s'il avait vécu." George, who began to find the lecture rather a long one, replied, "I thought we were not going to Rouen to talk about him." She gave him a slight tap on the cheek, saying, with a laugh, "That is so. I am in the wrong." Georges, qui commençait à trouver la leçon un peu longue, répondit, "Je pensais que nous n'allions pas à Rouen pour parler de lui." Elle lui donna une petite tape sur la joue en riant. "C'est vrai? J'ai tort." He made a show of sitting with his hands on his knees like a very good boy. "You look very like a simpleton like that," said she. He replied, "That is my part of which, by the way, you reminded me just now, and I shall continue to play it." Il fit mine de s'asseoir, les mains sur les genoux, comme un très bon élève. "Tu as l'air tout à fait bête, comme ça," dit-elle. Il répondit, "C'est mon rôle, que tu me rappelais tout à l'heure, et je continuerai à le jouer." "Why?" she asked. "Because it is you who take management of the household, and even of me.
That, indeed, concerns you as being a widow. She was amazed, saying, What do you really mean? Pourquoi? Demanda-t-elle. Parce que c'est toi qui prends la direction du ménage et même de moi. Cela te regarde, d'ailleurs, étant veuve. Elle s'étonna. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? That you have an experience that should enlighten my ignorance, and matrimonial practice that should polish up my bachelor innocence. That's all. That is too much, she exclaimed. He replied, That is so. I don't know anything about ladies. No. And you know all about gentlemen, for you are a widow. Que tu as une expérience qui doit éclairer mon ignorance, et une pratique du mariage qui doit dégrossir mon innocence de garçon, voilà tout. C'est trop fort, s'écria-t-elle. Il reprit, parfaitement. Je ne connais rien aux femmes, moi, rien. Et toi, tu connais tout aux hommes, puisque tu es veuve. You must undertake my education, this evening, and you can begin at once if you like, she exclaimed, very much amused. Oh, indeed, if you reckon on me for that. Tu dois faire mon éducation, ce soir, et tu peux commencer tout de suite si tu veux. Elle s'écria, très amusée. Oh, par exemple, si tu comptes sur moi pour ça. He repeated, in the tone of a schoolboy stumbling through his lesson. Yes, I do. I reckon that you will give me solid information in 20 lessons. 10 for the elements, reading and grammar. 10 for finishing accomplishments. I don't know anything myself. Il répéta, du ton d'un écolier qui récite sa leçon. Mais si. Je compte que tu me donneras des leçons solides en 20 fois. 10 pour les éléments, lecture et grammaire, 10 pour le perfectionnement. Je ne sais rien, moi. She exclaimed, highly amused. You goose. He replied, If that is the familiar tone you take, I will follow your example and tell you, darling, that I adore you more and more every moment, and that I find Rouen a very long way off. Elle s'écria, très amusée, mais tu es bête. Il reprit, si c'est sur ce ton familier que tu prends les choses, je vais suivre ton exemple et te dire, ma chérie, que je t'adore de plus en plus et que je trouve Rouen bien loin. He spoke now with a theatrical intonation and with a series of changes of facial expression, which amused his companion, accustomed to the ways of literary bohemia. She glanced at him out of the corner of her eye, finding him really charming, and experiencing the longing we have to pluck a fruit from the tree at once, and the check of reason which advises us to wait till dinner to eat it at the proper time. Il parlait maintenant avec une intonation théâtrale et des jeux de physionomie qui amusaient sa compagne, habituée aux façons de la bohème littéraire. Elle le regardait du coin de l'œil, le trouvant vraiment charmant, et elle éprouvait cette envie qu'on a de croquer tout de suite un fruit sur l'arbre, et cette sagesse qui conseille d'attendre le dîner pour le manger à son heure. Then she observed, blushing somewhat at the thoughts which assailed her, My dear little pupil, trust my experience, my great experience. Kisses in a railway train are not worth anything. They only upset one. Then she blushed still more as she murmured, One should never eat one's corn in the ear. Puis elle dit, en rougissant un peu des pensées qui l'assaillaient, Mon petit élève, fiez-vous à mon expérience, à ma grande expérience. Les baisers chemin de fer ne valent rien. Ça ne fait que troubler. Puis elle rougit davantage en murmurant, Il ne faut jamais manger le blé en herbe. He chuckled, kindling at the double meanings from her pretty mouth, and made the sign of a cross, with a movement of the lips, as though murmuring a prayer, adding aloud, I have placed myself under the protection of Saint Anthony, patron saint of temptations. Now I am adamant. Il eut un rire gai, allumé par les sous-entendus qui sortaient de cette jolie bouche, et il fit le signe de croix, avec un mouvement des lèvres comme s'il murmurait une prière, en ajoutant tout haut, Je me mets sous la protection de Saint Antoine, patron des tentations. Maintenant je suis blindé. Night was stealing gently on, wrapping in its transparent shadow, like a fine gauze, the broad landscape stretching away to the right. The train was running along the Seine, and the young couple began to watch the crimson reflections on the surface of the river, winding like a broad strip of polished metal alongside the line, patches fallen from the sky, which the departing sun had kindled into flame. La nuit venait doucement, enveloppant dans son ombre transparente, comme d'une gaze fine, la grande campagne qui s'étendait à droite.
Le train longeait la Seine, et les jeunes gens se mirent à regarder les reflets rouges du couchant sur la rivière, qui serpentait comme une grande lame de métal polie le long de la voie, tachée par places de feux tombés du ciel que le soleil partant avait allumé. These reflections slowly died out, grew deeper, faded sadly. The landscape became dark with that sinister thrill, that death-like quiver, which each twilight causes to pass over the earth. This evening gloom, entering the open window, penetrated the two souls, but lately so lively, of the now silent pair. Ces reflets s'éteignaient lentement, devenaient plus sombres, s'effaçaient tristement. Le paysage se fonçait avec ce frisson sinistre, ce frisson de mort que chaque crépuscule fait passer sur la terre. Cette mélancolie du soir, entrant par la portière ouverte, pénétrait les deux âmes tout à l'heure si vives des époux maintenant silencieux. They had drawn more closely together to watch the dying day. At Nantes the railway people had lit the little oil lamp, which shed its yellow, trembling light upon the drab cloth of the cushions. Duroy passed his arms round the waist of his wife and clasped her to him. Ils s'étaient rapprochés pour regarder mourir le jour. À Mantes, les employés avaient allumé la petite lampe à huile qui jetait sa lueur jaune et vacillante sur le drap terne des coussins. Duroy passa son bras autour de la taille de sa femme et l'attira contre lui. His recent keen desire had become a softened one, a longing for consoling little caresses, such as we lull children with. He murmured softly, "I shall love you very dearly, my little maid." Son désir brutal de tout à l'heure s'était attendri, était devenu un besoin de caresses douces, de ces caresses consolantes dont on berce les enfants. Il murmura tout bas, "Je t'aimerai bien, ma petite maid." The softness of his voice stirred the young wife, and caused a rapid thrill to run through her. She offered her mouth, bending towards him, for he was resting his cheek upon the warm pillow of her bosom, until the whistle of the train announced that they were nearing a station. La douceur de cette voix remua la jeune femme et lui fit courir un frisson rapide dans tout le corps. Elle offrit sa bouche en se penchant vers lui, car il reposait sa joue sur le coussin tiède de sa poitrine jusqu'au moment où le sifflet du train annonça l'approche d'une gare. She remarked, flattening the ruffled locks about her forehead with the tips of her fingers. It was very silly. We are quite childish. But he was kissing her hands in turn with feverish rapidity and replied, "I adore you, my little maid." Elle dit, en aplatissant avec le bout de ses doigts les cheveux frisés de son front, "C'est bien bête. Nous sommes tout à fait enfants." Mais il lui baisait les mains l'une après l'autre avec une rapidité fiévreuse et il répondait, "Je t'adore, ma petite maid." Until they reached Rouen, they remained almost motionless, cheek against cheek, their eyes turned to the window, through which, from time to time, the lights of houses could be seen in the darkness, satisfied with feeling themselves so close to one another, and with a growing anticipation of a freer and more intimate embrace. Jusqu'à Rouen, ils demeurèrent presque immobiles, joue contre joue, les yeux vers la portière par où l'on voyait parfois passer dans la nuit les lumières des maisons, contents de se sentir si proches et de l'attente grandissante d'une étreinte plus libre et plus intime. They put up at a hotel overlooking the quay, and went to bed after a very hurried supper. The chambermaid aroused them next morning as it was striking 8. When they had drank the cup of tea she had placed on the night table, Duroy looked at his wife, then suddenly, with the joyful impulse of the fortunate man who has just found a treasure, he clasped her in his arms, exclaiming, "My little maid, I am sure that I love you ever so much, ever so much, ever so much." Ils descendirent dans un hôtel qui regardait le quai, et ils se couchèrent après un souper très rapide. La femme de chambre les réveilla le lendemain comme 8 heures sonnaient. Quand ils eurent bu la tasse de thé posée sur la table de nuit, Duroy regarda sa femme, puis soudain, avec cet élan joyeux de l'homme heureux qui vient de trouver un trésor, il la saisit dans ses bras en s'écriant, "Ma petite maid, je suis sûr que je t'aime énormément, énormément, énormément." She smiled with her confident and satisfied smile and murmured, as she returned his kisses, "And I too, perhaps." But he still felt uneasy about the visit of his parents. He had already forewarned his wife, had prepared and lectured her, but he thought fit to do so again. Elle souriait de son sourire confiant et satisfait, et elle murmura en lui rendant ses caresses, "Et moi aussi, peut-être." Mais il demeurait inquiet de la visite à ses parents. Il avait déjà prévenu sa femme, l'avait préparée, stylée,
mais il crut bon de recommencer. You know, he said, they are only rustics, country rustics, not theatrical ones. She laughed. But I know that. You have told me so often enough. Come, get up and let me get up. Tu sais, dit-il, ce ne sont que des paysans véritables, pas des paysans d'opéra comique. Elle riait. Mais je sais ça, tu me l'as dit assez souvent. Allons, lève-toi et laisse-moi me lever. He jumped out of bed and said, as he drew on his socks, we shall be very uncomfortable there, very uncomfortable. There is only an old straw palliasse in my room. Spring mattresses are unknown, I can't tell you. Il sauta du lit, et tout en tirant ses chaussettes. Nous serons très mal là-bas, très mal. Il n'y a qu'une vieille paillasse dans ma chambre. On ne connaît pas les sommiers à Canteleu. She seemed delighted. So much the better. It will be delightful to sleep badly, beside you, and to be woke up by the crowing of the cocks. She had put on her dressing gown, a white flannel dressing gown, which Duroy at once recognized. Elle paraissait ravie, tant mieux. Ce sera délicieux de mal dormir, auprès de toi, et d'être réveillée par le chant des coqs. Elle avait mis son peignoir, un peignoir de flanelle blanche que Duroy reconnut aussitôt. The sight of it was unpleasant to him. Why, his wife had, he was aware, a round dozen of these mourning garments. She could not destroy her trousseau in order to buy a new one. No matter, he would have preferred that her bed linen, her night linen, her underclothing were not the same she had made use of with the other. Cette vue lui fut désagréable. Pourquoi? Sa femme avait bien, il le savait, une douzaine de ses vêtements du matin. Elle ne pouvait pas détruire son trousseau pour en racheter un nouveau. N'importe, il aurait préféré que les lingeries du lit, du corps et de la nuit ne fussent point les mêmes qui avaient servi avec l'autre. It seemed to him that the soft, warm stuff must have retained something from its contact with Forestier. He walked to the window, lighting a cigarette. The sight of the port, the broad stream covered with vessels with tapering spars, the steamers noisily unloading alongside the quay, stirred him, although he had been acquainted with it all for a long time past, and he exclaimed, By Jove! It is a fine sight. Il lui semblait que l'étoffe moelleuse et tiède avait gardé quelque chose du contact de Forestier. Il alla vers la fenêtre en allumant une cigarette. La vue du port, du large fleuve couvert de navires aux magrelles, des vapeurs déchargeant en grand bruit le long du quai, l'émut, bien qu'il connût cela depuis longtemps, et il s'écria, Fichtre, c'est beau. Madeleine approached, and placing both hands on one of her husband's shoulders, leaned against him with careless grace, charmed and delighted. She kept repeating, Oh, how pretty, how pretty. I did not know that there were so many ships as that. Madeleine s'approcha, et posant ses deux mains sur une épaule de son mari, elle s'appuya contre lui avec une grâce abandonnée, ravie et charmée. Elle répétait, Oh, que c'est joli, que c'est joli. Je ne savais pas qu'il y eût tant de navires que ça. They started an hour later, for they were to lunch with the old people, who had been forewarned some days beforehand. A rusty open carriage bore them along with a noise of jolting ironmongery. They followed a long and rather ugly boulevard, passed between some fields through which flowed a stream, and began to ascend the slope. Ils partirent une heure plus tard, car ils devaient déjeuner chez les vieux, prévenus depuis quelques jours. Une calèche découverte les emporta, avec un bruit de ferraille secouée. Ils suivirent d'abord un long boulevard assez laid, passèrent entre des champs que traversait une rivière, puis ils commencèrent à gravir la côte. Madeleine, somewhat fatigued, had dozed off beneath the penetrating caress of the sun, which warmed her delightfully, as she lay stretched back in the old carriage, as though in a bath of light and country air. Madeleine, un peu fatiguée, s'était assoupie sous la caresse pénétrante d'eux. Soleil qui la chauffait délicieusement, étendue au fond de la vieille voiture comme dans un bain de lumière et d'air des champs. Her husband awoke her, saying, Look. They had halted 2/3 of the way up the slope, at a spot famous for the view, and to which all tourists drive. They overlooked the long and broad valley, through which the bright river flowed in sweeping curves. Son mari la réveilla en disant, Regarde. Il s'était arrêté aux 2/3 de la montée, dans un endroit renommé pour la vue et où s'arrêtent tous les voyageurs.
On dominait l'immense vallée, longue et large, que la rivière claire parcourait d'un bout à l'autre avec de grandes ondulations. It could be caught sight of in the distance, dotted with numerous islands, and describing a wide sweep before flowing through Rouen. Then the town appeared on the right bank, slightly veiled in the morning mist, but with rays of sunlight falling on its roofs, its thousand squat or pointed spires, light, fragile-looking, wrought like gigantic jewels. Its round or square towers topped with heraldic crowns, its belfries, the numerous Gothic summits of its churches, overtopped by the sharp spire of the cathedral, that surprising spike of bronze, strange, ugly, and out of all proportion, the tallest in the world. On l'apercevait au loin, semé d'îles nombreuses et décrivant une grande courbe avant de traverser Rouen. Puis la ville apparut sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec des coups de soleil sur les toits, ses 1000 clochers aigus ou trapus, légers, ouvrages comme des bijoux géants, ses tours rondes ou carrées coiffées de couronnes héraldiques, ses beffrois, toute la forêt gothique des monuments d'église que domine la flèche de fer de la cathédrale, cette surprenante aiguille de fonte, laide et démesurée, la plus haute du monde. Facing it, on the other side of the river, rose the factory chimneys of the suburb of St. Serves, tall, round, and broadening at their summit. More numerous than their sister spires, they reared even in the distant country their tall brick columns, and vomited into the blue sky their black and coaly breath. Mais en face, de l'autre côté du fleuve, s'élevaient, rondes et renflées du sommet, les cheminées d'usines du faubourg Saint-Sevé. Plus nombreuses que leurs sœurs les clochers, elles dressaient jusque dans la campagne lointaine leurs hautes colonnes de briques et soufflaient dans le ciel bleu leur haleine noire et charbonneuse. Highest of all, as high as the second of the summits reared by human labor, the pyramid of Cheops, almost level with its proud companion, the cathedral spire, the great steam pump of La Faudree, seemed the queen of the busy, smoking factories, as the other was the queen of the sacred edifices. La plus haute de toutes, aussi haute que la seconde des pyramides d'Égypte, la grande pompe à feu de la foudre semblait la reine du peuple travailleur et fumant des usines, comme sa voisine était la reine de la foule pointue des monuments sacrés. Further on, beyond the workman's town, stretched a forest of pines, and the Seine, having passed between the two divisions of the city, continued its way, skirting a tall rolling slope, wooded at the summit, and showing here and there its bare bone of white stone. Là-bas, au-delà de la ville ouvrière, s'étendait une forêt de sapins, et la Seine, ayant contourné la ville, continuait sa route, longeant une grande côte onduleuse boisée au sommet et montrant par places la chair nue de ses roches blanches. Then the river disappeared on the horizon, after again describing a long sweeping curve. Ships could be seen ascending and descending the stream, towed by tugs as big as flies and belching forth thick smoke. Islands were stretched along the water in a line, one close to the other, or with wide intervals between them, like the unequal beads of a verdant rosary. Puis le fleuve se perdait à l'horizon après avoir encore décrit une longue courbe arrondie. Des navires montaient ou descendaient, traînés par des remorqueurs gros comme des mouches et qui vomissaient une épaisse fumée. Des îles s'allongeaient sur l'eau, bout à bout, ou séparées par des intervalles, comme les grains inégaux d'un chapelet verdoyant. The driver waited until the travelers' ecstasies were over. He knew from experience the duration of the admiration of all the breed of tourists. But when he started again, Duroy suddenly caught sight of two old people advancing toward them some hundreds of yards further on, and jumped out, exclaiming, "There they are. I recognize them." Le cocher attendait que fût finie l'extase des voyageurs. Il connaissait par expérience la durée de l'admiration de toutes les espèces de promeneurs. Mais quand il repartit, Duroy aperçut soudain, quelques centaines de mètres plus loin, deux vieilles gens qui s'en venaient vers eux, et il sauta de voiture en criant, "Les voici, je les reconnais." There were two country folk, a man and a woman, walking with irregular steps, rolling in their gait, and sometimes knocking their shoulders together. The man was short and strongly built, high-colored and inclined to stoutness, but powerful, despite his years. C'étaient deux paysans, l'homme et la femme, qui marchaient d'un pas irrégulier, en se balançant et se cognant parfois de l'épaule. L'homme était petit, trapu, rouge et un peu ventru, vigoureux malgré l'âge. The woman was tall, spare, bent, careworn, the real hard-working countrywoman who has toiled the field from childhood,
and has never had time to amuse herself, while her husband has been joking and drinking with the customers. La femme, grande, sèche, voûtée, triste, la vraie femme de peine des champs qui a travaillé dès l'enfance et qui n'a jamais ri, tandis que le mari blaguait en buvant avec les pratiques. Madeleine had also alighted from a carriage, and she watched these two poor creatures coming towards them with a pain at her heart, a sadness she had not anticipated. They had not recognized their son in this fine gentleman, and would never have guessed this handsome lady in the light dress to be their daughter-in-law. Madeleine aussi était descendue de voiture, et elle regardait venir vers eux ces deux pauvres êtres avec un serrement de cœur, une tristesse qu'elle n'avait point prévue. Ils n'avaient point reconnu leur fils dans ce beau monsieur, et ils n'auraient jamais deviné leur bru dans cette belle dame. They were walking on quickly and in silence to meet their long-looked-for boy, without noticing these city folk followed by their carriage. They passed by when George, who was laughing, cried out, "Good day, Daddy Duroy." Ils allaient, pressés et silencieux, vers leur garçon attendu, sans regarder ces bourgeois que suivait une voiture. Ils passèrent tout près quand Georges, qui riait, cria, "Bonjour, Père Duroy." They both stopped short, amazed at first, then stupefied with surprise. The old woman recovered herself first and stammered, without advancing a step, "Is thou boy?" The young fellow answered, "Yes, it is I, mother," and stepping up to her, kissed her on both cheeks with a son's hearty smack. Ils s'arrêtèrent tous les deux, stupéfaits d'abord, puis ahuris de surprise. La vieille se remit la première et balbutia sans avancer d'un pas, "C'est-il té, Ménéphant?" Le jeune homme répondit, "Oui, c'est moi, la mère," et s'approchant, il l'embrassa sur les deux joues d'un gros baiser de fils. Then he rubbed noses with his father, who had taken off his cap, a very tall, black silk cap, made Rouen fashion, like those worn by cattle dealers. Then George said, "This is my wife," and the two country people looked at Madeleine. Puis il frotta ses joues contre les joues du père qui avait ôté sa casquette, une casquette de soie noire à poils longs, comme en portent les marchands de Béhuf. Alors Georges dit, "Voilà ma femme," et les deux compagnards regardèrent Madeleine. They looked at her as one looks at a phenomenon, with an uneasy fear, united in the father with a species of approving satisfaction, in the mother with a kind of jealous enmity. The man, who was of a joyous nature, and inspired by a loveliness born of sweet cider and alcohol, grew bolder, and asked, with a twinkle in the corner of his eyes, "I may kiss her all the same?" Il la contemplait comme on contemple un phénomène, avec une crainte inquiète mêlée, chez le père, d'une certaine satisfaction approbatrice, chez la mère, d'une hostilité jalouse. L'homme, qui était d'un naturel joyeux et que grisait une ivresse née de cidre doux et d'alcool, s'enhardit et demanda avec un clignement d'œil au coin de l'œil, "Je peux-il l'embrasser tout de même?" "Certainly," replied his son, and Madeleine, ill at ease, held out both cheeks to the sounding smacks of the rustic, who then wiped his lips with the back of his hand. The old woman, in her turn, kissed her daughter-in-law with a hostile reserve. Certainement, répondit le fils, et Madeleine, mal à l'aise, tendit ses deux joues au baiser sonore du paysan qui s'essuya ensuite les lèvres du revers de sa main. La vieille, à son tour, embrassa sa bru avec une réserve hostile. No, this was not the daughter-in-law of her dreams, the plump, fresh housewife, rosy-cheeked as an apple, and round as a broodmare. She looked like a hussy, the fine lady with her furbelows and her musk. For the old girl, all perfumes were musk. Non, ce n'était point la bru de ses rêves, la grosse fermière fraîche, rouge comme une pomme et ronde comme une poulinière. Elle avait l'air d'une cocotte, cette dame-là, avec ses falbalas et son musc. Car toutes les senteurs étaient du musc pour la vieille. They set out again, walking behind the carriage, which bore the trunk of the newly wedded pair. The old fellow took his son by the arm, and keeping him a little in the rear of the others, asked with interest, "Well, how goes business, lad?" Et ils se remirent en route, marchant derrière la voiture qui emportait la malle des nouveaux époux. Le vieux prit son fils sous le bras, et le retenant un peu en arrière, il demanda avec intérêt, "Eh bien, ça va-t-il, les affaires, mon gars?" "Pretty fair. So much the better. Has thy wife any money?" 40,000 francs, answered George. His father gave vent to an admiring whistle, and could only murmur, "Dang it,
so overcome was he by the mention of the sum. Mais oui, pas mal. Tant mieux. Est-ce qu'elle a du bien, ta femme? 40 000 francs, répondit Georges. Le père poussa un sifflement d'admiration et ne put que murmurer « Nom d'un nom », tant il était saisi par la grandeur de la somme. Then he added, in a tone of serious conviction, "Dang it all, she's a fine woman." For he found her to his taste, and he had passed for a good judge in his day. Madeline and her mother-in-law were walking side by side, without exchanging a word. Puis il ajouta avec une conviction grave, Pour ça, nom d'un nom, c'est une belle femme. Car elle lui plaisait, et il s'y connaissait dans son temps. Madeleine et sa belle-mère allaient côte à côte, sans échanger une parole. The two men rejoined them. They reached the village, a little roadside village formed of half a score houses on each side of the highway, cottages and farm buildings, the former of brick and the latter of clay, these covered with thatch and those with slates. Les deux hommes les rattrapèrent. On arriva au village, petit village de grande route fait d'une dizaine de maisons de chaque côté du pavé, maisons de bourgeois et fermes, celles-ci en briques et celles-là en terre, les unes couvertes de chaume et les autres d'ardoise. Father Duroy's Tavern, the Bellevue, a bit of a house consisting of a ground floor and a garret, stood at the beginning of the village to the left. A pine branch above the door indicated, in ancient fashion, that thirsty folk could enter. L'auberge du Père Duroy, à la Bellevue, une maisonnette composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, se trouvait au commencement du pays, à gauche. Une branche de pin, pendue au-dessus de la porte, indiquait, à la mode antique, que les gens altérés pouvaient entrer. The things were laid for lunch, in the common room of the tavern, on two tables placed together and covered with two napkins. A neighbor, come in to help to serve the lunch, bowed low on seeing such a fine lady appear, and then, recognizing George, exclaimed, "Good Lord, is that the youngster?" Le couvert était mis pour le déjeuner dans la salle commune du cabaret, sur deux tables rapprochées et recouvertes de deux serviettes. Une voisine, venue pour aider au service, salua très bas en voyant apparaître une si belle dame, puis, reconnaissant Georges, s'écria « Jésus Dieu, c'est-il le p'tio ?» He replied gaily, "Yes, it is I, Mother Brulin," and kissed her as he had kissed his father and mother. Then, turning to his wife, he said, "Come into our room and take your hat off." Il répondit gaiement, "Oui, c'est moi, mais Brulin," et il l'embrassa comme il avait embrassé ses parents. Puis, se tournant vers sa femme, "Viens dans notre chambre ôter ton chapeau." He ushered her through a door to the right into a cold-looking room with tiled floor, whitewashed walls, and a bed with white cotton curtains. A crucifix above a holy water stoup and two colored pictures, one representing Paul and Virginia under a blue palm tree, and the other Napoleon the First on a yellow horse, were the only ornaments of this clean and dispiriting apartment. Il la fit entrer par une porte de droite dans une chambre froide, carrelée, blanchie à la chaux, et meublée seulement d'un lit aux rideaux de coton blanc. Un crucifix au-dessus d'un bénitier et deux images coloriées représentant Paul et Virginie sous un palmier bleu et Napoléon Ier sur un cheval jaune décoraient seuls cet appartement propre et désolant. As soon as they were alone, he kissed Madeline, saying, "Thanks, maid. I am glad to see the old folks again. When one is in Paris, one does not think about it. But when one meets again, it gives one pleasure all the same." Dès qu'ils furent seuls, il embrassa Madeleine en disant, "Bonjour, Med. Je suis content de revoir les vieux. Quand on est à Paris, on n'y pense pas, mais quand on les retrouve, ça fait plaisir tout de même." But his father, thumbing the partition with his fist, cried out, come along, the soup is ready," and they had to sit down to table. It was a long, countrified repast, with a succession of ill-assorted dishes, a sausage after a leg of mutton, and an omelette after a sausage. Mais le père, frappant la cloison du poing, cria, Allons, allons, la soupe est servie." Et il fallut se mettre à table. Ce fut un long déjeuner de paysans, avec une succession de plats disparates, un boudin après un gigot, une omelette après le boudin. Father Duroy, excited by cider and some glasses of wine, turned on the tap of his choicest jokes, those he reserved for great occasions of festivity, smutty adventures that had happened, as he maintained, to friends of his. Le Père Duroy,
allumé par le cidre et quelques verres de vin, lâchait le robinet de ses meilleures histoires, celles qu'il réservait pour les grandes fêtes, les aventures grivoises arrivées, prétendait-il, à des amis. George, who knew all these stories, laughed nevertheless, intoxicated by his native air, seized on by the innate love of one's birthplace and of spots familiar from childhood, by all the sensations and recollections once more renewed, by all the objects of your scene again once more, by trifles, such as the mark of a knife on a door, a broken chair recalling some pretty event, the smell of the soil, the breath of the neighboring forest, the odors of the dwelling, the gutter, the dunghill. Georges, qui connaissait toutes ces histoires, riait cependant, grisé par l'air natal, saisi par l'amour inné du pays de naissance et des choses familières de l'enfance, par toutes les sensations, tous les souvenirs revenus, par toutes les choses d'autrefois revues. Par des riens, une marque de couteau dans une porte, une chaise boiteuse qui rappelait un petit événement, l'odeur du sol, l'haleine de la forêt voisine, les senteurs du logis, du ruisseau, du fumier. Mother Duroy did not speak, but remained sad and grim, watching her daughter-in-law out of the corner of her eye, with hatred awakened in her heart, the hatred of an old twaller, an old rustic with fingers worn and limbs bent by hard work, for the city madam, who inspired her with the repulsion of an accursed creature, an impure being, created for idleness and sin. La mère du roi ne parlait point, demeurait triste et revêche, épiant sa brouille du coin de l'œil, avec une haine éveillée dans son cœur, une haine de vieille travailleuse, de vieille rustique aux doigts usés, aux membres déformés par les rudes besognes, contre cette dame de ville qui lui inspirait une répulsion. De créature maudite, d'être impur fait pour la paresse et le péché. She kept getting up every moment to fetch the dishes or fill the glasses with cider, sharp and yellow from the decanter, or sweet, red, and frothing from the bottles, the corks of which popped like those of ginger beer. Elle se levait à tout instant pour aller chercher les plats et servir les verres de cidre jaune et aigre, tirés au tonneau, ou de cidre doux, rouge et mousseux, tirés aux bouteilles dont les bouchons sautaient comme ceux de la limonade gazeuse. Madeleine scarcely ate or spoke. She wore her wonted smile upon her lips, but it was a sad and resigned one. She was downcast. Why? She had wanted to come. She had not been unaware that she was going among country folk, poor country folk. Madeleine ne mangeait guère et ne parlait point. Elle gardait sur les lèvres son sourire ordinaire, mais c'était un sourire triste et résigné. Elle était triste. Pourquoi? Elle avait voulu venir. Elle n'ignorait point qu'elle allait chez des paysans, chez de pauvres paysans. What had she fancied them to be, she, who did not usually dream? Did she know herself? Do not women always hope for something that is not? Had she fancied them more poetical? No, but perhaps better informed, more noble, more affectionate, more ornamental. Comment se les était-elle figurées, elle qui ne rêvait guère? Le savait-elle elle-même? Les femmes n'espèrent-elles pas toujours autre chose que ce qui est? Les avait-elles rêvées plus poétiques? Non, mais peut-être plus distingués, plus affectueux, plus décoratifs. Yet she did not want them high-bred, like those in novels. Whence came it, then, that they shocked her by 1,000 trifling, imperceptible details, by 1,000 indefinable coarsenesses, by their very nature as rustics, by their words, their gestures, and their mirth? Elle ne les désirait point cependant pareils aux héros des livres. Alors d'où venait qu'il la choquait par 1000 petits détails insaisissables, par 1000? Grossièreté vague, par leur nature même de rustre, par ce qu'ils disaient, par leurs gestes et leur gaieté? She recalled her own mother, of whom she never spoke to anyone, a governess, brought up at St. Denis, seduced, and died from poverty and grief when she, Madeleine, was 12 years old. An unknown hand had her brought up. Her father, no doubt. Who was he? She did not exactly know, although she had vague suspicions. Elle se rappelait sa mère à elle, dont elle ne parlait jamais à personne, une institutrice séduite, morte de misère et de chagrin quand Madeleine avait 12 ans. Une main inconnue l'avait fait élever. Son père? Sans doute. Lequel? Elle ne le savait pas au juste, bien qu'elle eût des soupçons à peu près certains. The lunch still dragged on. Customers were now coming in and shaking hands with the father, uttering exclamations of wonderment on seeing his son, and slyly winking as they scanned the young wife out of the corner of their eye, which was as much as to say, hang it all,
she's not a duffer. Georges Duroy's wife. Le déjeuner n'en finissait point. Des consommateurs entraient maintenant, serraient la main du père, s'exclamaient en apercevant le fils et lorgnaient sournoisement la jeune femme d'un coup d'œil de côté qui semblait dire « Sacré nom, elle n'est pas piquée des vers, la femme à Georges Duroy. » Others, less intimate, sat down at the wooden tables, calling for pot, a jugful, 2 brandies, a raspail, and began to play at dominoes, noisily rattling the little bits of black and white bone. D'autres, moins familiers, s'installaient aux tables de bois, appelaient « un litre, une chopine, 2 fils, un raspail » et se mettaient à jouer au domino en faisant claquer sur le marbre les petits carrés d'os noirs et blancs. Mother Duroy kept passing to and fro, serving the customers, with her melancholy air, taking money, and wiping the tables with the corner of her blue apron. The smoke of clay pipes and so cigars filled the room. La mère Duroy ne cessait d'aller et de venir, servant les pratiques de son air lamentable, encaissant l'argent, essuyant les tables du coin de son tablier bleu. La fumée des pipes de terre et des cigares à 3 sous emplissait la salle. Madeleine began to cough, and said, "Suppose we go out. I cannot stand it." They had not quite finished, and old Duroy was annoyed at this. Then she got up and went and sat on a chair outside the door, while her father-in-law and her husband were finishing their coffee and their nip of brandy. Madeleine se mit à tousser et dit, "Sortons, je n'en puis plus." On n'avait point tout à fait fini, et le père Duroy fut contrarié. Alors elle se leva et alla s'asseoir sur une chaise, devant la porte, en attendant que son beau-père et son mari eussent achevé leur café et leur petit verre. George soon rejoined her. "Shall we stroll down as far as the Seine?" said he. She consented with pleasure, saying, "Oh, yes, let us go." They descended the slope, hired a boat at Croisset, and passed the rest of the afternoon drowsily moored under the willows alongside an island, soothed to slumber by the soft spring weather, and rocked by the wavelets of the river. Georges la rejoignit bientôt. "Veux-tu que nous descendions jusqu'à la Seine?" dit-il. Elle accepta avec plaisir. Oh, oui, allons-y. Ils descendirent la côte, louèrent un bateau à Croisset, et passèrent l'après-midi à somnoler sous les saules le long du Nil, bercés par les clapotis du fleuve et engourdis par la chaleur du printemps. Then they went back at nightfall. The evening's repast, eaten by the light of a tallow candle, was still more painful for Madeleine than that of the morning. Father Duroy, who was half drunk, no longer spoke. The mother maintained her dogged manner. Puis ils remontèrent à la nuit tombante. Le repas du soir, à la lueur d'une chandelle de suif, fut plus pénible encore pour Madeleine que celui du matin. Le père Duroy, à demi gris, ne parlait plus. La mère gardait sa mine revêche. The wretched light cast upon the gray walls the shadows of heads, with enormous noses and exaggerated movements. A great hand was seen to raise. A pitchfork to a mouth opening like a dragon's maw whenever any one of them, turning a little, presented a profile to the yellow, flickering flame. La misérable clarté jetait sur les murs gris les ombres des têtes avec des nez énormes et des gestes démesurés. On voyait une main géante saisir une fourchette et la porter vers une bouche qui s'ouvrait comme une gueule de dragon, chaque fois qu'un des dîneurs, se tournant un peu, présentait son profil à la flamme jaune et dansante. As soon as dinner was over, Madeleine drew her husband out of the house, in order not to stay in this gloomy room, always reeking with an acrid smell of old pipes and spilt liquor. As soon as they were outside, he said, "You are tired of it already." Dès que le dîner fut achevé, Madeleine entraîna son mari dehors, ne pouvant plus demeurer dans cette salle sombre, toujours pleine d'une odeur âcre de vieilles pipes et de liqueurs répandues. Dès qu'ils furent sortis, il dit, "Tu en as déjà assez." She began to protest, but he stopped her, saying, "No, I saw it very plainly. If you like, we will leave tomorrow." "Very well," she murmured. Elle voulut protester, mais il l'arrêta. "Non, je l'ai bien vu. Si tu veux, nous partirons demain." Soit, murmura-t-elle. They strolled gently onward. It was a mild night, the deep, all-embracing shadow of which seemed filled with faint murmurings, rustlings, and breathings. They had entered a narrow path, overshadowed by tall trees, and running between 2 belts of underwood of impenetrable blackness. Ils se promenèrent doucement.
C'était une nuit tiède dont l'ombre épaisse et caressante semblait pleine de bruits légers, de frôlements et de souffles. Ils avaient pris un petit chemin creux, ombragé par de grands arbres, qui allaient entre deux talis impénétrables et noirs. Where are we? Asked she. In the forest, he replied. Is it a large one? Very large, one of the largest in France. Où sommes-nous? Demanda-t-elle. Dans la forêt, répondit-il. Elle est grande. Très grande, une des plus grandes de France. An odor of earth, trees, and moss, that fresh yet old scent of the woods, made up of the sap of bursting buds and the dead and moldering foliage of the thickets, seemed to linger in the path. Une odeur de terre, d'arbres et de mousse, cette senteur fraîche et vieille des bois, faite de sève des bourgeons et de l'humus mort et fermenté des feuillages, semblait stagner dans ce sentier. Raising her head, Madeline could see the stars through the treetops, and although no breeze stirred the boughs, she could yet feel around her the vague quivering of this ocean of leaves. Madeleine levait la tête et apercevait les étoiles à travers le plafond des branches, et, bien qu'aucun souffle ne remuât les feuillages, elle sentait autour d'elle le frémissement vague de cette mer d'arbres. A strange thrill shot through her soul and fleeted across her skin. A strange pain gripped her at the heart. Why, she did not understand. But it seemed to her that she was lost, engulfed, surrounded by perils, abandoned by everyone, alone in the world beneath this living vault quivering there above her. Un frisson singulier lui courut dans l'âme et sur la peau, une angoisse bizarre lui serra le cœur. Pourquoi? Elle ne comprenait pas. Mais il lui semblait qu'elle était perdue, noyée, entourée de périls, abandonnée de tous, seule au monde sous cette voûte vivante qui frémissait là-haut. She murmured, I am rather frightened. I should like to go back. Well, let us do so. And we will leave for Paris tomorrow? Yes, tomorrow. Tomorrow morning? Tomorrow morning, if you like. Elle murmura, j'ai un peu peur. Je voudrais rentrer. Eh bien, rentrons. Et nous partirons demain pour Paris. Oui, demain. Demain matin. Demain matin, si tu veux. They returned home. The old folks had gone to bed. She slept badly. Continually aroused by all the country sounds so new to her, the cry of the screech owl, the grunting of a pig in a sty adjoining the house, and the noise of a cock who kept on crowing from midnight. Ils rentrèrent. Les vieux étaient couchés. Elle dormit mal, sans cesse réveillée par tous les bruits nouveaux pour elle de la campagne, par le cri de la chouette, par le grognement d'un porc enfermé dans une loge contre la maison, et par le chant d'un coq qui se mit à chanter dès minuit. She was up and ready to start at daybreak. When George announced to his parents that he was going back, they were both astonished. Then they understood the origin of his wish. Elle fut levée et prête à partir dès l'aube. Quand Georges annonça à ses parents qu'il s'en retournait, ils furent surpris tous les deux, puis ils comprirent d'où venait ce désir. The father merely said, Shall I see you again soon? Yes, in the course of the summer. So much the better. The old woman growled, I hope you won't regret what you have done. Le père dit seulement, Est-ce que je te reverrai bientôt? Mais oui, dans le courant de l'été. Allons, tant mieux. La vieille grommela, J'espère que tu ne t'en repentiras pas. He left them 200 francs, as a present to assuage their discontent, and the carriage, which a boy had been sent in quest of, having made its appearance at about 10 o'clock, the newly married couple embraced the old country folk and started off once more. Il leur laissa 200 francs en cadeau pour calmer leur mécontentement, et la voiture qu'on avait envoyée chercher par un gamin ayant paru vers 10 heures, les nouveaux époux embrassèrent les vieux paysans et repartirent. As they were descending the hill, Duroy began to laugh. There, he said, I had warned you. I ought not to have introduced you to Monsieur and Madame Duroy de Cantel, Senior. Comme il descendait la côte, Duroy se mit à rire. Voilà, dit-il, je t'avais prévenu. Je n'aurais pas dû te présenter M et Madame Duroy de Cantel Père. She began to laugh too and replied, I am delighted now. They are good folk, whom I am beginning to like very well. I will send them some presents from Paris. Then she murmured, Duroy de Cantel, you will see that no one will be astonished at the terms of the notification of our marriage. Elle se mit à rire aussi et répondit, Je suis ravie maintenant. Ce sont de braves gens que je commence à aimer beaucoup.
je leur enverrai des cadeaux de Paris. Puis elle murmura, du roi de Comtel, tu verras que personne ne s'étonnera des termes du faire-part de notre mariage. We will say that we have been staying for a week with your parents on their estate. And bending towards him, she kissed the tip of his mustache, saying, Good morning, George. He replied, Good morning, maid, as he passed an arm around her waist. Nous dirons que nous avons passé 8 jours chez tes parents, dans leur terre. Et se penchant vers lui, elle lui baisa le bout de la moustache. Bonjour, Georges. Il répondit, Bonjour, mais en lui passant un bras autour de la taille. In the valley below, they could see the broad river, like a ribbon of silver unrolled beneath the morning sun, the factory chimneys belching forth their clouds of smoke into the sky, and the pointed spires rising above the old town. Dans la vallée, au-dessous d'eux, ils apercevaient la large rivière déroulée comme un ruban d'argent sous le soleil du matin, les cheminées d'usines vomissant dans le ciel leurs nuages de fumée, et les clochers pointus dressés sur la vieille cité. The Duroys had been back in Paris a couple of days, and the journalist had taken up his old work pending the moment when he should definitely assume Forestier's duties and give himself wholly up to politics. Les Duroy étaient revenus à Paris depuis quelques jours, et le journaliste avait repris son ancien travail en attendant le moment où il assumerait définitivement les fonctions de forestier et se consacrerait entièrement à la politique. He was going home that evening to his predecessor's abode to dinner, with a light heart and a keen desire to embrace his wife, whose physical attractions and imperceptible domination exercised a powerful impulse over him. Il rentrait ce soir-là dîner dans la demeure de son prédécesseur, le cœur léger et avec un vif désir d'embrasser sa femme, dont les attraits physiques et la domination imperceptible exerçaient sur lui une puissante influence. Passing by a florist at the bottom of the rue Notre-Dame de Lorette, he was struck by the notion of buying a bouquet for Madeleine, and chose a large bunch of half-open roses, a very bundle of perfumed buds. En passant devant une fleuriste au bas de la rue Notre-Dame de Lorette, il eut l'idée d'acheter un bouquet pour Madeleine et choisit une grosse botte de roses à demi écloses, un vrai paquet de boutons parfumés. At each story of his new staircase, he eyed himself complacently in the mirrors, the sight of which continually recalled to him his first visit to the house. He rang the bell, having forgotten his key, and the same manservant, whom he had also kept on by his wife's advice, opened the door. À chaque étage de son nouvel escalier, il se regardait complaisamment dans les glaces, dont la vue lui rappelait sans cesse sa première visite dans cette maison. Il sonna, ayant oublié sa clé, et le même domestique, qu'il avait gardé aussi sur les conseils de sa femme, lui ouvrit la porte. "Has your mistress come home?" asked George. "Yes, sir, but on passing through the dining room he was greatly surprised to find the table laid for 3, and the hangings of the drawing-room door being looped up. Saw Madeleine arranging in a vase on the mantelpiece a bunch of roses exactly similar to his own. Madame est-elle rentrée? Demanda Georges. Oui, monsieur. Mais en traversant la salle à manger, il fut fort surpris de voir le couvert mis pour 3 personnes, et les portières du salon étant relevées, il aperçut Madeleine arrangeant dans un vase, sur la cheminée, un bouquet de roses absolument pareil au sien. He was vexed and displeased. It was as though he had been robbed of his idea, his mark of attention, and all the pleasure he anticipated from it. "You have invited someone to dinner, then?" he inquired, as he entered the room. Il fut contrarié et mécontent. C'était comme si on lui avait volé son idée, son attention, tout le plaisir qu'il en espérait. "Tu as donc invité quelqu'un à dîner?" demanda-t-il en entrant dans le salon. She answered without turning round, and while continuing to arrange the flowers, "Yes, and no. It is my old friend, the Count de Vaudrec, who has been accustomed to dine here every Monday, and who has come as usual." Elle répondit sans se retourner, tout en continuant à arranger ses fleurs, oui et non. "C'est mon vieux ami, le comte de Vaudrec, qui a l'habitude de dîner ici tous les lundis, et qui vient comme d'ordinaire." George murmured, "Ah, very good." He remained standing behind her, bouquet in hand, with a longing to hide it or throw it away. He said, however, "I have brought you some roses." George murmura, "Ah, très bien." Il demeurait debout derrière elle, son bouquet à la main, avec une envie de le cacher ou de le jeter. Il dit cependant, "Je t'ai apporté des roses." She turned round suddenly, smiling, and exclaimed, "Ah,
How nice of you to have thought of that. And she held out her arms and lips to him with an outburst of joy so real that he felt consoled. Elle se retourna brusquement, souriante, et s'écria « Ah, que c'est gentil d'avoir pensé à cela !» Et elle lui tendit ses bras et ses lèvres avec un élan de joie si vrai qu'il se sentit consolé. She took the flowers, smelt them, and with the liveliness of a delighted child, placed them in the vase that remained empty opposite the other. Then she murmured, as she viewed the result, "How glad I am. My mantelpiece is furnished now." Elle prit les fleurs, les sentit, et avec la vivacité d'un enfant ravi, les plaça dans le vase qui restait vide en face de l'autre. Puis elle murmura, en regardant les faits, "Comme je suis contente. Ma cheminée est garnie maintenant." She added almost immediately, in a tone of conviction, "You know Vaudrec is awfully nice. You will be friends with him at once." A ring announced the Count. He entered quietly and quite at his ease, as though at home. Elle ajouta presque aussitôt, d'un ton de conviction, "Tu sais, Vaudrec est charmant. Vous serez amis tout de suite." Un coup de sonnette annonça le comte. Il entra tranquillement, très à l'aise, comme chez lui. After having gallantly kissed the young wife's fingers, he turned to the husband and cordially held out his hand, saying, "How goes it, my dear Duroy?" It was no longer his former stiff and starch bearing, but an affable one, showing that the situation was no longer the same. Après avoir baisé galamment les doigts de la jeune femme, il se tourna vers le mari et lui tendit cordialement la main en disant, "Comment allez-vous, mon cher Duroy?" Ce n'était plus sa tenue raide et gardée d'autrefois, mais une allure affable, qui indiquait que la situation n'était plus la même. The journalist, surprised, strove to make himself agreeable in response to these advances. It might have been believed, within 5 minutes, that they had known and loved one another for 10 years past. Le journaliste, surpris, s'efforça de se montrer aimable en réponse à ces avances. On aurait pu croire au bout de 5 minutes qu'ils se connaissaient et s'aimaient depuis 10 ans. Then Madeleine, whose face was radiant, said, "I will leave you together. I must give a look to my dinner." And she went out, followed by a glance from both men. Alors Madeleine, dont le visage rayonnait, dit, "Je vous laisse ensemble, il faut que j'aille donner un coup d'œil à mon dîner." Et elle sortit, suivie d'un regard des deux hommes. When she returned, she found them talking theatricals apropos of a new piece, and so thoroughly of the same opinion that a species of rapid friendship awoke in their eyes at the discovery of this absolute identity of ideas. Quand elle revint, elle les trouva causant théâtre à propos d'une pièce nouvelle et si parfaitement du même avis qu'une sorte d'amitié rapide s'éveilla dans leurs yeux à la découverte de cette identité absolue d'idées. The dinner was delightful, so intimate and cordial, and the Count stayed on quite late. So comfortable did he feel in this nice little new household. As soon as he had left, Madeleine said to her husband, "Is he not perfect? He gains in every way by being known." Le dîner fut charmant, intime et cordial, et le comte s'attarda fort tard, tant il se trouvait bien dans ce gentil petit ménage nouveau. Dès qu'il fut parti, Madeleine dit à son mari, "N'est-ce pas qu'il est parfait? Il gagne infiniment à être connu." He is a true friend, safe, devoted, faithful. Ah, without him, she did not finish the sentence, and George replied, "Yes, I find him very agreeable. I think that we shall get on very well together." C'est un vrai ami, sûr, dévoué, fidèle. Ah, sans lui. Elle n'acheva point sa phrase, et Georges répondit, "Oui, je le trouve fort agréable. Je crois que nous nous entendrons très bien." She resumed, "You do not know, but we have some work to do together before going to bed. I had not time to speak to you about it before dinner, because Vaudrec came in at once." Elle reprit, "Tu ne sais pas, mais nous avons du travail à faire ensemble avant de nous coucher. Je n'ai pas eu le temps de t'en parler avant le dîner, parce que Vaudrec est arrivé tout de suite. I have had some important news from Morocco. It was Le Roche Matthew, the deputy, the future minister, who brought it to me. We must work up an important article, a sensational one. I have the facts and figures. J'ai eu des nouvelles importantes, des nouvelles du Maroc. C'est Laroche Mathieu, le député, le futur ministre, qui me les a apportées. Il faut faire un article important, à sensation. J'ai les faits et les chiffres. We will set to work at once. Bring the lamp. He took it,
and they passed into the study. The same books were ranged in the bookcase, which now bore on its summit the 3 vases bought at the Golfi one by Forestier on the eve of his death. Nous allons nous mettre au travail tout de suite. Apportez la lampe. Il la prit, et ils passèrent dans le cabinet. Les mêmes livres s'alignaient dans la bibliothèque, qui portait maintenant à son sommet les 3 vases achetés au Golf Rouen par Forestier à la veille de sa mort. Under the table the dead man's, Matt awaited the feet of Duroy, who, on sitting down, took up an ivory penholder slightly gnawed at the end by the other's teeth. Sous la table, le tapis du mort attendait les pieds de Duroy, qui, en s'asseyant, prit un porte-plume d'ivoire un peu rongé au bout par les dents de l'autre. Madeleine leant against the mantelpiece, and having lit a cigarette, related her news, and then explained her notions and the plan of the article she meditated. Madeleine s'appuya contre la cheminée et, ayant allumé une cigarette, raconta ses nouvelles, puis exposa ses idées et le plan de l'article qu'elle méditait. He listened attentively, scribbling notes as he did so, and when she had finished, raised objections, took up the question again, enlarged its bearing, and sketched in turn, not the plan of an article, but of a campaign against the existing ministry. Il l'écoutait avec attention, griffonnant des notes, et quand elle eut fini, il éleva des objections, reprit la question, en élargit la portée, et esquissa à son tour non plus le plan d'un article, mais celui d'une campagne contre le ministère existant. This attack would be its commencement. His wife had left off smoking, so strongly was her interest aroused. So vast was the vision that opened before her as she followed out George's train of thought. Cette attaque en serait le commencement. Sa femme avait cessé de fumer, tant son intérêt était éveillé, tant la vision qui s'ouvrait devant elle était vaste en suivant la pensée de Georges. She murmured from time to time, "Yes, yes, that is very good. That is capital. That is very clever." And when he had finished speaking in turn, she said, "Now let us write." Elle murmurait, de temps en temps, "Oui, oui, c'est très bon. C'est excellent. C'est très fort." Et quand il eut fini de parler à son tour, elle dit, "Maintenant, écrivons." But he always found it hard to make a start, and with difficulty sought his expressions. Then she came gently, and leaning over his shoulder, began to whisper sentences in his ear. Mais il avait toujours peine à commencer, et il cherchait ses mots avec difficulté. Alors elle vint doucement, et se penchant sur son épaule, elle se mit à lui souffler des phrases à l'oreille. From time to time she would hesitate, and ask, "Is that what you want to say?" He answered, "Yes, exactly." She had piercing shafts, the poisoned shafts of a woman, to wound the head of the cabinet, and she blended jests about his face with others, respecting his policy in a curious fashion, that made one laugh, and, at the same time, impressed one by their truth of observation. De temps en temps elle hésitait et demandait, "Est-ce bien cela que tu veux dire?" Il répondait, "Oui, parfaitement." Elle avait des traits perçants, des traits empoisonnés de femme pour blesser le chef du cabinet, et elle mêlait les plaisanteries sur sa figure à celles qui concernaient sa politique, d'une façon curieuse qui faisait rire et frappait par la justesse de l'observation. Duroy from time to time added a few lines which widened and strengthened the range of attack. He understood, too, the art of perfidious insinuation, which he had learned in sharpening up his echoes, and when a fact put forward as certain by Madeleine appeared doubtful or compromising, he excelled in allowing it to be divined, and in impressing it upon the mind more strongly than if he had affirmed it. Duroy ajoutait de temps en temps quelques lignes qui élargissaient et renforçaient la portée de l'attaque. Il connaissait aussi l'art de l'insinuation perfide qu'il avait apprise en aiguisant ses échos, et quand un fait avancé comme certains par Madeleine paraissait douteux ou compromettant, il excellait à le laisser deviner et à l'imprimer dans l'esprit plus fortement que s'il l'avait affirmé. When their article was finished, George read it aloud. They both thought it excellent, and smiled, delighted and surprised, as if they had just mutually revealed themselves to one another. Quand leur article fut terminé, Georges le relut à haute voix. Ils le trouvèrent excellent tous les deux, et ils souriaient, ravis et surpris, comme s'ils venaient de se révéler mutuellement l'un à l'autre. They gazed into the depths of one another's eyes with yearnings of love and admiration, and they embraced one another with an ardor communicated from their minds to their bodies.
Ils se regardèrent au fond des yeux avec des élans d'amour et d'admiration, et ils s'embrassèrent avec une ardeur qui se communiquait de leur esprit à leur chair. Duroy took up the lamp again. "And now to bye-bye," said he, with a kindling glance. She replied, "Go first, sir, since you light the way." He went first, and she followed him into their bedroom, tickling his neck to make him go quicker, for he could not stand that. Duroy reprit la lampe. "Et maintenant, dodo," dit-il avec un regard allumé. Elle répondit, "Passez devant, monsieur, puisque vous éclairez." Il passa devant, et elle le suivit dans leur chambre en lui chatouillant le cou pour le faire aller plus vite, car il ne pouvait supporter cela. The article appeared with the signature of Georges Duroy de Cantel, and caused a great sensation. There was an excitement about it in the chamber. Daddy Walter congratulated the author, and entrusted him with the political editorship of the Vie Française. The echoes fell again to Boys Renard. L'article parut avec la signature de Georges Duroy de Cantel et fit grand bruit. Il y eut une émotion à la chambre. Le père Walter félicita l'auteur et lui confia la rédaction politique de la Vie française. Les échos revinrent à Boisrenard. Then there began in the paper a violent and cleverly conducted campaign against the ministry. The attack, now ironical, now serious, now jesting, and now virulent, but always skillful and based on facts, was delivered with a certitude and continuity which astonished everyone. Alors commença dans le journal une campagne violente et habilement menée contre le ministère. L'attaque, tantôt ironique, tantôt sérieuse, tantôt plaisante, tantôt virulente, mais toujours à droite et basée sur des faits, était portée avec une sûreté et une continuité qui étonnaient tout le monde. Other papers continually cited the Vie Française, taking whole passages from it, and those in office asked themselves whether they could not gag this unknown and inveterate foe with the gift of a prefecture. Les autres journaux citaient sans cesse la Vie française, lui empruntaient des passages entiers, et les hommes au pouvoir se demandaient s'ils ne pourraient point bâillonner cet ennemi inconnu et acharné par le don d'une préfecture. Duroy became a political celebrity. He felt his influence increasing by the pressure of hands and the lifting of hats. His wife, too, filled him with stupefaction and admiration by the ingenuity of her mind, the value of her information, and the number of her acquaintances. Duroy devint une célébrité politique. Il sentait grandir son influence à la pression des mains et au soulèvement des chapeaux. Sa femme aussi le stupéfiait et l'admirait par l'ingéniosité de son esprit, la valeur de ses informations et le nombre de ses relations. Continually he would find in his drawing room, on returning home, a senator, a deputy, a magistrate, a general, who treated Madeleine as an old friend, with serious familiarity. Where had she met all these people? In society, so she said. But how had she been able to gain their confidence and their affection? He could not understand it. Il trouvait sans cesse dans son salon, en rentrant, un sénateur, un député, un magistrat, un général, qui traitait Madeleine en vieille amie, avec une familiarité grave. Où avait-elle connu tous ces gens-là? Dans le monde, disait-elle. Mais comment avait-elle pu gagner leur confiance et leur affection? Il ne comprenait pas. She would make a terrible diplomatist, he thought. She often came in late at meal times, out of breath, flushed, quivering, and before even taking off her veil would say, "I have something good today." Elle ferait un diplomate terrible, pensait-il. Elle arrivait souvent en retard au repas, essoufflée, rouge, frémissante, et avant même d'ôter son voile. J'ai du bon aujourd'hui. Fancy, the Minister of Justice has just appointed 2 magistrates who formed a part of the mixed commission. We will give him a dose, he will not forget in a hurry. Figure-toi, le ministre de la Justice vient de nommer 2 magistrats qui faisaient partie de la commission mixte. Nous allons lui flanquer une tripotée dont il se souviendra. And they would give the minister a dose, and another the next day, and a third the day after. The deputy, Laroche Matthew, who dined at the Rue Fontaine every Tuesday, after the Count de Vaudrec, who began the week, would shake the hands of husband and wife with demonstrations of extreme joy. Et il flanquait une tripotée au ministre, et une autre le lendemain, et une troisième le surlendemain. Le député Laroche-Mathieu
qui dînait rue Fontaine tous les mardis, après le comte de Vaudrec qui ouvrait la semaine, serrait les mains des époux avec des démonstrations de joie extrême. He never ceased repeating, "By Jove, what a campaign! If we don't succeed after all." He hoped, indeed, to succeed in getting hold of the portfolio of foreign affairs, which he had had in view for a long time. Il ne cessait de répéter, "Fichtre! Quelle campagne! Si nous ne réussissons pas après ça." Il espérait bien réussir à s'emparer du portefeuille des affaires étrangères qu'il convoitait depuis longtemps. He was one of those many-faced politicians without strong convictions, without great abilities, without boldness, and without any depth of knowledge, a provincial barrister, a local dandy, preserving a cunning balance between all parties, a species of Republican Jesuit and liberal mushroom of uncertain character, such as spring up by hundreds on the popular dunghill of universal suffrage. Il était un de ces politiciens à plusieurs faces, sans conviction solide, sans grande capacité, sans audace et sans connaissance sérieuse, avocat de province, beau garçon de département, gardant un équilibre rusé entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. His village Machiavellism caused him to be reckoned able among his colleagues, among all the adventurers and abortions who are made deputies. He was sufficiently well-dressed, correct, familiar, and amiable to succeed. Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les aventuriers et les ratés qui arrivent députés. Il était suffisamment bien mis, correct, familier et aimable pour réussir. He had his successes in society, in the mixed, perturbed, and somewhat rough society of the high functionaries of the day. It was said everywhere of him, "Laroche will be a minister," and he believed more firmly than anyone else that he would be. Il avait ses succès dans le monde, dans ce monde mélangé, trouble et un peu taré des hauts fonctionnaires d'accent grave présents. On disait de lui partout, Laroche sera ministre, et il le croyait plus fermement que personne. He was one of the chief shareholders in Daddy Walter's paper, and his colleague and partner in many financial schemes. Duroy backed him up with confidence, and with vague hopes as to the future. Il était un des principaux actionnaires du journal du Père Walter et son collègue et associé dans beaucoup d'affaires de finance. Duroy l'appuyait avec confiance et avec de vagues espoirs pour l'avenir. He was, besides, only continuing the work begun by Forestier, to whom Laroche Mathieu had promised the Cross of the Legion of Honor when the day of triumph should come. The decoration would adorn the breast of Madeleine's second husband. That was all. Nothing was changed in the main. Il ne faisait, d'ailleurs, que continuer l'œuvre commencée par Forestier, à qui Laroche Mathieu avait promis la croix d'honneur pour le jour du triomphe. La décoration ornerait la poitrine du second mari de Madeleine, voilà tout. Rien n'était changé au fond. It was seen so well that nothing was changed that Duroy's comrades organized a joke against him, at which he was beginning to grow angry. They no longer called him anything but Forestier. On voyait si bien que rien n'était changé, que les camarades de Duroy organisèrent contre lui une plaisanterie qui commençait à l'exaspérer. Ils ne l'appelaient plus que Forestier. As soon as he entered the office, someone would call out, "I say Forestier." He would pretend not to hear, and would look for the letters in his pigeonholes. The voice would resume in louder tones, "Hi, Forestier." Dès qu'il entrait à la rédaction, quelqu'un criait, "Tiens, Forestier." Il faisait semblant de ne pas entendre et cherchait ses lettres dans son casier. La voix reprenait plus fort, et Forestier. Some stifled laughs would be heard, and as Duroy was entering the manager's room, the comrade who had called out would stop him, saying, "Oh, I beg your pardon. It is you I want to speak to. It is stupid, but I am always mixing you up with poor Charles." Quelques rires étouffés couraient, et comme Duroy se dirigeait vers le bureau du directeur, le camarade qui avait crié l'arrêtait. "Oh, pardon, c'est à toi que je veux parler. C'est bête, je te confonds toujours avec le pauvre Charles." It is because your articles are so infernally like his. Everyone is taken in by them. Duroy would not answer, but he was inwardly furious, and a sullen wrath sprang up in him against the dead man. C'est que tes articles lui ressemblent diablement. Tout le monde s'y trompe. Duroy ne répondait pas, mais il enrageait intérieurement,
et une colère sourde grandissait en lui contre le mort. Daddy Walter himself had declared, when astonishment was expressed at the flagrant similarity in style and inspiration between the leaders of the new political editor and his predecessor, yes, it is Forestier, but a fuller, stronger, more manly Forestier. Le père Walter lui-même avait déclaré, quand on s'étonnait devant lui de la ressemblance flagrante de style et d'inspiration entre les chroniques du nouveau rédacteur politique et celles de son prédécesseur. Oui, c'est du Forestier, mais du Forestier plus plein, plus fort, plus mâle. Another time Duroy, opening by chance the cupboard in which the cup and balls were kept, had found all those of his predecessor with crape round the handles, and his own, the one he had made use of when he practiced under the direction of Saint Potin, ornamented with a pink ribbon. Une autre fois, Duroy ayant ouvert par hasard l'armoire au bilboquet, avait trouvé tous ceux de son prédécesseur ornés de crêpes autour du manche, et le sien, celui dont il s'était servi quand il s'exerçait sous la direction de Saint-Potin, décoré d'un nœud de ruban rose. All had been arranged on the same shelf according to size, and a card like those in museums bore the inscription, The Forestier Duroy, Late Forestier & Co. Collection. He quietly closed the cupboard, saying, in tones loud enough to be heard, There are fools and envious people everywhere. Tous avaient été rangés sur la même planche par ordre de grandeur, et une pancarte comme celle des musées portait ces mots, Collection Forestier du Roi, Ancienne Maison Forestier et compagnie, point. Il referma doucement l'armoire en disant, assez haut pour être entendu, il y a des imbéciles et des jaloux partout. But he was wounded in his pride, wounded in his vanity, that touchy pride and vanity of the writer, which produced the nervous susceptibility ever on the alert, equally in the reporter and the genial poet. Mais il était blessé dans son orgueil, blessé dans sa vanité, dans cette fierté ombrageuse et cette vanité d'écrivain qui crée chez le reporter comme chez le poète de génie une susceptibilité nerveuse toujours en éveil. The word Forestier made his ears tingle. He dreaded to hear it, and felt himself redden when he did so. This name was to him a biting jest, more than a jest, almost an insult. It said to him, It is your wife who does your work, as she did that of the other. You would be nothing without her. Le mot Forestier lui sonnait aux oreilles. Il le redoutait d'entendre et se sentait rougir quand il le saisissait. Ce nom était pour lui une moquerie blessante, plus qu'une moquerie, presque une injure. Il lui disait, c'est ta femme qui fait ta besogne comme elle faisait celle de l'autre. Tu ne serais rien sans elle. He admitted that Forestier would have been no one without Madeleine, but as to himself, come now. Then, at home, the haunting impression continued. It was the whole place now that recalled the dead man to him, the whole of the furniture, the whole of the knickknacks, everything he laid hands on. Il admettait bien que Forestier n'eût été rien sans Madeleine, mais quant à lui, voyons. Puis, chez lui, l'obsession continuait. C'était maintenant toute la demeure qui lui rappelait le mort, tous les meubles, tous les bibelots, tout ce qu'il touchait. He had scarcely thought of this at the outset, but the joke devised by his comrades had caused a kind of mental wound, which a number of trifles, unnoticed up to the present, now served to envenom. Il n'y avait guère songé dans les premiers temps, mais la plaisanterie de ses camarades avait fait comme une blessure morale que grossissait maintenant une foule de petites choses inaperçues jusque-là. He could not take up anything, without at once fancying, he saw the hand of Charles upon it. He only looked at it and made use of things the latter had made use of formerly, things that he had purchased, liked, and enjoyed. Il ne pouvait plus toucher un objet sans croire voir aussitôt la main de Charles posée dessus. Il ne regardait et n'employait plus que des choses dont l'autre s'était servi autrefois, qu'il avait achetées, aimées, possédées. And George began even to grow irritated at the thought of the bygone relations between his friend and his wife. He was sometimes astonished at this revolt of his heart, which he did not understand, and said to himself, How the deuce is it? I am not jealous of Madeleine's friends. Et Georges en arrivait même à s'irriter de la pensée des relations anciennes qui avaient existé entre son ami et sa femme. Il s'étonnait parfois de cette révolte de son cœur qu'il ne comprenait pas, et il se disait, qu'est-ce que j'ai donc? Je ne suis pas jaloux des amants de Madeleine. I am never uneasy about what she is up to. She goes in and out as she chooses, and yet the recollection of that brute of a Charles puts me in a rage. He added,
At the bottom he was only an idiot, and it is that, no doubt, that wounds me. I am vexed that Madeleine could have married such a fool. Je ne m'inquiète jamais de ce qu'elle fait. Elle va et vient à sa guise, et pourtant le souvenir de cette brute de Charles me met en fureur. Il ajoutait, au fond, ce n'était qu'un crétin, et c'est cela, sans doute, qui me blesse. J.E. Suis vexé que Madeleine ait pu épouser un pareil imbécile. And he kept continually repeating, how is it that she could have stomached such a donkey for a single moment? His rancor was daily increased by 1,000 insignificant details, which stung him like pin-pricks, by the incessant reminders of the other arising out of a word from Madeleine, from the manservant, from the waiting-maid. Et il répétait sans cesse, comment a-t-elle pu supporter un pareil en une seconde? Sa rancune grossissait chaque jour par 1000 détails insignifiants qui le piquaient comme des coups d'épingle, par les incessants rappels de l'autre provenant d'un mot de Madeleine, du domestique, de la bonne. One evening Duroy, who liked sweet dishes, said, how is it we never have sweets at dinner? His wife replied cheerfully, that is quite true. I never think about them. It is all through Charles, who hated. Un soir, Duroy, qui aimait les mets sucrés, dit, comment n'avons-nous jamais d'entremets au dîner? Sa femme répondit gaiement, c'est vrai, ça. Je n'y pense jamais. C'est à cause de Charles qui détestait. He cut her short in a fit of impatience he was unable to control, exclaiming, hang it all. I am sick of Charles. It is always Charles here and Charles there, Charles like this and Charles like that. Since Charles is dead, for goodness' sake leave him in peace. Il la coupa avec un mouvement d'impatience qu'il ne put contenir. Ah, fichtre. J'en ai assez de Charles. C'est toujours Charles par-ci et Charles par-là, Charles aimait ceci et Charles aimait cela. Puisque Charles est mort, qu'on le laisse tranquille. Madeleine looked at her husband in amazement, without being able to understand his sudden anger. Then, as she was sharp, she guessed what was going on within him. This slow working of posthumous jealousy, swollen every moment by all that recalled the other. Madeleine regarda son mari avec stupeur, sans pouvoir comprendre sa colère soudaine. Puis, comme elle était fine, elle devina ce qui se passait en lui, ce travail lent de jalousie posthume que grossissait à tout moment le souvenir de l'autre. She thought it puerile, maybe, but was flattered by it, and did not reply. He was vexed with himself at this irritation, which he had not been able to conceal. Elle le trouva puéril, peut-être, mais elle en fut flattée, et ne répondit point. Il était vexé contre lui-même de cette irritation qu'il n'avait pu dissimuler. As they were writing after dinner an article for the next day, his feet got entangled in the footmat. He kicked aside, and said with a laugh, Charles was always chilly about the feet, I suppose? Comme il faisait après dîner un article pour le lendemain, ses pieds s'embarrassèrent dans le tapis de table. Il le repoussa d'un coup de talon et dit en riant, Charles avait toujours froid aux pieds, je suppose. She replied, also laughing, oh, he lived in mortal fear of catching cold. His chest was very weak. Duroy replied grimly, he has given us a proof of that. Then, kissing his wife's hand, he added gallantly, luckily for me. Elle répondit en riant aussi, oh, il vivait dans la terreur des rhumes, il avait la poitrine très faible. Duroy reprit d'un ton sombre, il nous en a donné la preuve. Puis, baisant la main de sa femme, il ajouta galamment, heureusement pour moi. But on going to bed, still haunted by the same idea, he asked, did Charles wear nightcaps for fear of the draughts? She entered into the joke and replied, no, only a silk handkerchief tied round his head. Mais en se couchant, toujours hanté par la même idée, il demanda, est-ce que Charles portait un bonnet de coton par peur des courants d'air? Elle entra dans la plaisanterie et répondit, non, seulement un foulard de soie autour de la tête. George shrugged his shoulders and observed, with contempt, what a baby. From that time forward Charles became for him an object of continual conversation. He dragged him in on all possible occasions, speaking of him as poor Charles, with an air of infinite pity. Georges haussa les épaules et prononça avec mépris, quel bébé! À partir de ce moment, Charles devint pour lui un sujet de conversation continuelle. Il l'amenait à tout propos, parlait de lui comme du pauvre Charles avec un air de pitié infini. When he returned home from the office,
where he had been accosted twice or thrice as forestier. He avenged himself by bitter railleries against the dead man in his tomb. He recalled his defects, his absurdities, his littleness, enumerating them with enjoyment, developing and augmenting them, as though he had wished to combat the influence of a dreaded rival over the heart of his wife. Quand il rentrait du bureau, où on l'avait appelé 2 ou 3 fois forestier, il se vengeait par des railleries amères contre le mort dans sa tombe. Il rappelait ses défauts, ses ridicules, ses mesquineries, les énumérant avec plaisir, les développant et les grossissant comme s'il eût voulu combattre l'influence d'un rival redoutable sur le cœur de sa femme. He would say, I say, maid, do you remember the day when that duffer forestier tried to prove to us that stout men were stronger than spare ones? Then he sought to learn a number of private and secret details respecting the departed, which his wife, ill at ease, refused to tell him. Il disait, dis donc, Med, te rappelles-tu le jour où cette cruche de forestier a voulu nous prouver que les hommes gros étaient plus forts que les maigres? Puis il cherchait à connaître une foule de détails intimes et secrets sur le disparu que sa femme, gênée, refusait de lui dire. But he obstinately persisted, saying, Come, now, tell me all about it. He must have been very comical at such a time. She murmured, Oh, do leave him alone. But he went on, No, but tell me now, he must have been a duffer to sleep with. Mais il s'obstinait. Voyons, raconte-moi donc ça. Il devait être bien drôle dans ce moment-là. Elle murmurait, mais laisse-le donc tranquille. Mais. Il reprenait, non. Dis-moi, il devait être godiche au lit. And he always wound up with, what a donkey he was. One evening, towards the end of June, as he was smoking a cigarette at the window, the fineness of the evening inspired him with a wish for a drive, and he said, Maid, shall we go as far as the Bois de Boulogne? Et il terminait toujours par, quelle âne c'était? Un soir, vers la fin de juin, comme il fumait une cigarette à sa fenêtre, la beauté de la soirée lui donna envie d'une promenade, et il dit, Med, veux-tu que nous allions faire un tour au Bois de Boulogne? Certainly. They took an open carriage and drove up the Champs-Élysées, and then along the main avenue of the Bois de Boulogne. It was a breezeless night, one of those stifling nights when the overheated air of Paris fills the chest like the breath of a furnace. Certainement. Ils prirent une voiture découverte et gagnèrent les Champs-Élysées, puis l'avenue du Bois de Boulogne. C'était une nuit sans brise, une de ces nuits d'étouffement où l'air surchauffé de Paris entre dans la poitrine comme une vapeur de four. A host of carriages bore along beneath the trees a whole population of lovers. They came one behind the other, in an unbroken line. George and Madeline amused themselves with watching all these couples, the woman in summer toilet and the man darkly outlined beside her. Un flot de voitures emportait sous les arbres tout un peuple d'amoureux. Elles allaient l'une derrière l'autre, sans fin. Et Georges et Madeleine s'amusaient à regarder tous ces couples, la femme en toilette claire et l'homme sombre à côté d'elle. It was a huge flood of lovers towards the Bois, beneath the starry and heated sky. No sound was heard save the dull rumble of wheels. They kept passing by 2 in each vehicle, leaning back on the seat, silent, clasped one against the other, lost in dreams of desire, quivering with the anticipation of coming caresses. C'était un immense fleuve d'amoureux qui coulait vers le bois sous le ciel étoilé et brûlant. On n'entendait que le bruit sur des roues. Ils passaient, les deux êtres de chaque voiture, allongés, muets, serrés l'un contre l'autre, perdus dans l'hallucination du désir, dans l'émotion de l'étreinte prochaine. The warm shadow seemed full of kisses. A sense of spreading lust rendered the air heavier and more suffocating. All the couples, intoxicated with the same idea, the same ardor, shed a fever about them. George and Madeline felt the contagion. They clasped hands without a word, oppressed by the heaviness of the atmosphere and the emotion that assailed them. L'ombre tiède semblait pleine de baisers. Une sensation de luxure répandue rendait l'air plus étouffant. Tous ces couples enlacés, grisés de la même idée, de la même ardeur, faisaient courir une fièvre autour d'eux. Georges et Madeleine subissaient cette contagion. Ils se prirent la main sans parler, un peu oppressés par la pesanteur de l'atmosphère et par l'émotion qui les envahissait. As they reached the turning which follows the line of the fortification, they kissed one another, and she stammered somewhat confusedly,
We are as great babies as on the way to Rouen. The great flood of vehicles divided at the entrance of the wood. Quand ils atteignirent le tournant qui suit la ligne des fortifications, ils s'embrassèrent et elle balbutia, un peu troublée. Nous sommes aussi bêtes qu'en allant à Rouen. Le grand flot des voitures se divisa à l'entrée du bois. On the road to the lake, which the young couple were following, they were now thinner, but the dark shadow of the trees, the air freshened by the leaves and by the dampness arising from the streamlets that could be heard flowing beneath them, and the coolness of the vast nocturnal vault bedecked with stars, gave to the kisses of the perambulating pairs a more penetrating charm. Sur la route du lac que suivait le jeune ménage, elle se faisait plus rare, mais l'ombre noire des arbres, l'air rafraîchi par les feuilles et par l'humidité qui montait des petites rivières qu'on entendait couler, et la fraîcheur de la vaste voûte nocturne étoilée donnait au baiser des couples promeneurs un charme plus pénétrant. George murmured, "Dear little maid," as he pressed her to him. "Do you remember the forest close to your home? How gloomy it was," said she. "It seemed to me that it was full of horrible creatures, and that there was no end to it, while here it is delightful. One feels caresses in the breeze, and I know that several lies on the other side of the wood." Georges murmura, chère petite Med, en la serrant contre lui. Te rappelles-tu la forêt auprès de chez toi, comme elle était lugubre, dit-elle. Il me semblait qu'elle était pleine de bêtes affreuses et qu'elle n'avait pas de faim, tandis qu'ici c'est délicieux. On sent des caresses dans la brise, et je sais que Sèvres est de l'autre côté du bois. He replied, "Oh, in the forest at home there was nothing but deer, foxes, and wild boars, and here and there the hut of a forester." This word, akin to the dead man's name, issuing from his mouth, surprised him just as if someone had shouted it out to him from the depths of a thicket, and he became suddenly silent, assailed anew by the strange and persistent uneasiness and gnawing, invincible, jealous irritation that had been spoiling his existence for some time past. Il répondit, "Oh, dans la forêt de chez nous, il n'y avait que des cerfs, des renards et des sangliers, et ça et là la hite d'un forestier." Ce mot, parent du nom du mort, sorti de sa bouche, l'étonna comme si quelqu'un le lui eût crié du fond d'un taillis, et il se tut brusquement, ressaisi par l'étrange et persistant malaise, par cette irritation jalouse, rougeuse et invaincue qui lui gâtait l'existence depuis quelque temps. After a minute or so, he asked, "Did you ever come here like this of an evening with Charles?" "Yes, often," she answered. And all of a sudden, he was seized with a wish to return home, a nervous desire that gripped him at the heart. Au bout d'une minute, il demanda, "Est-ce que tu venais quelquefois ici, le soir, comme ça, avec Charles?" "Oui, souvent," répondit-elle. Et tout d'un coup, il fut pris d'une envie de rentrer, d'un désir nerveux qui lui pinçait le cœur. But the image of Forestier had returned to his mind and possessed and laid hold of him. He could no longer speak or think of anything else, and said in a spiteful tone, "I say, maid." "Yes, dear. Did you ever cuckold poor Charles?" Mais l'image de Forestier était revenue le hanter et l'obsédait. Il ne pouvait plus parler d'autre chose, et il dit d'un ton méchant, "Dis donc, Med." "Quoi, chérie? Est-ce que tu as jamais fait cocu le pauvre Charles?" She murmured disdainfully, "How stupid you are with your stock joke." But he would not abandon the idea. "Come, maid, dear, be frank and acknowledge it. You cuckolded him, eh? Come, admit that you cuckolded him." Elle murmura avec dédain, "Que tu es bête avec ta plaisanterie continuelle." Mais il ne lâchait plus l'idée. "Voyons, maid, ma chérie, sois franche, avoue. Tu l'as trompé, hein? Voyons, avoue que tu l'as trompé." She was silent, shocked as all women are by this expression. He went on obstinately, "Hang it all, if ever anyone had the head for a cuckold it was he. Oh, yes. It would please me to know that he was one. What a fine head for horns." Elle se taisait, choquée comme le sont toutes les femmes par ce mot. Il reprit obstinément, "Fichtre, si quelqu'un a jamais eu une tête à ça, c'est bien lui. Oh, oui. Ça me ferait plaisir d'apprendre qu'il en était un. Quelle bonne tête de cocu." He felt that she was smiling at some recollection, perhaps, and persisted, saying, "Come out with it. What does it matter? It would be very comical to admit that you had deceived him to me." He was indeed quivering with hope and desire that Charles, the hateful Charles, the detested dead,
had borne this shameful ridicule. Il sentait qu'elle souriait à quelque souvenir peut-être, et il insista. « Allons, dis-le. Qu'est-ce que ça fait? Ce serait très drôle d'avouer que tu l'as trompé. » Il tremblait en effet d'espoir et d'envie que Charles, le haï Charles, le mort exécré, eût porté cette honte ridicule. And yet another emotion, less definite. My dear little maid, tell me, I beg of you. He deserved it. You would have been wrong not to have given him a pair of horns. Come, maid, confess. Et pourtant, une autre émotion plus confuse. Ma chère petite maid, dis-le-moi, je t'en prie. Il le méritait bien. Tu aurais eu tort de ne pas lui en faire porter. Voyons, maid, avoue. She now, no doubt, found this persistence amusing, for she was laughing a series of short, jerky laughs. He had put his lips close to his wife's ear and whispered, Come, confess. She jerked herself away and said abruptly, You are crazy, as if one answered such questions. Elle trouvait maintenant sans doute cette insistance amusante, car elle riait par petits coups saccadés. Il avait mis sa bouche contre l'oreille de sa femme, et il murmurait, Voyons, avoue. Elle se dégagea d'une secousse et dit tout à coup, Tu es fou. Comme si on répondait à ces questions-là. She said this in so singular a tone that a cold shiver ran through her husband's veins, and he remained dumbfounded, scared, almost breathless, as though from some mental shock. The carriage was now passing along the lake, on which the sky seemed to have scattered its stars. Elle avait dit cela d'un ton si singulier qu'un grand frisson courut dans les veines de son mari, et il demeura interdit, effaré, haletant presque, comme sous le coup d'une émotion soudaine. La voiture longeait maintenant le lac sur lequel la voûte du ciel semblait avoir semé ses étoiles. Two swans, vaguely outlined, were swimming slowly, scarcely visible in the shadow. George called out to the driver, Turn back, and the carriage returned, meeting the others going at a walk, with their lanterns gleaming like eyes in the night. Deux cygnes, vaguement visibles, nageaient lentement, à peine distincts dans l'ombre. Georges cria au cocher, Retournez, et la voiture s'en revint, croisant les autres qui s'en allaient au pas, avec leurs lanternes brillantes comme des yeux dans la nuit. What a strange manner in which she had said it. Was it a confession? Duroy kept asking himself. And the almost certainty that she had deceived her first husband now drove him wild with rage. Quelle étrange manière elle avait eue de dire cela? Était-ce un aveu? Se demandait Duroy. Et la quasi-certitude qu'elle avait trompé son premier mari l'affolait maintenant de fureur. He longed to beat her, to strangle her, to tear her hair out. Oh, if she had only replied, But darling, if I had deceived him, it would have been with yourself, how he would have kissed, clasped, worshipped her. Il avait envie de la battre, de l'étrangler, de lui arracher les cheveux. Oh, si elle avait seulement répondu, Mais, chérie, si je l'avais trompé, c'eût été avec toi, comme il l'aurait embrassée, étreinte, adorée. He sat still, his arms crossed, his eyes turned skyward, his mind too agitated to think as yet. He only felt within him the rancor, fermenting, and the anger, swelling, which lurk at the heart of all mankind in presence of the caprices of feminine desire. Il demeurait immobile, les bras croisés, les yeux levés vers le ciel, trop agité pour réfléchir encore. Il sentait seulement faire monter en lui cette rancune et grandir cette colère qui dorment au cœur de tous les mâles devant les caprices du désir féminin. He felt for the first time that vague anguish of a husband who suspects. He was jealous at last, jealous on behalf of the dead, jealous on Forestier's account, jealous in a strange and poignant fashion, into which there suddenly entered a hatred of Madeleine. Il éprouvait pour la première fois cette angoisse confuse de l'époux qui soupçonne. Il était jaloux enfin, jaloux pour le mort, jaloux pour Forestier, jaloux d'une façon bizarre et douloureuse où entrait soudain de la haine contre Madeleine. Since she had deceived the other, how could he have confidence in her himself? Then, by degrees, his mind became calmer, and bearing up against. His pain, he thought, all women are prostitutes. We must make use of them, and not give them anything of ourselves. Puisqu'elle avait trompé l'autre, comment aurait-il confiance en elle, lui? Puis, peu à peu, sa raison se calmant et luttant contre sa souffrance, il pensa, toutes les femmes sont des filles.
Il faut s'en servir et ne leur rien donner de soi. The bitterness in his heart rose to his lips in words of contempt and disgust. He repeated to himself, "The victory in this world is to the strong. One must be strong. One must be above all prejudices." L'amertume de son cœur lui montait aux lèvres en paroles de mépris et de dégoût. Il se répétait, la victoire est au fort dans ce mood. Il faut être fort. Il faut être au-dessus de tous les préjugés. The carriage was going faster. It repassed the fortifications. Duroy saw before him a reddish light in the sky, like the glow of an immense forge, and heard a vast, confused, continuous rumor, made up of countless different sounds. The breath of Paris panting this summer night, like an exhausted giant. La voiture allait plus vite. Elle repassa les fortifications. Duroy aperçut devant lui une lueur rouge dans le ciel, comme la lueur d'une immense forge, et il entendit un bruit énorme, confus, continu, fait de bruits innombrables et différents, un souffle de colosse, l'haleine de Paris haletant dans cette nuit d'été comme un géant épuisé. George reflected, I should be very stupid to fret about it. Everyone for himself. Fortune favors the bold. Egotism is everything. Egotism as regards ambition and fortune is better than egotism as regards woman and love. Georges réfléchit. Je serais bien bête de me faire de la bile. Chacun pour soi. La fortune sourit aux audacieux. L'égoïsme, c'est tout. L'égoïsme pour l'ambition et la fortune vaut mieux que l'égoïsme pour la femme et l'amour. The Arc de Triomphe appeared at the entrance to the city on its two tall supports like a species of shapeless giant ready to start off and march down the broad avenue open before him. L'Arc de Triomphe apparut à l'entrée de la ville, sur ses deux jambes énormes, comme une sorte de géant difforme prêt à marcher dans la large avenue ouverte devant lui. George and Madeline found themselves once more in the stream of carriages bearing homeward and bedwards the same silent and interlaced couples. It seemed that the whole of humanity was passing by intoxicated with joy, pleasure, and happiness. Georges et Madeleine se retrouvèrent dans le flot des voitures qui ramenaient vers le logis et vers le lit les couples silencieux et enlacés. Il semblait que toute l'humanité passait là, grisée de joie, de plaisir et de bonheur. The young wife, who had divined something of what was passing through her husband's mind, said, in her soft voice, "What are you thinking of, dear? You have not said a word for the last half hour." La jeune femme, qui devinait quelque chose de ce qui se passait dans l'esprit de son mari, dit de sa voix douce, « À quoi songes-tu, chérie? Tu ne dis plus un mot depuis une demi-heure. » He answered sneeringly, "I was thinking of all these fools cuddling one another, and saying to myself that there is something else to do in life." She murmured, "Yes, but it is nice sometimes. It is nice, when one has nothing better to do." Il répondit d'un ton narquois, « Je pensais à tous ces imbéciles qui se caressent, et je me disais qu'il y a vraiment autre chose à faire dans l'existence. » Elle murmura, « Oui, mais c'est bon quelquefois. » C'est bon quand on n'a rien de mieux à faire. George's thoughts were still hard at it, stripping life of its poesy in a kind of spiteful anger. I should be very foolish to trouble myself, to deprive myself of anything whatever, to worry as I have done for some time past. La pensée de Georges travaillait toujours, dépouillant la vie de sa poésie avec une sorte de rage méchante. Je serais bien bête de me tourmenter, de me priver de quoi que ce soit, de me faire du mauvais sang comme j'en ai fait. Depuis quelque temps. Forestier's image crossed his mind without causing any irritation. It seemed to him that they had just been reconciled, that they had become friends again. He wanted to cry out, "Good evening, old fellow." L'image de Forestier lui traversa la pensée sans l'irriter. Il lui sembla qu'il venait de se réconcilier, qu'il redevenait ami. Il avait envie de lui crier, "Bonsoir, vieux." Madeline, to whom this silence was irksome, said, "Suppose we have an ice at Tortoni's before we go in." He glanced at her sideways. Her fine profile was lit up by the bright light from the row of gas jets of a café. Madeleine, que ce silence gênait, dit, "Si nous prenions une glace chez Tortoni avant de rentrer." Il la regarda de côté. Son fin profil était éclairé par la vive clarté d'un rang de becs de gaz d'un café. He thought, "She is pretty. Well, so much the better."
Jack is as good as his master, my dear. But if ever they catch me worrying again about you, it will be hot at the North Pole." Then he replied aloud, "Certainly, my dear," and in order that she should not guess anything, he kissed her. Il pensa, "Elle est jolie. Tant mieux. À d'autres, ma chère. Mais si jamais on me reprend à me faire du chagrin pour toi, il fera chaud au pôle Nord." Puis il répondit tout haut, "Mais certainement, ma chérie," et pour qu'elle ne devinât rien, il l'embrassa. It seemed to the young wife that her husband's lips were frozen. He smiled, however, with his wonted smile, as he gave her his hand to alight in front of the café. Il sembla à la jeune femme que les lèvres de son mari étaient glacées. Il souriait pourtant de son sourire ordinaire en lui tendant la main pour descendre devant le café. On reaching the office next day, Duroy sought out Boisrenard. "My dear fellow," said he, "I have a service to ask of you. It has been thought funny for some time past to call me forestier. En arrivant au journal le lendemain, Duroy chercha Boisrenard. Mon cher ami, dit-il, j'ai un service à vous demander. On trouve spirituel depuis quelque temps de m'appeler forestier. I begin to find it very stupid. Will you have the kindness to quietly let our friends know that I will smack the face of the first that starts the joke again? It will be for them to reflect whether it is worth risking a sword thrust for. Je commence à trouver cela très bête. Auriez-vous la complaisance de faire savoir tranquillement à nos amis que je flanquerai une gifle au premier qui recommencera cette plaisanterie? À eux de réfléchir si cela vaut un coup d'épée. I address myself to you because you are a calm-minded fellow who can hinder matters from coming to painful extremities, and also because you were my second. Boisrenard undertook the commission. Duroy went out on business and returned an hour later. No one called him forestier. Je m'adresse à vous parce que vous êtes un homme pondéré, qui peut empêcher les choses d'aller aux extrémités fâcheuses, et aussi parce que vous avez été mon témoin. Boisrenard S.I. Charhea de la Commission. Duroy sortit pour ses affaires et rentra 1 heure plus tard. Personne ne l'appela forestier. When he reached home, he heard ladies' voices in the drawing-room, and asked, "Who is there?" "Madame Walter and Madame de Morel," replied the servant. His heart beat fast for a moment, and then he said to himself, "Well, let's see," and opened the door. Quand il arriva chez lui, il entendit des voix de femmes dans le salon et demanda, "Qui y a-t-il?" "Madame Walter et Madame de Marelle," répondit le domestique. Son cœur battit une seconde, puis il se dit, "Voyons," et il ouvrit la porte. Clotilde was beside the fireplace, full in a ray of light from the window. It seemed to George that she grew slightly paler on perceiving him. Having first bowed to Madame Walter and her 2 daughters, seated like 2 sentinels on each side of their mother, he turned towards his late mistress. Clotilde était auprès de la cheminée, en pleine lumière tombant de la fenêtre. Il sembla à Georges qu'elle pâlissait un peu en l'apercevant. Ayant d'abord salué Madame Walter et ses 2 filles, assises comme 2 sentinelles aux 2 côtés de leur mère, il se tourna vers son ancienne maîtresse. She held out her hand, and he took it and pressed it meaningly, as though to say, "I still love you." She responded to this pressure. He inquired, "How have you been during the century that has elapsed since our last meeting?" Elle lui tendit la main, il la prit et la serra d'une façon significative, comme pour dire, "Je vous aime toujours." Elle répondit à cette pression. Il demanda, "Comment allez-vous depuis le siècle qui s'est écoulé depuis notre dernière rencontre?" She replied with perfect ease, "Quite well, and you, pretty boy," and turning to Madeline added, "You will allow me to call him pretty boy still?" "Certainly, dear. I will allow whatever you please." Elle répondit avec une parfaite aisance, "Très bien. Et vous, Bel Ami?" Puis, se tournant vers Madeleine, "Vous permettez que je l'appelle toujours Bel Ami?" "Mais certainement. Cher ami, je vous permets tout ce que vous voudrez." A shade of irony seemed hidden in these words. Madame Walter spoke of an entertainment that was going to be given by Jacques Rival at his residence, a grand assault at arms, at which ladies of fashion were to be present, saying, "It will be very interesting." Une nuance d'ironie semblait cachée dans ses paroles. Madame Walter parla d'une fête qu'allait donner Jacques Rival chez lui, un grand assaut d'armes auquel devaient assister des dames du monde. Ce sera fort intéressant. "But I am so vexed we have no one to take us there,"
my husband being obliged to be away at that time. Duroy at once offered his services. She accepted, saying, "My daughters and I will be very much obliged to you. Mais je suis si contrariée de n'avoir personne pour nous y conduire, mon mari devant s'absenter à ce moment-là." Duroy offrit aussitôt ses services. Elle accepta. "Mes filles et moi nous vous serons très reconnaissantes." He looked at the younger daughter and thought, "She is not at all bad-looking, this little Susan. Not at all." She resembled a fair, fragile doll, too short but slender, with a small waist and fairly developed hips and bust, a face like a miniature, grayish-blue, enamel-like eyes, which seemed shaded by a careful yet fanciful painter. Il regarda la fille cadette et pensa, "Elle n'est pas mal du tout, cette petite Suzanne, pas mal du tout." Elle ressemblait à une poupée blonde et fragile, trop courte mais fine, avec une taille mince et des hanches et une poitrine assez développée, une figure de miniature, des yeux d'émail bleu grisâtre qui semblaient coloriés par un peintre minutieux et fantaisiste. A polished, colorless skin, too white and too smooth, and fluffy, curly hair, in a charming aureola, like, indeed, the hair of the pretty and expensive dolls we see in the arms of children much smaller than their plaything. Une peau polie, incolore, trop blanche et trop lisse, et des cheveux frisés, fous, charmants comme une auréole, pareil en effet aux cheveux des jolies poupées coûteuses qu'on voit aux bras d'enfants plus petits que leurs jouets. The elder sister, Rose, was ugly, dull-looking, and insignificant, one of those girls whom you do not notice, do not speak to, and do not talk about. The mother rose, and turning to George, said, "Then I may reckon upon you for next Thursday, 2:00. L'aînée, Rose, était laide, terne et insignifiante, une de ces filles qu'on ne remarque pas, à qui on ne parle pas, et dont on ne cause point. La mère se leva, et se tournant vers Georges, "C'est donc convenu pour jeudi prochain, 2:00. "You may reckon upon me, madame," he replied. As soon as she had taken her departure, Madame de Morel rose in turn, saying, "Good afternoon, pretty boy." It was she who then clasped his hand firmly, and for some time, and he felt moved by this silent avowal. "Vous pouvez compter sur moi, madame," répondit-il. Dès qu'elle fut partie, Madame de Marelle se leva à son tour. "Adieu, belle amie." Ce fut elle alors qui lui serra la main avec force et longtemps, et il se sentit remué par cet aveu muet. Struck again with a sudden caprice for this good-natured little, respectable bohemian of a woman, who really loved him, perhaps. As soon as he was alone with his wife, Madeleine broke out into a laugh, a frank, gay laugh, and looking him fair in the face, said, "You know that Madame Walter is smitten with you." Repris d'un caprice subi pour cette bonne petite bourgeoise bohème qu'il aimait vraiment, peut-être. Dès qu'il fut seul avec sa femme, Madeleine éclata de rire, d'un rire franc et gai, et le regardant en face. "Sais-tu que Madame Walter a le béguin pour toi?" "Nonsense," he answered, incredulously. "It is so, I tell you. She spoke to me about you with wild enthusiasm. It is strange on her part. She would like to find 2 husbands, such as you, for her daughters. Fortunately, as regards her, such things are of no moment." "Allons donc," répondit-il incrédule. "Mais si, je te dis, elle m'a parlé de toi avec un enthousiasme. C'est drôle de sa part. Elle voudrait trouver 2 maris comme toi pour ses filles. Heureusement, pour elle, ce sont des choses sans conséquence." He did not understand what she meant, and inquired, "How of no moment?" She replied with the conviction of a woman certain of the soundness of her judgment. "Oh, Madame Walter is one of those who have never even had a whisper about them. Never, never." Il ne comprit pas ce qu'elle voulait dire. Comment, sans conséquence? Elle reprit avec cette conviction d'une femme sûre de son jugement. "Oh, Madame Walter, c'est une de celles sur qui il n'y a jamais eu un bavardage, jamais, tu sais, jamais. She is unassailable in every respect. Her husband, you know as well as I do. But with her it is quite another thing. She has suffered enough through. Marrying a Jew, but she has remained faithful to him. She is an honest woman. Elle est inattaquable sous tous les rapports. Son mari, tu le connais comme moi. Mais elle, c'est autre chose. Elle a assez souffert d'épouser un juif, mais elle lui est demeurée fidèle. C'est une honnête femme." Duroy was surprised. "I thought her a Jewess too," said he. "She, not at all. She is a lady patroness of all the good works of the Church of Madeleine. Her marriage, even, was celebrated religiously.
Duroy fut surpris. Je la croyais juive aussi. Elle, pas du tout. Elle est dame patronnesse de toutes les œuvres de la Madeleine. Son mariage même a été célébré religieusement. I do not know whether there was a dummy baptism as regards the governor, or whether the church winked at it. George murmured, "Ah, so she fancied me. Positively and thoroughly. If you were not bespoken, I should advise you to ask for the hand of Susan, rather than that of Rose." Je ne sais si on a fait un baptême de complaisance pour le patron ou si l'Église a fermé les yeux. George murmura, "Ah, elle a donc un faible pour moi." Absolument et complètement. Si tu n'étais pas pris, je te conseillerais de demander la main de Suzanne Hine, plutôt que celle de Rose. He replied, twisting his mustache, their mother is not yet out of date." Madeline, somewhat out of patience, answered, "Their mother. I wish you may get her, dear. But I am not alarmed on that score. It is not at her age that a woman is guilty of a first fault. One must set about it earlier." Il répondit en tortillant sa moustache, la mère n'est pas encore finie." Madeleine, un peu impatientée, la mère. "Je te souhaite de la voir, mon cher. Mais je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Ce n'est pas à son âge qu'une femme fait sa première faute. Il faut s'y prendre plus tôt." George was reflecting. If it were true, though, that I could have married Susan. Then he shrugged his shoulders. Bah, it is absurd. As if her father would have ever have accepted me as a suitor. Georges réfléchissait. Si c'était vrai, pourtant, que j'aurais pu épouser Suzanne. Puis il haussa les épaules. Bah, c'est stupide. Est-ce que le père m'aurait jamais accepté comme gendre? He promised himself, though, to keep a more careful watch in the future over Madame Walter's bearing towards him, without asking whether he might ever derive any advantage from this. All the evening he was haunted by the recollection of his love passages with Clotilde, recollections at once tender and sensual. Il se promit cependant de surveiller désormais avec plus de soin l'allure de Madame Walter à son égard, sans se demander s'il pourrait jamais tirer parti de cela. Toute la soirée, il fut hanté par le souvenir de ses amours avec Clotilde, souvenir à la fois tendre et sensuel. He recalled her drolleries, her pretty ways, and their adventures together. He repeated to himself, "She is really very charming. Yes, I will go and see her tomorrow." Il se rappelait ses drôleries, ses gentillesses, leurs escapades. Il se répétait, "Elle est vraiment très gentille. Oui, j'irai la voir demain." As soon as he had lunched the next morning, he indeed set out for the Rue de Verneuil. The same servant opened the door, and with the familiarity of servants of the middle class, asked, "Are you quite well, sir?" Dès qu'il eut déjeuné, le lendemain, il se dirigea en effet vers la rue de Verneuil. La même bonne lui ouvrit la porte, et avec cette familiarité des domestiques bourgeois, "Monsieur va bien?" "Yes, thanks, my girl," he replied, and entered the drawing-room, in which an unskilled hand could be heard practicing scales on the piano. It was Laurine. He thought that she would throw her arms round his neck. "Oui, merci, ma fille," répondit-il, et il entra dans le salon où une main inhabile faisait des gammes sur le piano. C'était Laurine. Il crut qu'elle allait se jeter à son cou. But she rose gravely, bowed ceremoniously like a grown-up person, and withdrew with dignity. She had so much the bearing of an insulted woman that he remained in surprise. Her mother came in, and he took and kissed her hands. Mais elle se leva gravement, salua cérémonieusement comme une grande personne, et se retira avec dignité. Elle avait si bien l'air d'une femme froissée qu'il en demeura surpris. Sa mère entra, et il prit et baisa ses mains. "How I have thought of you," said he. "And I," she replied. They sat down and smiled at one another, looking into each other's eyes with a longing to kiss. "My dear little cielo, I do love you." "Comme j'ai pensé à vous," dit-il. "Et moi donc," répondit-elle. Ils s'assirent et se sourirent, se regardant au fond des yeux avec une envie de s'embrasser. "Ma chère petite Clo, je vous aime tant." "I love you too." Then, you have not been so very angry with me." "Yes and no. It hurt me a great deal, but I understood your reasons, and said to myself, he will come back to me some fine day or other."
moi aussi, je vous aime. Alors, vous ne m'en avez pas trop voulu. Si et non. Cela m'a fait beaucoup de peine, mais j'ai compris vos raisons, et je me suis dit, il me reviendra un de ces jours. I dared not come back. I asked myself how I should be received. I did not dare, but I dearly wanted to. By the way, tell me what is the matter with Laurine. She scarcely said good morning to me, and went out looking furious. Je n'osais pas revenir. Je me demandais comment je serais reçu. Je n'osais pas, mais j'en avais une envie folle. À propos, dites-moi donc ce qu'a Laurine. Elle m'a à peine dit bonjour, et elle est sortie d'un air furieux. I do not know, but we cannot speak of you to her since your marriage. I really believe she is jealous. Nonsense. It is so, dear. She no longer calls you pretty boy, but Monsieur Forestier. Je ne sais pas. Mais on ne peut plus vous nommer devant elle depuis votre mariage. Je crois vraiment qu'elle est jalouse. Allons donc. Mais si, mon chéri. Elle ne vous appelle plus Bel Ami, maintenant, mais Monsieur Forestier. Duroy reddened, and then drawing close to her said, Kiss me. She did so. Where can we meet again? Said he. Rue de Constantinople. Ah, the rooms are not let then. Duroy rougit, puis, se rapprochant d'elle, embrassez-moi. Elle l'embrassa. Où pourrons-nous nous revoir? Dit-il. Rue de Constantinople. Ah, l'appartement n'est donc pas loué. No, I kept them on. You kept them on? Yes, I thought you would come back again. A gush of joyful pride swelled his bosom. She loved him then, this woman, with a real, deep, constant love. No, je l'ai gardé. Vous l'avez gardé. Oui, je pensais que vous reviendriez. Une bouffée d'orgueil joyeux lui gonfla la poitrine. Elle l'aimait donc, cette femme, d'un amour vrai, profond, tenace. He murmured, I love you, and then inquired, Is your husband quite well? Yes, very well. He has been spending a month at home, and was off again the day before yesterday. Duroy could not help laughing. How lucky, said he. Il murmura, Je vous aime, puis demanda, Votre mari va bien? Oui, très bien. Il vient de passer un mois à la maison, et il est reparti avant-hier. Duroy ne put s'empêcher de rire. Quelle chance, dit-il. She replied simply, Yes, it is very lucky. But all the same, he is not troublesome when he is here. You know that. That is true. Besides, he is a very nice fellow. And you, she asked, how do you like your new life? Elle répondit simplement, Oui, c'est une chance. Mais, tout de même, il ne gêne pas quand il est là. Vous savez bien. C'est vrai. Et puis, c'est un très brave homme. Et vous, demanda-t-elle, comment trouvez-vous votre nouvelle existence? Not much one way or the other. My wife is a companion, a partner. Nothing more. Nothing more. As to the heart, I understand. She is pretty, though. Yes, but I do not put myself out about her. Ni bien ni mal. Ma femme est une associée, une collaboratrice. Rien de plus. Rien de plus. Quant au cœur. Je comprends. Elle est jolie pourtant. Oui, mais elle ne me dit rien. He drew closer to Clotilde and whispered, When shall we see one another again? Tomorrow, if you like. Yes, tomorrow at 2:00. 2:00. He rose to take leave, and then stammered, with some embarrassment, You know I shall take on the rooms in the Rue de Constantinople myself. Il se rapprocha de Clotilde et murmura, Quand nous reverrons-nous? Demain, si vous voulez. Oui, demain, 2:00. 2:00. Il se leva pour partir, puis balbutia avec quelque gêne, Vous savez, je vais prendre l'appartement rue de Constantinople à mon compte. I mean it. A nice thing for the rent to be paid by you. It was she who kissed his hands adoringly, murmuring, Do as you like. It is enough for me to have kept them for us to meet again there. Jota y tienes. C'est joli que ce soit vous qui payiez le loyer. Ce fut elle qui lui baisa les mains avec adoration en murmurant, Faites comme vous voudrez. Il me suffit de les avoir gardés pour que nous nous y retrouvions. Duroy went away, his soul filled with satisfaction. As he passed by photographers, the portrait of a tall woman with large eyes reminded him of Madame Walter. All the same, he said to himself,
She must be still worth looking at. How is it that I never noticed it? I want to see how she will receive me on Thursday. Duroy s'en alla, Elaine pleine de satisfaction. En passant devant un photographe, le portrait d'une grande femme aux grands yeux lui rappela Madame Walter. Tout de même, se dit-il, elle doit encore être bien. Comment n'ai-je jamais remarqué cela? Je veux voir comment elle me recevra jeudi. He rubbed his hands as he walked along with secret pleasure, the pleasure of success in every shape, the egotistical joy of the clever man who is successful, the subtle pleasure made up of flattered vanity and satisfied sensuality, conferred by woman's affection. Et il se frottait les mains en marchant, d'un plaisir secret, le plaisir du succès sous toutes ses formes, la joie égoïste de l'homme adroit qui réussit, le plaisir subtil fait de vanité flattée et de sensualité satisfaite que donne la tendresse des femmes. On the Thursday, he said to Madeleine, "Are you not coming to the assault at arms at Rivals?" "No, it would not interest me. I shall go to the Chamber of Deputies." He went to call for Madame Walter in an open landau, for the weather was delightful. Le jeudi, il dit à Madeleine, "Tu ne viens pas à l'assaut chez Rival?" "Non, cela ne m'amuserait point. J'irai à la chambre." Il alla chercher Madame Walter en landau découvert, car le temps était délicieux. He experienced a surprise on seeing her. So handsome and young-looking did he find her. She wore a light-colored dress, the somewhat open bodice of which allowed the fullness of her bosom to be divined beneath the blonde lace. Il éprouva une surprise en la voyant, tant il la trouva belle et jeune. Elle portait une toilette claire dont le corsage un peu ouvert laissait deviner sous la dentelle blonde la rondeur de la gorge. She had never seemed to him so well-looking. He thought her really desirable. She wore her calm and ladylike manner, a certain matronly bearing that caused her to pass almost unnoticed before the eyes of gallants. Elle ne lui avait jamais paru si bien. Il la trouvait vraiment désirable. Elle avait sa tranquille allure de femme du monde, un certain air de mère de famille qui la faisait passer presque inaperçue devant les yeux des galants. She scarcely spoke besides, save on well-known, suitable, and respectable topics, her ideas being proper, methodical, well-ordered, and void of all extravagance. Her daughter, Susan in pink, looked like a newly varnished Watteau, while her elder sister seemed the governess entrusted with the care of this pretty doll of a girl. Elle ne parlait guère d'ailleurs que de choses connues, convenables et correctes, ayant des idées bien rangées, méthodiques et tranquilles, sans écart. Sa fille Suzanne, en rose, avait l'air d'un watteau fraîchement verni, tandis que l'aînée semblait la gouvernante chargée de veiller sur cette jolie poupée de fille. Before Rivals, door, a line of carriages were drawn up. Duroy offered Madame Walter his arm, and they went in. The assault at arms was given under the patronage of the wives of all the senators and deputies connected with the Vie Française, for the benefit of the orphans of the 6th arrondissement of Paris. Devant la porte de Rival, une file de voitures stationnait. Duroy offrit le bras à Madame Walter, et ils entrèrent. L'assaut d'armes était donné sous le patronage des femmes de tous les sénateurs et députés attachés à la vie française, au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris. Madame Walter had promised to come with her daughters, while refusing the position of lady patroness, for she only aided with her name works undertaken by the clergy. Not that she was very devout, but her marriage with a Jew obliged her, in her own opinion, to observe a certain religious attitude. Madame Walter avait promis de venir avec ses filles, tout en refusant de figurer dans le comité de patronage, car elle ne prêtait son nom qu'aux œuvres entreprises par le clergé. Non qu'elle fût très dévote, mais son mariage avec un juif l'obligeait, pensait-elle, à une certaine réserve religieuse. And the gathering organized by the journalist had a species of Republican import that might be construed as anti-clerical. In papers of every shade of opinion, during the past 3 weeks, paragraphs had appeared such as, "Our eminent colleague Jacques Rival has conceived the idea, as ingenious as it is generous, of organizing for the benefit of the orphans of the 6th arrondissement of Paris a grand assault at arms." Et la réunion organisée par le journaliste avait une sorte de couleur républicaine qui pouvait passer pour anticléricale. Dans les journaux de toute nuance, depuis 3 semaines, des entrefilets avaient paru. Notre éminent confrère Jacques Rival a eu l'idée, aussi ingénieuse que généreuse, d'organiser,
au profit des orphelins du 6e arrondissement de Paris, un grand assaut d'âmes. In the pretty fencing room attached to his apartments, the invitations will be sent out by Mesdames Laloig, Rimontel, and Risselin, wives of the senators bearing these names, and by Mesdames Laroche-Mathieu, Percerol, and Firmin, wives of the well-known deputies. Dans la jolie salle d'âmes annexée à son appartement, les invitations seront adressées par Mesdames Laloig, Remontel et Risselin, femmes des sénateurs de Sénat, et par Mesdames Laroche-Mathieu, Percerol et Firmin, épouses des députés bien connus. A collection will take place during the interval, and the amount will at once be placed in the hands of the mayor of the 6th arrondissement, or of his representative. It was a gigantic advertisement that the clever journalist had devised to his own advantage. Une quête aura lieu dans l'entracte et le produit sera immédiatement versé entre les mains du maire du 6e arrondissement ou de son représentant. C'était une réclame monstre que l'habile journaliste s'était organisé. Jacques Rival received all comers in the hall of his dwelling, where a refreshment buffet had been fitted up, the cost of which was to be deducted from the receipts. He indicated with an amiable gesture the little staircase leading to the cellar, saying, "Downstairs, ladies, downstairs. The assault will take place in the basement." Jacques Rival recevait à l'entrée de son logement, où un buffet avait été installé, dont les frais devaient être prélevés sur la recette. Il indiquait d'un geste aimable le petit escalier qui descendait à la cave. En bas, mesdames, en bas, l'assaut a lieu au sous-sol. He darted forward to meet the wife of the manager, and then shaking Duroy by the hand, said, "How are you, pretty boy?" His friend was surprised and exclaimed, "Who told you that?" Rival interrupted him with, "Madame Walter, here, who thinks the nickname a very nice one." Il s'élança au-devant de la femme du patron, puis serrant la main de Duroy. "Bonjour, Bel Ami." Son ami fut surpris. "Qui vous a dit?" Rival l'interrompit. "Madame Walter, ici présente, qui trouve ce surnom très gentil." Madame Walter blushed, saying, "Yes, I will admit that if I knew you better, I would do like little Lorraine and call you pretty boy too. The name suits you very well." Duroy laughed as he replied, "But I beg of you, madame, to do so." Madame Walter rougit. "Oui, j'avoue que si je vous connaissais mieux, je ferais comme la petite Laurine. Je vous appellerais Bel Ami aussi. Ce nom vous va très bien." Duroy riait. "Mais je vous en prie, madame, faites donc." She had lowered her eyes and remarked, "No, we are not sufficiently intimate." He murmured, "Will you allow me the hope that we shall be more so?" "Well, we will see then," said she. Elle avait baissé les yeux. "Non, nous ne sommes pas assez liés." Il murmura, "Me permettez-vous l'espoir que nous le deviendrons davantage?" "Eh bien, nous verrons cela," dit-elle. He drew on one side, to let her precede him at the beginning of the narrow stairs, lit by a gas jet. The abrupt transition from daylight to this yellow gleam had something depressing about it. Il s'effaça pour la laisser passer devant lui au commencement du petit escalier éclairé d'un bec de gaz. La transition brusque du grand jour à cette lueur jaune avait quelque chose de lugubre. A cellar-like odor rose up this winding staircase, a smell of damp heat and of moldy walls wiped down for the occasion, and also whiffs of incense recalling sacred offices and feminine emanations of vervain, orris root, and violets. Une odeur de cave montait dans cet escalier tournant, une senteur de chaleur humide et de murailles moisies essuyées pour la circonstance, et aussi des bouffées d'encens qui rappelaient les offices et des émanations féminines de verveine, d'iris et de violette. A loud murmur of voices, and the quivering thrill of an agitated crowd could also be heard down this hole. The entire cellar was lit up by wreaths of gas jets and Chinese lanterns hidden in the foliage, masking the walls of stone. Nothing could be seen but green boughs. On entendait aussi descendre dans ce trou un grand murmure de voix et le frémissement vibrant d'une foule émue. Toute la cave était illuminée avec des guirlandes de gaz et des lanternes vénitiennes cachées dans les feuillages qui masquaient les murailles de pierre. On ne voyait que de la verdure. The ceiling was ornamented with ferns, the ground hidden by flowers and leaves. This was thought charming, and a delightful triumph of imagination. In the small cellar, at the end, was a platform for the fencers, between two rows of chairs for the judges. Le plafond était orné de fougères, le sol disparaissait sous les fleurs et les feuilles.
on trouvait cela charmant, d'un goût délicieux. Dans la petite cave du fond se dressait l'estrade des tireurs entre deux rangées de chaises pour les juges. In the remaining space, the front seats, ranged by tens to the right and to the left, would accommodate about 200 people. 400 had been invited. In front of the platform, young fellows in fencing costume, with long limbs, erect figures, and mustaches curled up at the ends, were already showing themselves off to the spectators. Dans l'espace demeurant libre, des banquettes rangées par 10, à droite et à gauche, pouvaient contenir environ 200 personnes. On en avait invité 400. Devant l'estrade, des jeunes gens en costume d'armes, longs, droits, avec des moustaches retroussées, se montraient déjà aux spectateurs. People were pointing them out as notabilities of the art, professionals and amateurs. Around them were chatting old and young gentlemen in frock coats, who bore a family resemblance to the fencers in fighting array. On se les désignait comme des notabilités de l'épée, professionnels et amateurs. Autour d'eux causaient des messieurs âgés et jeunes, également en redingote, et qui avaient aussi quelque parenté de tournure avec les tireurs en tenue. They were also seeking to be seen, recognized, and spoken of, being masters of the sword out of uniform, experts on foil play. Almost all the seats were occupied by ladies, who kept up a loud rustling of garments and a continuous murmur of voices. Ils cherchaient aussi à se faire voir, reconnaître et citer, étant maîtres d'armes en civil, spécialistes du fleuret. Presque toutes les places étaient occupées par des femmes qui faisaient un grand froissement d'étoffe et un murmure continu de voix. They were fanning themselves as though at a theater, for it was already as hot as an oven in this leafy grotto. A joker kept crying from time to time, orgeat, lemonade, beer. Elle s'éventait comme au théâtre, car il faisait déjà une chaleur de four dans cette grotte de verdure. Un plaisant criait de temps en temps, orgeat, limonade, bière. Madame Walter and her daughters reached the seats reserved for them in the front row. Duroy, having installed them there, was about to quit them, saying, "I am obliged to leave you. We men must not collar the seats." Madame Walter et ses filles arrivèrent aux places qui leur étaient réservées au premier rang. Duroy les ayant installés, allez les quitter. Il faut que je vous abandonne. Nous ne devons pas accaparer les sièges, nous autres hommes. But Madame Walter remarked, in a hesitating tone, "I should very much like to have you with us all the same. You can tell me the names of the fencers. Come, if you stand close to the end of the seat, you will not be in anyone's way." Mais Madame Walter dit d'un ton hésitant, "J'aurais bien voulu vous garder près de nous, tout de même. Vous me direz les noms des tireurs. Voyons, si vous vous tenez au bout de la banquette, vous ne gênerez personne." She looked at him with her large mild eyes and persisted, saying, "Come, stay with us, monsieur, pretty boy. We have need of you." He replied, "I will obey with pleasure, madame." Elle le regardait de ses grands yeux doux et insistait, "Allons, restez avec nous. Monsieur, Bel Ami, nous avons besoin de vous." Il répondit, "J'obéis avec plaisir, madame." On all sides could be heard the remark, "It is very funny, this cellar, very pretty too." George knew it well, this vault. He recalled the morning he had passed there on the eve of his duel, alone in front of the little white carton target that had glared at him from the depths of the inner cellar like a huge and terrible eye. On entendait de tous côtés, "C'est très drôle, cette cave, très jolie aussi. Georges la connaissait bien, cette voûte." Il se rappelait la matinée qu'il y avait passée à la veille de son duel, seul, en face de la petite cible de carton blanc qui le regardait du fond de la seconde cave comme un gros œil terrible. The voice of Jacques Rival sounded from the staircase, "Just about to begin, ladies." And 6 gentlemen, in very tight-fitting clothes, to set off their chests, mounted the platform, and took their seats on the chairs reserved for the judges. La voix de Jacques Rival sonna dans l'escalier. "On va commencer, mesdames." Et 6 messieurs, vêtus de noir très serré pour dessiner le torse, montèrent sur l'estrade et s'assirent sur les chaises réservées au jury. Their names flew about. General de Rinaldi, the president, a short man, with heavy mustaches, the painter, Josephine Redette, a tall, bald-headed man, with a long beard, Matthieu de Uger, Simon Ramencel, Pierre de Carvin, 3 fashionable-looking young fellows, and Gaspard Muron, a master. Leurs noms volaient.
Le général de Rinaldi, président, petit Thomas. Grosse moustache, le peintre Joséphin Roudet, un grand chauve à longue barbe, Mathéo de Hujar, Simon Ramoncel, Pierre de Carvin, trois jeunes gens élégants, et Gaspard Merleron, maître d'armes. 2 placards were hung up on the 2 sides of the vault. That on the right was inscribed M. Crèvecoeur, and that on the left M. Plumeau. They were 2 professors, 2 good second-class masters. 2 pancartes furent accrochées aux 2 côtés de la voûte. Celle de droite portait « Monsieur Crèvecoeur » et celle de gauche « Monsieur Plumeau ». C'étaient 2 professeurs, 2 beaux maîtres de second ordre. They made their appearance, both sparely built, with military air and somewhat stiff movements. Having gone through the salute with automatic action, they began to attack one another, resembling, in their white costumes of leather and duck, 2 soldier pierrots fighting for fun. Ils parurent, maigres tous deux, avec des allures militaires et des mouvements un peu raides. Ayant accompli le salut d'un geste automate, ils commencèrent à se battre, pareil, en leur costume blanc de cuir et de coutil, à 2 pierrots soldats qui se seraient battus par plaisanterie. From time to time the word touched was heard, and the 6 judges nodded with the air of connoisseurs. The public saw nothing but 2 living marionettes moving about and extending their arms. They understood nothing, but they were satisfied. De temps en temps on entendait, toucher, et les 6 juges hochaient la tête d'un air de connaisseur. Le public ne voyait que 2 pantins vivants qui s'agitaient et allongeaient le bras. Il ne comprenait rien, mais il était content. These 2 men seemed to them, however, not over graceful, and vaguely ridiculous. They reminded them of the wooden wrestlers sold on the boulevards at the New Year's Fair. The first couple of fencers were succeeded by Monsieur Plantin and Monsieur Carpin, a civilian master and a military one. Ces 2 hommes leur paraissaient cependant peu gracieux et vaguement. Ridicules. Ils faisaient songer aux lutteurs de bois qu'on vend sur les boulevards au jour de l'an. Le premier couple de tireurs fut remplacé par Monsieur Planton et Monsieur Carapin, maître civil et maître militaire. Monsieur Plantin was very little, and Monsieur Carapin immensely stout. One would have thought that the first thrust would have reduced his volume like that of a balloon. People laughed. Monsieur Plantin skipped about like a monkey. Monsieur Carapin only moved his arm, the rest of his frame being paralyzed by fat. Monsieur Planton était tout petit et Monsieur Carapin énormément gros. On eût dit qu'une botte lui crèverait le ventre comme à un ballon. On riait. Monsieur Planton sautillait comme un singe. Monsieur Carapin ne remuait que le bras, tout le reste de son corps étant paralysé par la graisse. He lunged every 5 minutes with such heaviness and such effort that it seemed to need the most energetic resolution on his part to accomplish it, and then had great difficulty in recovering himself. The connoisseurs pronounced his play very steady and close, and the confiding public appreciated it as such. Il portait une botte toutes les 5 minutes avec une lourdeur et un effort tel qu'il semblait avoir besoin de la résolution la plus énergique pour l'accomplir, puis il avait grand-peine à se remettre en garde. Les connaisseurs déclaraient son jeu très sûr et très serré, et le public confiant l'appréciait comme tel. Then came Monsieur Parisian and Monsieur Palmy, a master and an amateur, who gave way to exaggerated gymnastics, charging furiously at one another, obliging the judges to scuttle off with their chairs, crossing and recrossing from one end of the platform to the other, one advancing and the other retreating, with vigorous and comic leaps and bounds. Puis vinrent M. Porion et M. Lapalme, maîtres et amateurs, qui se livrèrent à une gymnastique exagérée, chargeant furieusement l'un sur l'autre, contraignant les juges à se sauver avec leur siège, se croisant et se recroisant d'un bout à l'autre de l'estrade, l'un avançant, l'autre reculant, à grands bonds vigoureux et comiques. They indulged in little jumps backwards that made the ladies laugh, and long springs forward that caused them some emotion. This galloping assault was aptly criticized by some young rascal, who sang out, "Don't burst yourselves over it, it is a time job." The spectators, shocked at this want of taste, cried SSH. Il s'offrait de petits sauts en arrière qui faisaient rire les dames, et de grandes enjambées en avant qui les émouvaient un peu. Cet assaut au galop fut spirituellement critiqué par un gamin qui cria « Allez-y, ne vous gênez pas, c'est de l'heure ». Les spectateurs, choqués de ce manque de goût, firent chute. The judgment of the experts was passed around. The fencers had shown much vigor,
and played somewhat loosely. The first half of the entertainment was concluded by a very fine bout between Jacques Rival and the celebrated Belgian professor Lebesgue. L'opinion des experts circula. Les tireurs avaient montré beaucoup de vigueur et joué un peu lâche. La première partie du spectacle fut terminée par un très beau assaut entre Jacques Rival et le célèbre professeur belge Lebesgue. Rival greatly pleased the ladies. He was really a handsome fellow, well-made, supple, agile, and more graceful than any of those who had preceded him. He brought, even into his way of standing on guard and lunging, a certain fashionable elegance which pleased people, and contrasted with the energetic, but more commonplace style of his adversary. Rival plut beaucoup aux dames. C'était vraiment un bel homme, bien fait, souple, vigoureux et plus gracieux que tous ceux qui l'avaient précédé. Il apportait dans sa façon de se mettre en garde et de porter les bottes une certaine élégance mondaine qui plaisait et tranchait sur la manière énergique, mais plus vulgaire, de son adversaire. One can perceive the well-bred man at once, was the remark. He scored the last hit and was applauded. But for some minutes past a singular noise on the floor above had disturbed the spectators. It was a loud trampling, accompanied by noisy laughter. On disait, on reconnaît tout de suite l'homme du monde. Il toucha le dernier et fut applaudi. Mais depuis quelques minutes, un bruit singulier au plafond troublait les spectateurs. C'était un piétinement violent accompagné de gros rires. The 200 guests, who had not been able to get down into the cellar, were no doubt amusing themselves in their own way. On the narrow, winding staircase, 50 men were packed. The heat down below was getting terrible. Cries of more air, something to drink, were heard. Les 200 invités qui n'avaient pu descendre dans la cave s'amusaient sans doute à leur manière. Dans l'escalier étroit et tournant, 50 hommes étaient assez. La chaleur devenait terrible en bas. On criait, de l'air, à boire. The same joker kept on yelping in a shrill tone that rose above the murmur of conversation. Orgeat, lemonade, beer. Rival made his appearance, very flushed, and still in his fencing costume. I will have some refreshments brought, said he, and made his way to the staircase. Le même plaisant continuait à glapir d'une voix suraiguë qui dominait le brouhaha. Orgeat, limonade, bière. Rival parut, très rouge, toujours en costume d'escrime. Je vais faire descendre des rafraîchissements, dit-il, et il se dirigea vers l'escalier. But all communication with the ground floor was cut off. It would have been as easy to have pierced the ceiling as to have traversed the human wall piled up on the stairs. Rival called out, send down some ices for the ladies. 50 voices called out, some ices. Mais toute communication avec le rez-de-chaussée était coupée. Il eût été aussi facile de percer le plafond que de traverser cette muraille humaine entassée dans l'escalier. Rival cria, faites descendre des glaces pour les dames. 50 voix reprirent, des glaces. A tray at length made its appearance. But it only bore empty glasses, the refreshments having been snatched on the way. A loud voice shouted, we are suffocating down here. Get it over and let us be off. Another cried out. The collection. Un plateau parut enfin. Il ne portait que des verres vides, les rafraîchissements ayant été happés en route. Une grosse voix cria, on crève ici. Finissez et qu'on s'en aille. Une autre reprit, la quête. And the whole of the public gasping, but good-humored all the same, repeated, the collection, the collection. 6 ladies began to pass along between the seats, and the sound of money falling into the collecting bags could be heard. Et tout le public, haletant, mais bon enfant tout de même, répéta, la quête, la quête. 6 dames se mirent à circuler entre les banquettes, et on entendit le bruit de l'argent tombant dans les bourses. Duroy pointed out the celebrities to Madame Walter. They're the men of fashion and journalists, those attached to the great newspapers, the old established newspapers, which looked down upon the Vie Française with a certain reserve, the fruit of their experience. Duroy désignait les célébrités à Madame Walter. C'étaient des hommes du monde et des journalistes, ceux des grands journaux anciens et considérés qui regardaient la vie française avec une certaine réserve de l'expérience.
They had witnessed the death of so many of these politico-financial sheets, offspring of a suspicious partnership, and crushed by the fall of a ministry. There were also painters and sculptors, who are generally men with a taste for sport, a poet who was also a member of the Academy, and who was pointed out generally, and a number of distinguished foreigners. Ils avaient vu mourir tant de ces feuilles politico-financières nées d'une association louche et tuées par une chute de ministère. Il y avait aussi des peintres et des sculpteurs, qui sont généralement des hommes sportifs, un poète, membre de l'Académie, qu'on se montrait beaucoup, et plusieurs étrangers distingués. Someone called out, "Good day, my dear fellow." It was the Count de Vaudrec, making his excuses to the ladies. Duroy hastened to shake hands with him. On returning, he remarked, "What a charming fellow Vaudrec is. How thoroughly blood tells in him." Quelqu'un cria, "Bonjour, mon cher." C'était le comte de Vaudrec. S'excusant auprès des dames, Duroy s'empressa de lui serrer la main. En revenant, il dit, "Quel charmant homme que ce Vaudrec, comme on sent bien la race chez lui." Madame Walter did not reply. She was somewhat fatigued, and her bosom rose with an effort every time she drew breath, which caught the eye of Duroy. From time to time he caught her glance, a troubled, hesitating glance, which lighted upon him, and was at once averted, and he said to himself, What? Have I caught her too?" Madame Walter ne répondit pas. Elle était un peu fatiguée, et sa poitrine se soulevait péniblement à chaque respiration, ce qui attira l'attention de Duroy. Il surprenait de temps en temps son regard, un regard troublé, hésitant, qui se posait sur lui, puis se détournait aussitôt, et il se disait, "Tiens, tiens, est-ce que je l'aurais touchée, celle-là aussi?" The ladies who had been collecting passed to their seats, their bags full of gold and silver, and a fresh placard was hung in front of the platform, announcing a surprising novelty. The judges resumed their seats, and the public waited expectantly. Les dames qui étaient revinrent à leur place, les bourses pleines d'or et d'argent, et une nouvelle pancarte fut accrochée devant l'estrade, annonçant « Surprise charmante ». Les juges reprirent leur siège, et le public attendit. 2 women appeared, foil in hand and in fencing costume, dark tights, a very short petticoat halfway to the knee, and a plastron so padded above the bosom that it obliged them to keep their heads well up. 2 femmes parurent, le fleuret à la main, en costume d'escrime, maillot noir, jupe très courte, s'arrêtant au-dessus du genou, et plastron si rembourré sur la poitrine qu'il les forçait à tenir la tête haute. They were both young and pretty. They smiled as they saluted the spectators, and were loudly applauded. They fell on guard, amidst murmured gallantries and whispered jokes. An amiable smile graced the lips of the judges, who approved the hits with a low bravo. Elles étaient jeunes toutes deux et jolies. Elles souriaient en saluant le public et furent très applaudies. Elles se mirent en garde au milieu de galanteries murmurées et de plaisanteries à voix basse. Un sourire aimable errait sur les lèvres des juges qui appréciaient les bottes d'un petit bravo discret. The public warmly appreciated this bout, and testified this much to the 2 combatants, who kindled desire among the men, and awakened among the women the native taste of the Parisian for graceful indecency, naughty elegance, music-hall singers, and couplets from operettas. Le public goûta fort cet assaut et témoigna aux 2 combattantes une sympathie marquée qui allumait le désir chez les hommes et réveillait chez les femmes le goût inné de la Parisienne pour l'indécence gracieuse, l'élégance polissonne, la chanteuse de café-concert et les couplets d'opérette. Every time that one of the fencers lunged, a thrill of pleasure ran through the public. The one who turned her back to the seats, a plump back, caused eyes and mouths to open, and it was not the play of her wrist that was most closely scanned. They were frantically applauded. Chaque fois qu'une des tireuses portait une botte, un frisson de plaisir courait dans le public. Celle qui tournait le dos aux banquettes et qui avait le dos gras faisait ouvrir les yeux et les bouches, et ce n'était point le jeu de son poignet qu'on suivait le mieux. On les applaudit avec frénésie. A bout with swords followed, but no one looked at it, for the attention of all was occupied by what was going on overhead. For some minutes they had heard the noise of furniture being dragged across the floor, as though moving was in progress. Un assaut à l'épée suivit, mais personne ne le regardait, car l'attention de tous était occupée par ce qui se passait au-dessus.
Depuis quelques minutes, on entendait traîner des meubles sur le plancher, comme si on déménageait. Then all at once the notes of a piano were heard, and the rhythmic beat of feet moving in cadence was distinctly audible. The people above had treated themselves to a dance to make up for not being able to see anything. Puis, tout à coup, des notes de piano résonnèrent et on distingua nettement le bruit rythmé de pieds qui dansaient en mesure. Les gens dont s'était offert un bal pour se consoler de ne rien voir. A loud laugh broke out at first among the public in the fencing saloon, and then a wish for a dance being aroused among the ladies, they ceased to pay attention to what was taking place on the platform, and began to chatter out loud. Un gros rire éclata d'abord dans le public de la salle d'armes, puis l'envie de danser s'éveillant chez les dames, elles cessèrent de faire attention à ce qui se passait sur l'estrade et se mirent à causer tout haut. This notion of a ball got up by the latecomers struck them as comical. They must be amusing themselves nicely, and it must be much better up there. But two new combatants had saluted each other and fell on guard in such masterly style that all eyes followed their movements. Cette idée de bal improvisé par les retardataires leur semblait drôle. Ils devaient bien s'amuser là-haut, et ils devaient y faire bien meilleur. Mais deux nouveaux combattants venaient de se saluer et de se mettre en garde avec un tel style que tous les yeux suivirent leurs mouvements. They lunged and recovered themselves with such easy grace, such measured strength, such certainty, such sobriety in action, such correctness in attitude, such measure in their play, that even the ignorant were surprised and charmed. Ils portèrent et parèrent les bottes avec une grâce aisée, une force mesurée, une sûreté, une sobriété d'action, une correction d'attitude, une justesse de jeu qui surprirent et charmèrent même les ignorants. Their calm promptness, their skilled suppleness, their rapid motions, so nicely timed that they appeared slow, attracted and captivated the eye by their power of perfection. The public felt that they were looking at something good and rare, that two great artists in their own profession were showing them their best, all of skill, cunning, thought-out science, and physical ability that it was possible for two masters to put forth. Leur promptitude calme, leur souplesse savante, leurs mouvements rapides et si bien réglés qu'ils semblaient lents, attiraient et captivaient l'œil par la puissance de la perfection. Le public sentait qu'il voyait là quelque chose de beau et de rare, que deux grands artistes de leur métier lui montraient ce qu'ils avaient de meilleur, toute la finesse, la ruse, la science réfléchie et l'adresse physique que deux maîtres peuvent déployer. No one spoke now, so closely were they watched. Then, when they shook hands after the last hit, shouts of bravos broke out. People stamped and yelled. Everyone knew their names. They were Sergeant and Ravignac. Personne ne parlait plus, tant on les regardait avec attention. Puis, quand ils se serrèrent la main après la dernière botte, des cris de bravo éclatèrent. On trépigna, on hurla. Tout le monde connaissait leur nom, c'était Sergent et Ravignac. The excitable grew quarrelsome. Men looked at their neighbors with longings for a row. They would have challenged one another on account of a smile. Those who had never held a foil in their hand sketched attacks and parries with their canes. Les excités devinrent querelleurs. Les hommes regardaient leurs voisins avec des envies de querelle. On se serait provoqué pour un sourire. Ceux qui n'avaient jamais tenu un fleuret de leur vie esquissaient des attaques et des parades avec leurs cannes. But by degrees the crowd worked up the little staircase. At last they would be able to get something to drink. There was an outburst of indignation when they found that those who had got up the ball had stripped the refreshment buffet, and had then gone away, declaring that it was very impolite to bring together 200 people and not show them anything. Mais peu à peu la foule remonta le petit escalier. On allait enfin pouvoir boire. Quelque chose. Ce fut une explosion d'indignation quand on constata que ceux qui avaient organisé le bal avaient dévalisé le buffet, puis s'en étaient allés en déclarant qu'il était fort impoli de réunir 200 personnes sans rien leur montrer. There was not a cake, not a drop of champagne, syrup, or beer left, not a sweetmeat, not a fruit, nothing. They had sacked, pillaged, swept away everything. These details were related by the servants, who pulled long faces to hide their impulse to laugh right out. Il ne restait pas un gâteau, pas une goutte de champagne, de sirop ou de bière, pas une friandise, pas un fruit, rien. Ils avaient tout saccagé, pillé, nettoyé.
Ces détails étaient racontés par les domestiques qui faisaient des mines désolées pour cacher leur envie de rire tout à fait. The ladies were worse than the gentlemen, they asserted, and ate and drank enough to make themselves ill. It was like the story of the survivors after the sack of a captured town. There was nothing left but to depart. Les dames étaient pires que les messieurs, affirmait-il, et elles ont mangé et bu à se rendre malades. On eût dit l'histoire des survivants après le sac d'une ville prise. Il ne restait qu'à partir. Gentlemen openly regretted the 20 francs given at the collection. They were indignant that those upstairs should have feasted without paying anything. The lady patronesses had collected upwards of 3,000 francs. All expenses paid. There remained 220 for the orphans of the 6th arrondissement. Les messieurs regrettaient ouvertement leurs 20 francs de souscription. Ils s'indignaient que ceux d'en haut eussent festoyé sans rien débourser. Les dames patronesses avaient recueilli plus de 3,000 francs. Tous frais payés, il en restait 220 pour les orphelins du 6e arrondissement. Duroy, escorting the Walter family, waited for his landau. As he drove back with them, seated in face of Madame Walter, he again caught her caressing and fugitive glance, which seemed uneasy. He thought, hang it all. I fancy. She is nibbling, and smiled to recognize that he was really very lucky as regarded women. Duroy, reconduisant la famille Walter, attendait son landau. Comme il revenait avec elle, assis en face de Madame Walter, il surprit encore son regard caressant et fuyant qui semblait inquiet. Ayel pensa, Victor. Je crois qu'elle mord, et il sourit en reconnaissant qu'il était décidément très heureux avec les femmes. For Madame de Morel, since the recommencement of their amour, seemed frantically in love with him. He returned home joyously. Madeleine was waiting for him in the drawing-room. I have some news, said she. The Morocco business is getting into a complication. Car Madame de Marelle, depuis la reprise de leurs amours, semblait l'aimer avec frénésie. Ayel rentra joyeusement. Madeleine l'attendait au salon. J'ai des nouvelles, dit-elle. L'affaire du Maroc se complique. France may very likely send out an expeditionary force within a few months. At all events, the opportunity will be taken of it to upset the ministry, and Laroche Mathieu will profit by this to get hold of the portfolio of foreign affairs. La France enverra très probablement un corps expéditionnaire dans quelques mois. En tout cas, on profitera de cela pour renverser le ministère et Laroche-Mathieu bénéficiera de cette occasion pour s'emparer du portefeuille des affaires étrangères. Duroy, to tease his wife, pretended not to believe anything of the kind. They would never be mad enough to recommence the Tunisian bungle over again. But she shrugged her shoulders impatiently, saying, But I tell you yes, I tell you yes. You don't understand that it is a matter of money. Duroy, pour taquiner sa femme, affecta de ne rien croire de pareil. On ne serait jamais assez fou pour recommencer la bêtise tunisienne. Mais elle haussa les épaules avec impatience. Mais je te dis que si, je te dis que si. Tu ne comprends donc pas que c'est une question d'argent. Nowadays, in political complications, we must not ask, who is the woman, but what is the business? He murmured bah, in a contemptuous tone, in order to excite her, and she, growing irritated, exclaimed, You are just as stupid as Forestier. Aujourd'hui, dans les complications politiques, il ne faut plus demander, qui est la femme, mais quelle est l'affaire? Il murmura, bah, d'un ton de mépris pour l'exciter, et elle, s'irritant, s'écria, Tu es aussi bête que Forestier. She wished to wound him, and expected an outburst of anger. But he smiled and replied, As that cuckold of a Forestier? She was shocked and murmured, Oh, George. He wore an insolent and chaffing air as he said, Well, what? Did you not admit to me, the other evening, that Forestier was a cuckold? Elle voulait le blesser et s'attendait à un éclat de colère. Mais il sourit et répondit, comme ce cocu de Forestier. Elle fut saisie et murmura, Oh, George. Il avait un air insolent et narquois. Eh bien, quoi? Ne m'avez-vous pas avoué l'autre soir que Forestier était cocu? And he added, Poor devil, in a tone of pity. Madeleine turned her back on him, disdaining to answer, and then, after a moment's silence, resumed, We shall have visitors on Tuesday.
Madame Laroche Mathieu is coming to dinner with the Viscountess de Percimer. Et il ajouta, pauvre diable, d'un ton apitoyé. Madeleine lui tourna le dos, dédaignant de répondre. Puis, après un silence, elle reprit. Nous aurons du monde mardi. Madame Laroche-Mathieu vient dîner avec la Vicomtesse de Percemur. Will you invite Rival and Norbert de Varenne? I will call tomorrow and ask Madame Walter and Madame de Morel. Perhaps we shall have Madame Risselin, too. For some time past she had been strengthening her connections, making use of her husband's political influence to attract to her house, willy-nilly, the wives of the senators and deputies who had need of the support of the Vie Française. Veux-tu inviter Rival et Norbert de Varenne? J'irai demain prier Madame Walter et Madame de Marelle. Nous aurons peut-être aussi Madame Rissolin. Depuis quelque temps, elle consolidait ses relations, utilisant l'influence politique de son mari pour attirer chez elle, bon gré mal gré, les femmes des sénateurs et des députés qui avaient besoin de l'appui de la vie française. George replied, Very well. I will see about Rival and Norbert. He was satisfied and rubbed his hands, for he had found a good trick to annoy his wife and gratify the obscure rancor, the undefined and gnawing jealousy born in him since their drive in the bois. Georges répondit, C'est entendu. Je m'occuperai de Rival et de Norbert. Il était content et se frottait les mains, car il avait trouvé un bon moyen d'agacer sa femme et de satisfaire la rancune obscure, la jalousie indéfinie et rongeante née en lui depuis leur promenade au bois. He would never speak of Forestier again without calling him cuckold. He felt very well that this would end by enraging Madeleine. And half a score of times in the course of the evening, he found means to mention with ironical good humor the name of that cuckold of a Forestier. Il ne parlerait plus jamais de Forestier, sans l'appeler cocu. Il sentait bien que cela finirait par exaspérer Madeleine. Et une dizaine de fois, dans la soirée, il trouva moyen de prononcer avec une bonne humeur ironique le nom de ce cocu de Forestier. He was no longer angry with the dead. He was avenging him. His wife pretended not to notice it, and remained smilingly indifferent. The next day, as she was to go and invite Madame Walter, he resolved to forestall her in order to catch the latter alone, and see if she really cared for him. Il n'en voulait plus aux morts. Il le vengeait. Sa femme feignait de ne point remarquer et demeurait souriante et indifférente. Le lendemain, comme elle devait aller inviter Madame Walter, il résolut de la devancer pour prendre celle-ci en tête-à-tête et voir si elle s'intéressait vraiment à lui. It amused and flattered him. And then, why not, if it were possible? He arrived at the Boulevard Malherbe about 2, and was shown into the drawing-room, where he waited till Madame Walter made her appearance, her hand outstretched with pleased eagerness, saying, What good wind brings you hither? Cela l'amusait et le flattait. Et puis, pourquoi pas, si c'était possible? Il arriva boulevard Malherbe vers 2 heures et fut introduit au salon, où il attendit que Madame Walter parût, lui tendant la main avec un empressement joyeux. Quel bon vent vous amène? No good wind, but the wish to see you. Some power has brought me here, I do not know why, for I have nothing to say to you. I came, here I am. Will you forgive me this early visit and the frankness of this explanation? Aucun bon vent, mais l'envie de vous voir. Une force m'a poussé ici, je ne sais laquelle, car je n'avais rien à vous dire. Je suis venu. Me voici. Me pardonnerez-vous cette visite matinale et la franchise de cet aveu? He uttered this in a gallant and jesting tone, with a smile on his lips. She was astonished and colored somewhat, stammering, But really, I do not understand, you surprise me. He observed, It is a declaration made to a lively tune, in order not to alarm you. Il dit cela d'un ton galant et badin, avec un sourire sur les lèvres. Elle fut surprise et rougit un peu en balbutiant. Mais vraiment, je ne comprends pas, vous me surprenez. Il reprit, c'est une déclaration faite sur un air gai pour ne point vous effrayer. They had sat down in front of one another. She took the matter pleasantly, saying, A serious declaration? Yes. For a long time I have been wanting to utter it, for a very long time. But I dared not. They say you are so strict, so rigid. She had recovered her assurance and observed, Why today, then? Il s'était assis l'un en face de l'autre. Elle prit la chose en plaisantant. Une déclaration sérieuse. Oui, madame.
Voilà longtemps que j'avais envie de vous la faire, très longtemps. Mais je n'osais. On vous dit si sévère, si rigide. Elle avait repris son assurance et demanda, pourquoi aujourd'hui plutôt qu'un autre jour? I do not know. Then lowering his voice, he added, or rather, because I have been thinking of nothing but you since yesterday. She stammered, growing suddenly pale. Come, enough of nonsense. Let us speak of something else. Je ne sais pas. Puis, baissant la voix, ou plutôt parce que je ne pense plus qu'à vous depuis hier. Elle balbutia, devenant soudain toute pâle. Voyons, assez de folie. Parlons d'autre chose. But he had fallen at her feet so suddenly that she was frightened. She tried to rise, but he kept her seated by the strength of his arms passed round her waist, and repeated in a voice of passion, Yes, it is true that I have loved you madly for a long time past. Mais il s'était jeté brusquement à ses genoux, si vite qu'elle eut peur. Elle voulut se lever. Il la retint assise de force, par la force de ses bras noués autour de sa taille, et il répétait d'une voix passionnée, Oui, c'est vrai que je vous aime éperdument depuis longtemps. Do not answer me. What would you have? I am mad. I love you. Oh, if you knew how I love you. She was suffocating, gasping, and strove to speak, without being able to utter a word. She pushed him away with her two hands, having seized him by the hair to hinder the approach of the mouth that she felt coming toward her own. Ne me répondez pas. Que voulez-vous? Je suis fou, je vous aime. Oh, si vous saviez comme je vous aime. Elle suffoquait, haletait, et cherchait à parler sans pouvoir prononcer un mot. Elle le repoussait de ses deux mains, le tenant par les cheveux pour éviter l'approche de cette bouche qu'elle sentait venir vers la sienne. She kept turning her head from right to left, and from left to right with a rapid motion, closing her eyes, in order no longer to see him. He touched her through her dress, handled her, pressed her, and she almost fainted under his strong and rude caress. Et elle tournait sa tête de droite et de gauche à droite d'un mouvement rapide, fermant les yeux pour ne plus le voir. Il la touchait à travers sa robe, la maniait, la pétrissait, et elle défaillait sous cette caresse brutale et forte. He rose suddenly and sought to clasp her to him, but, free for a moment, she had managed to escape by throwing herself back, and she now fled from behind one chair to another. He felt that pursuit was ridiculous, and he fell into a chair, his face hidden by his hands, feigning convulsive sobs. Il se releva d'un bond et voulut la saisir, mais, libre une seconde, elle avait fui, et maintenant elle se sauvait derrière les fauteuils. Il jugea que la poursuite était ridicule, et il tomba dans un fauteuil, la figure dans ses mains, en feignant de sangloter convulsivement. Then he got up, exclaimed farewell, farewell, and rushed away. He quietly took a stick in the hall and gained the street, saying to himself, By Jove, I believe it is all right there. And he went into a telegraph office to send a wire to Clotilde, making an appointment for the next day. Puis il se releva, cria, Adieu, adieu, et s'enfuit. Il prit tranquillement sa canne dans l'antichambre et gagna la rue en se disant, Christi, je crois que ça y est, et il entra dans un bureau de télégraphe pour envoyer une dépêche à Clotilde, lui donnant rendez-vous le lendemain. On returning home at his usual time, he said to his wife, Well, have you secured all the people for your dinner? She answered, Yes, there is only Madame Walter, who is not quite sure whether she will be free to come. She hesitated and talked about I don't know what, an engagement her conscience. En rentrant chez lui à l'heure habituelle, il dit à sa femme, Eh bien, as-tu fait toutes tes invitations pour ton dîner? Elle répondit, Oui, il n'y a que Madame Walter qui ne soit pas bien sûre de pouvoir venir. Elle hésitait, elle parlait d'un engagement, de sa conscience, je ne sais quoi. In short, she seemed very strange. No matter, I hope she will come all the same. He shrugged his shoulders, saying, Oh, yes, she'll come. He was not certain, however, and remained anxious until the day of the dinner. Enfin, elle avait l'air très drôle. N'importe, j'espère qu'elle viendra tout de même. Il haussa les épaules. Mais oui, elle viendra. Il n'en était pas sûr pourtant, et il demeura inquiet jusqu'au jour du dîner. That very morning Madeleine received a note from her. I have managed to get free from my engagements with great difficulty, and shall be with you this evening. But my husband cannot accompany me. Duroy thought, I did very well indeed not to go back. She has calmed down. Attention.
Le matin même, Madeleine reçut un mot d'elle. Je me suis arrangé à grand-peine pour me libérer et je viendrai ce soir. Mais mon mari ne pourra m'accompagner. Duroy pensa. J'ai très bien fait de ne pas y retourner. La voix la calmait. Attention. He, however, awaited her appearance with some slight uneasiness. She came, very calm, rather cool, and slightly haughty. He became humble, discreet, and submissive. Madame Laroche-Mathieu and Madame Rissolin accompanied their husbands. Il attendit cependant son arrivée avec quelque inquiétude. Elle vint, très calme, un peu froide même et un peu hautaine. Il se fit humble, discret et soumis. Madame Laroche-Mathieu et Madame Rissolin accompagnaient leur mari. The Viscountess de Percimer talked society. Madame de Morel looked charming in a strangely fanciful toilet, a species of Spanish costume in black and yellow, which set off her neat figure, her bosom, her rounded arms, and her bird-like head. La Vicomtesse de Percimer causait société. Madame de Marelle était charmante dans une toilette étrange et fantasque, une sorte de costume espagnol noir et jaune qui moulait sa taille fine, sa gorge, ses bras ronds et sa tête d'oiseau. Duroy had Madame Walter on his right hand, and during dinner only spoke to her on serious topics, and with an exaggerated respect. From time to time, he glanced at Clotilde. She is really prettier and fresher looking than ever, he thought. Duroy avait Madame Walter à sa droite et pendant le dîner ne lui parla que de choses graves avec un respect exagéré. Il jetait, de temps en temps, un coup d'œil vers Clotilde. Elle est vraiment plus jolie et plus fraîche que jamais, pensait-il. Then his eyes returned to his wife, whom he found not bad-looking either, although he retained towards her a hidden, tenacious, and evil anger. But Madame Walter excited him by the difficulty of victory, and by that novelty always desired by man. Puis ses yeux revenaient vers sa femme qu'il ne trouvait pas mal non plus, bien qu'il gardât contre elle une rancune cachée, tenace et méchante. Mais Madame Walter l'excitait par la difficulté de la conquête et par cette nouveauté toujours désirée par l'homme. She wanted to return home early. I will escort you, said he. She refused, but he persisted, saying, Why will not you permit me? You will wound me keenly. Do not let me think that you have not forgiven me. You see how quiet I am. Elle voulut s'en aller de bonne heure. Je vais vous reconduire, dit-il. Elle refusa, mais il insista. Pourquoi ne me le permettez-vous pas? Vous me feriez beaucoup de peine. Ne me laissez pas croire que vous ne m'avez point pardonné. Vous voyez comme je suis sage. She answered, But you cannot abandon your guests like that. He smiled. But I shall only be away 20 minutes. They will not even notice it. If you refuse, you will cut me to the heart. She murmured, Well, then I agree. Elle répondit, Vous ne pouvez pourtant pas abandonner ainsi vos invités. Il sourit, mais je n'en ai que pour 20 minutes. On ne s'apercevra seulement pas de mon absence. Si vous refusez, vous me fendez le cœur. Elle murmura, Eh bien, j'accepte. But as soon as they were in the carriage, he seized her hand, and, kissing it passionately, exclaimed, I love you, I love you. Let me tell you that much. I will not touch you. I only want to repeat to you that I love you. Mais dès qu'ils furent dans la voiture, il lui saisit la main, la baisant avec emportement. Je vous aime, je vous aime. Laissez-moi vous le dire seulement. Je ne vous toucherai pas. Je veux seulement vous répéter que je vous aime. She stammered, Oh, after what you promised me. This is wrong, very wrong. He appeared to make a great effort, and then resumed in a restrained tone, There you see how I master myself. And yet, but let me only tell you that I love you, and repeat it to you every day. Yes, let me come to your house and kneel down for 5 minutes at your feet to utter those 3 words while gazing on your beloved face. Elle balbutia. Après ce que vous m'aviez promis. C'est mal, très mal. Il parut faire un grand effort, puis il reprit d'un ton contenu. Tenez, vous donc comme je me domine. Et pourtant. Mais laissez-moi seulement vous dire que je vous aime et vous le répétez chaque jour. Oui, laissez-moi aller chez vous m'agenouiller 5 minutes à vos pieds pour prononcer ces 3 mots en regardant votre chère figure. She had yielded her hand to him, and replied pantingly, No, I cannot, I will not. Think of what would be said of the servants, of my daughters. No, no, it is impossible. He went on,
I can no longer live without seeing you. Elle lui avait abandonné sa main et répondait haletante. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Songez à ce qu'on dirait, aux domestiques, à mes filles. Non, non, c'est impossible. Il continuait, je ne peux plus vivre sans vous voir. Whether at your house or elsewhere, I must see you if only for a moment every day, to touch your hand, to breathe the air stirred by your dress, to gaze on the outline of your form, and on your great calm eyes that madden me. Chez vous ou ailleurs, il faut que je vous voie, ne fût-ce qu'une minute, chaque jour, que je touche votre main, que je respire l'air remué par votre robe, que je contemple votre taille et vos grands yeux tranquilles qui m'affolent. She listened, quivering, to this commonplace love song and stammered. No, it is out of the question. He whispered in her ear, understanding that he must capture her by degrees, this simple woman, that he must get her to make appointments with him, where she would at first, where he wished afterwards. Elle écoutait, frémissante, cette banale chanson d'amour, et elle balbutia. Non, c'est impossible. Il lui murmura dans l'oreille, comprenant qu'il fallait prendre par degrés cette femme simple, qu'il fallait l'amener à lui donner des rendez-vous d'abord où elle voudrait, puis où il voudrait. Listen, I must see you. I shall wait for you at your door like a beggar, but I will see you tomorrow. She repeated, No, do not come. I shall not receive you. Think of my daughters. Then tell me where I shall meet you, in the street, no matter where, at whatever hour you like, provided I see you. Écoutez, il faut que je vous voie. J'irai rôder devant votre porte comme un mendiant, mais je vous verrai demain. Elle répétait, Non, ne venez pas, je ne vous recevrai point. Songez à mes filles. Alors, dites-moi où je vous rencontrerai, dans la rue, n'importe où, à l'heure que vous voudrez, pourvu que je vous voie. I will bow to you. I will say I love you, and I will go away. She hesitated, bewildered. And as the brougham entered the gateway of her residence, she murmured hurriedly, Well, then, I shall be at the Church of the Trinity tomorrow at 3:30. Je vous saluerai, je vous dirai je vous aime, et je m'en irai. Elle hésitait, éperdue. Et comme le coupé s'engageait sous la voûte de son hôtel, elle murmura très vite, Eh bien, je serai demain à la Trinité, à 3:30. Then, having alighted, she said to her coachman, Drive Monsieur Duroy back to his house. As he re-entered his home, his wife said, Where did you get to? He replied in a low tone, I went to the telegraph office to send off a message. Puis, ayant mis pied à terre, elle dit à son cocher, Reconduisez Monsieur Duroy chez lui. Comme il rentrait dans son logis, sa femme lui dit, Où avais-tu été? Il répondit à voix basse, Au télégraphe envoyé une dépêche. Madame de Morel approached them. You will see me home, pretty boy, said she. You know I only came such a distance to dinner on that condition. And turning to Madeleine, she added, You are not jealous? Madame Duroy answered slowly, Not overmuch. Madame de Morel s'approcha d'eux. Vous me reconduisez, Bel Ami? Dit-elle. Vous savez que je ne suis venu dîner si loin qu'à cette condition. Et se tournant vers Madeleine, Tu n'es pas jalouse? Madame Duroy répondit lentement, Pas trop. The guests were taking their leave. Madame Laroche Mathieu looked like a housemaid from a country. She was the daughter of a notary, and had been married to the deputy when he was only a barrister of small standing. Les invités s'en allaient. Madame Laroche Mathieu avait l'air d'une femme de chambre de province. C'était la fille d'un notaire, et elle avait épousé le député quand il n'était qu'avocat sans cause. Madame Risselin, old and stuck-up, gave one the idea of a midwife whose fashionable education had been acquired through a circulating library. The Viscountess de Percimer looked down upon them. Her lily fingers touched these vulgar hands with repugnance. Madame Risselin, vieille et prétentieuse, faisait songer à une sage-femme de la haute société dont l'éducation mondaine se serait faite dans un cabinet de lecture. La vicomtesse de Percemur les dédaignait toutes. Ses doigts de lys touchaient ses mains vulgaires avec dégoût. Clotilde, wrapped in lace, said to Madeleine as she went out, Your dinner was perfection. In a little while you will have the leading political drawing-room in Paris. As soon as she was alone with George, she clasped him in her arms, exclaiming, Oh, my darling pretty boy, I love you more and more every day.
Clotilde, enveloppée de dentelle, dit à Madeleine en s'en allant. Ton dîner était parfait. Tu auras dans peu le premier salon politique de Paris. D. Qu'elle fut seule avec Georges, elle le serra dans ses bras en s'écriant « Oh, mon chéri Bel Ami, je t'aime de plus en plus chaque jour. » The place de la Trinite lay, almost deserted, under a dazzling July sun. An oppressive heat was crushing Paris. It was as though the upper air, scorched and deadened, had fallen upon the city, a thick, burning air that pained the chests inhaling it. La place de la Trinité s'étendait, presque déserte, sous un soleil de juillet éblouissant. Une chaleur oppressante écrasait Paris. C'était comme si l'air supérieur, brûlé et mort, était tombé sur la ville, un air épais et brûlant qui faisait mal aux poitrines qui le respiraient. The fountains in front of the church fell lazily. They seemed weary of flowing, tired out, limp, too, and the water of the basins, in which leaves and bits of paper were floating, looked greenish, thick and glaucous. Les fontaines devant l'église tombaient paresseusement. Elles semblaient lasses de couler, épuisées, molles aussi, et l'eau des bassins, où flottaient des feuilles et des bouts de papier, paraissait verdâtre, épaisse et glauque. A dog, having jumped over the stone rim, was bathing in the dubious fluid. A few people, seated on the benches of the little circular garden skirting the front of the church, watched the animal curiously. Un chien ayant sauté par-dessus le rebord de pierre se baignait dans le liquide douteux. Quelques personnes, assises sur les bancs du petit jardin circulaire qui bordait le devant de l'église, regardaient l'animal avec curiosité. Duroy pulled out his watch. It was only 3 o'clock. He was half an hour too soon. He laughed as he thought of this appointment. Churches serve for anything as far as she is concerned, said he to himself. Duroy tira sa montre. Il n'était que 3 heures. Il avait une demi-heure d'avance. Il rit en pensant à ce rendez-vous. Les églises servent à tout en ce qui la concerne, se dit-il. They console her for having married a Jew, enable her to assume an attitude of protestation in the world of politics, and a respectable one in that of fashion, and serve as a shelter to her gallant rendezvous. Et la console d'avoir épousé un juif lui permettent de prendre une attitude de protestation dans le monde politique et une attitude respectable dans celui de la mode et servent d'abri à ses rendez-vous galants. So much for the habit of making use of religion as an umbrella. If it is fine, it is a walking stick. If sunshiny, a parasol. If it rains, a shelter. And if one does not go out, why, one leaves it in the hall. Voilà bien l'habitude de se servir de la religion comme d'un parapluie. S'il fait beau, c'est une canne. S'il fait soleil, un parasol. S'il pleut, un abri. Et si on ne sort pas, eh bien, on le laisse dans le vestibule. And there are hundreds like that who care for God about as much as a cherry stone, but who will not hear him spoken against. If it were suggested to them to go to a hotel, they would think it infamous, but it seems to them quite simple to make love at the foot of the altar. Et il y en a des centaines comme ceux-là qui se soucient de Dieu à peu près autant que d'un noyau de cerises, mais qui ne veulent pas l'entendre mal parler. Si on leur proposait d'aller à l'autel, elles trouveraient cela infâme, mais il leur semble tout simple de faire l'amour au pied de l'autel. He walked slowly along the edge of the fountain, and then again looked at the church clock, which was 2 minutes faster than his watch. It was 5 minutes past 3. He thought that he would be more comfortable inside, and entered the church. Il marcha lentement le long du bord de la fontaine, puis regarda de nouveau l'horloge de l'église, qui avançait de 2 minutes sur sa montre. Il était 3h05. Il pensa qu'il serait plus à l'aise à l'intérieur et entra dans l'église. The coolness of a cellar assailed him. He breathed it with pleasure, and then took a turn round the nave to reconnoiter the place. Other regular footsteps, sometimes halting, and then beginning anew, replied from the further end of the vast pile to the sound of his own, which rang sonorously beneath the vaulted roof. La fraîcheur d'une cave l'assaillit, il la respira avec plaisir, puis fit un tour dans la nef pour reconnaître les lieux. D'autres pas réguliers, s'arrêtant parfois puis reprenant, répondaient du fond du vaste édifice au bruit des siens, qui résonnait sous la voûte. A curiosity to know who this other promenader was seized him.
It was a stout, bald-headed gentleman who was strolling about with his nose in the air and his hat behind his back. Here and there an old woman was praying, her face hidden in her hands. Une curiosité de savoir qui était cet autre promeneur le saisit. C'était un monsieur gros et chauve qui se promenait le nez en l'air, son chapeau derrière le dos. Ça et là, une vieille femme priait, le visage caché dans ses mains. A sensation of solitude and rest stole over the mind. The light, softened by the stained glass windows, was refreshing to the eyes. Duroy thought that it was deucedly comfortable inside there. He returned towards the door and again looked at his watch. It was still only 3:15. Une sensation de solitude et de repos envahit l'esprit. La lumière, adoucie par les vitraux, reposait les yeux. Duroy pensa qu'il faisait diablement bon là-dedans. Il revint vers la porte et regarda encore sa montre. Il n'était encore que 3:15. He sat down at the entrance to the main aisle, regretting that one could not smoke a cigarette. The slow footsteps of the stout gentleman could still be heard at the further end of the church, near the choir. Il s'assit à l'entrée de la grande allée, regrettant qu'on ne pût pas fumer une cigarette. Les palans du gros monsieur s'entendaient encore au fond de l'église, près du chœur. Someone came in, and George turned sharply round. It was a poor woman in a woolen skirt, who fell on her knees close to the first chair, and remained motionless, with clasped hands, her eyes turned to heaven, her soul absorbed. In prayer. Quelqu'un entra, et Georges se retourna vivement. C'était une pauvre femme en jupe de laine, qui tomba à genoux près de la première chaise et demeura immobile, les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, l'âme absorbée dans la prière. Duroy watched her with interest, asking himself what grief, what pain, what despair could have crushed her heart. She was worn out by poverty, it was plain. She had, perhaps, too, a husband who was beating her to death, or a dying child. Duroy l'observa avec intérêt, se demandant quelle douleur, quelle peine, quel désespoir avait pu briser son cœur. Elle était épuisée par la pauvreté, c'était évident. Elle avait peut-être aussi un mari qui la battait à mort ou un enfant mourant. He murmured mentally, "Poor creatures. How some of them do suffer." Anger rose up in him against pitiless nature. Then he reflected that these poor wretches believed, at any rate, that they were taken into consideration up above, and that they were duly entered in the registers of heaven with a debtor and creditor balance. Il murmura mentalement, "Pauvre créature, comme certaines d'entre elles souffrent." La colère monta en lui contre la nature impitoyable. Puis il réfléchit que ces pauvres misérables croyaient, en tout cas, qu'elles étaient prises en considération là-haut, et qu'elles étaient dûment inscrites dans les registres du ciel avec un solde débiteur et créditeur. Up above, and Duroy, whom the silence of the church inclined to sweeping reflections, judging creation at a bound, muttered contemptuously, "What bosh all that sort of thing is." The rustle of a dress made him start. It was she. Là-haut. Et Duroy, que le silence de l'église inclinait aux réflexions générales, jugeant la création d'un bon, murmura avec mépris. Que de bêtises tout cela. Le froissement d'une robe le fit tressaillir. C'était elle. He rose and advanced quickly. She did not hold out her hand, but murmured. In a low voice, "I have only a few moments. I must get back home. Kneel down near me, so that we may not be noticed." Il se leva et s'avança rapidement. Elle ne lui tendit pas la main, mais murmura à voix basse, « Je n'ai que quelques instants. Il faut que je rentre chez moi. Agenouillez-vous près de moi, pour qu'on ne nous remarque pas. » And she advanced up the aisle, seeking a safe and suitable spot, like a woman well acquainted with the place. Her face was hidden by a thick veil, and she walked with careful footsteps that could scarcely be heard. Et elle s'avança dans l'allée, cherchant un endroit sur le convenable, comme une femme bien familière avec les lieux. Son visage était caché par un épais voile, et elle marchait à pas prudents qu'on entendait à peine. When she reached the choir, she turned and muttered, in that mysterious tone of voice we always assume in church, "The side aisles will be better. We are too much in view here." She bowed low to the high altar, turned to the right, and returned a little way towards the entrance. Then, making up her mind,
She took a chair and knelt down. Quand elle atteignit le chœur, elle se retourna et murmura, de ce ton mystérieux qu'on prend toujours dans l'église, les bas-côtés vaudront mieux. Nous sommes trop en vue ici. Elle s'inclina profondément devant le maître-autel, tourna à droite et revint un peu vers l'entrée. Puis, se décidant, elle prit une chaise et s'agenouilla. George took possession of the next one to her, and as soon as they were in an attitude of prayer began, Thanks. Oh, thanks. I adore you. I should like to be always telling you so, to tell you how I began to love you, how I was captivated the first time I saw you. Will you allow me some day to open my heart to tell you all this? Georges s'empara de celle qui était à côté d'elle, et dès qu'ils furent en attitude de prière, commença. Merci. Oh, merci. Je vous adore. Je voudrais vous le dire toujours, vous dire comment j'ai commencé à vous aimer, comment j'ai été séduit la première fois que je vous ai vu. Me permettrez-vous un jour d'ouvrir mon cœur pour vous dire tout cela? She listened to him in an attitude of deep meditation, as if she heard nothing. She replied between her fingers, I am mad to allow you to speak to me like this, mad to have come here, mad to do what I am doing, mad to let you believe that this adventure can have any issue. Forget all this. You must, and never speak to me again of it. Elle l'écoutait dans une attitude de profonde méditation, comme si elle n'entendait rien. Elle répondit entre ses doigts, Je suis folle de vous permettre de me parler ainsi, folle d'être venue ici, folle de faire ce que je fais, folle de vous laisser croire que, Kay, cette aventure peut avoir une issue. Oubliez tout cela, il le faut, et ne m'en parlez plus jamais. She paused. He strove to find an answer, decisive and passionate words, but not being able to join action to words, was partially paralyzed. He replied, I expect nothing, I hope for nothing. I love you. Whatever you may do, I will repeat it to you so often, with such power and ardor, that you will end by understanding it. Elle se tut. Il s'efforça de trouver une réponse, des mots décisifs et passionnés, mais ne pouvant joindre l'action aux paroles, il était en partie paralysé. Il répondit, Je n'attends rien, je n'espère rien. Je vous aime. Quoi que vous fassiez, je vous le répéterai si souvent, avec tant de force et d'ardeur, que vous finirez par le comprendre. I want to make my love penetrate you, to pour it into your soul, word by word, hour by hour, day by day, so that at length it impregnates you like a liquid, falling drop by drop, softens you, mollifies you, and obliges you later on to reply to me. I love you too. Je veux faire pénétrer mon amour en vous, le verser dans votre âme, mot par mot, heure par heure, jour par jour, si bien qu'à la fin il vous imprègne comme un liquide, tombant goutte à goutte, vous attendrit, vous amollit, et vous oblige plus tard à me répondre, moi aussi, je vous aime. He felt her shoulder trembling against him, and her bosom throbbing, and she stammered, abruptly, I love you too. He started as though he had received a blow, and sighed, Good God. Il sentit son épaule trembler contre lui et sa poitrine palpiter, et elle balbutia, brusquement, Moi aussi, je vous aime. Il tressaillit comme s'il avait reçu un coup, et soupira, Mon Dieu. She replied in panting tones, Ought I to have told you that? I feel I am guilty and contemptible. I, who have 2 daughters, but I cannot help it, I cannot help it. I could not have believed, I should never have thought, but it is stronger than I. Elle répondit, d'une voix haletante, Aurais-je dû vous dire cela? Je me sens coupable et méprisable. Moi, qui ai 2 filles, mais je n'y peux rien, je n'y peux rien. Je n'aurais pu croire, je n'aurais jamais pensé. Mais c'est plus fort que moi. Listen, listen. I have never loved anyone but you, I swear it. And I have loved you for a year past in secret, in my secret heart. Oh, I have suffered and struggled till I can do, so no more. I love you. Écoutez, écoutez, je n'ai jamais aimé personne d'autre que vous, je le jure. Et je vous aime depuis 1 an en secret, dans mon cœur secret. Oh, j'ai souffert et lutté jusqu'à ne plus pouvoir le faire. Je vous aime. She was weeping, with her hands crossed in front of her face, and her whole frame was quivering, shaken by the violence of her emotion. George murmured, Give me your hand, that I may touch it, that I may press it. Elle pleurait, les mains croisées devant son visage, et tout son corps tremblait, secoué par la violence de son émotion. Georges murmura, Donnez-moi votre main, que je la touche, que je la presse. She slowly withdrew her hand from her face.
He saw her cheek, quite wet, and a tear ready to fall on her lashes. He had taken her hand and was pressing it, saying, "Oh, how I should like to drink your tears." Elle retira lentement sa main de son visage. Il vit sa joue toute mouillée et une larme prête à tomber sur ses cils. Il avait pris sa main et la pressait, disant, "Oh, comme je voudrais boire vos larmes." She said in a low and broken voice, which resembled a moan, "Do not take advantage of me. I am lost." He felt an impulse to smile. How could he take advantage of her in that place? He placed the hand he held upon his heart, saying, "Do you feel it beat?" For he had come to the end of his passionate phrases. Elle dit, d'une voix basse et brisée, qui ressemblait à un gémissement, "N'abusez pas de moi, je suis perdu." Il eut l'impulsion de sourire. Comment pourrait-il abuser d'elle en ce lieu? Il plaça la main qu'il tenait sur son cœur, disant, "Sentez-vous qu'il bat?" Car il était arrivé au bout de ses phrases passionnées. For some moments past the regular footsteps of the promenader had been coming nearer. He had gone the round of the altars, and was now, for the second time at least, coming down the little aisle on the right. Depuis quelques instants, les pas réguliers du promeneur se rapprochaient. Il avait fait le tour des autels et descendait maintenant, pour la seconde fois au moins, la petite allée de droite. When Madame Walter heard him close to the pillar which hid her, she snatched her fingers from George's grasp, and again hid her face. And both remained motionless, kneeling as though they had been addressing fervent supplications to heaven together. Quand Madame Walter l'entendit près du pilier qui la cachait, elle arracha ses doigts de l'étreinte de Georges et cacha de nouveau son visage. Et tous deux demeurèrent immobiles, agenouillés comme s'ils avaient adressé ensemble de ferventes supplications au ciel. The stout gentleman passed close to them, cast an indifferent look upon them, and walked away to the lower end of the church, still holding his hat behind his back. Duroy, who was thinking of obtaining an appointment elsewhere than at the Church of the Trinity, murmured, "Where shall I see you tomorrow?" Le gros monsieur passa près d'eux, leur jeta un regard indifférent et s'éloigna vers le bas de l'église, tenant toujours son chapeau derrière son dos. Duroy, qui pensait à obtenir un rendez-vous ailleurs qu'à l'église de la Trinité, murmura, "Où vous verrai-je demain?" She did not answer. She seemed lifeless, turned into a statue of prayer. He went on, "Tomorrow, will you let me meet you in the Parc Monceau?" She turned towards him her again uncovered face, a livid face, contracted by fearful suffering, and in a jerky voice ejaculated, leave me now. Go away, only for 5 minutes." Elle ne répondit pas. Elle semblait sans vie, changée en statue de prière. Il continua, "Demain, me permettrez-vous de vous rencontrer au Parc Monceau?" Elle tourna vers lui son visage de nouveau découvert, un visage livide, contracté par une affreuse souffrance, et d'une voix saccadée s'écria, Laissez-moi maintenant. Partez, seulement 5 minutes. I suffer too much beside you. I want to pray, and I cannot. Go away, let me pray alone for 5 minutes. I cannot. Let me implore God to pardon me, to save me. Leave me for 5 minutes. Je souffre trop près de vous. Je veux prier, et je ne peux pas. Partez, laissez-moi prier seul 5 minutes. Je ne peux pas. Laissez-moi implorer Dieu de me pardonner, de me sauver. Laissez-moi 5 minutes. Her face was so upset, so full of pain, that he rose without saying a word, and then, after a little hesitation, asked, "Shall I come back presently?" She gave a nod which meant, "Yes, presently," and he walked away towards the choir. Then she strove to pray. Son visage était si bouleversé, si plein de douleur, qu'il se leva sans dire un mot, puis, après une légère hésitation, demanda « Reviendrai-je tout à l'heure ?» Elle fit un signe de tête qui voulait dire « Oui, tout à l'heure », et il s'éloigna vers le chœur. Alors elle s'efforça de prier. She made a superhuman effort to invoke the deity, and with quivering frame and bewildering soul appealed for mercy to heaven. She closed her eyes with rage, in order no longer to see him who just left her. She sought to drive him from her mind, she struggled against him, but instead of the celestial apparition awaited in the distress of her heart, she still perceived the young fellow's curly mustache.
Elle fit un effort surhumain pour invoquer la divinité et avec un corps frémissant et une âme éperdue implora la miséricorde du ciel. Elle ferma les yeux de rage pour ne plus voir celui qui venait de la quitter. Elle cherchait à le chasser de son esprit, elle luttait contre lui, mais au lieu de l'apparition céleste attendue dans la détresse de son cœur, elle apercevait encore la moustache bouclée du jeune homme. For a year past she had been struggling thus every day, every night, against the growing possession, against this image which haunted her dreams, haunted her flesh, and disturbed her nights. She felt caught like a beast in a net, bound, thrown into the arms of this man, who had vanquished, conquered her, simply by the hair on his lip and the color of his eyes. Depuis un an, elle luttait ainsi chaque jour, chaque nuit, contre cette possession grandissante, contre cette image qui hantait ses rêves, hantait sa chair, et troublait ses nuits. Elle se sentait prise comme une bête dans un filet, liée, jetée dans les bras de cet homme, qui l'avait vaincue, conquise, simplement par les poils de sa lèvre et la couleur de ses yeux. And now in this church, close to God, she felt still weaker, more abandoned, and more lost than at home. She could no longer pray, she could only think of him. She suffered already that he had quitted her. She struggled, however, despairingly, resisted, implored help with all the strength of her soul. Et maintenant dans cette église, près de Dieu, elle se sentait encore plus faible, plus abandonnée et plus perdue que chez elle. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait que penser à lui. Elle souffrait déjà qu'il l'eût quittée. Elle luttait cependant désespérément, résistait, implorait du secours de toute la force de son âme. She would like to have died rather than fall thus, she who had never faltered in her duty. She murmured wild words of supplication, but she was listening to George's footsteps dying away in the distance. She understood that it was all over, that the struggle was a useless one. Elle aurait voulu mourir plutôt que de tomber ainsi, elle qui n'avait jamais failli à son devoir. Elle murmurait des mots de supplication éperdus, mais elle écoutait les pas de Georges qui s'éloignaient dans le lointain. Elle comprit que tout était fini, que la lutte était inutile. She would not yield, however, and she was seized by one of those nervous crises that hurl women quivering, yelling, and writhing on the ground. She trembled in every limb, feeling that she was going to fall and roll among the chairs, uttering shrill cries. Someone approached with rapid steps. It was a priest. Elle ne céderait pas cependant, et elle fut prise d'une de ces crises nerveuses qui jettent les femmes frémissantes, hurlantes et se tordant sur le sol. Elle tremblait de tous ses membres, sentant qu'elle allait tomber et rouler parmi les chaises en poussant des cris aigus. Quelqu'un s'approcha à pas rapides. C'était un prêtre. She rose and rushed towards him, holding out her clasped hands and stammering, "Oh, save me, save me." He halted in surprise, saying, "What is it you wish, madam? I want you to save me. Have pity on me. If you do not come to my assistance, I am lost." Elle se leva et se précipita vers lui, lui tendant ses mains jointes et balbutiant, "Oh, sauvez-moi, sauvez-moi." Il s'arrêta surpris, disant, "Que désirez-vous, madame? Je veux que vous me sauviez. Ayez pitié de moi. Si vous ne venez pas à mon secours, je suis perdu." He looked at her, asking himself whether she was not mad, and then said, "What can I do for you?" He was a tall and somewhat stout young man, with full, pendulous cheeks, dark, with a carefully shaven face, a good-looking city curate belonging to a wealthy district, and accustomed to rich penitents. Il la regarda, se demandant si elle n'était pas folle, puis dit, "Que puis-je faire pour vous?" C'était un homme grand et quelque peu corpulent, jeune, aux joues pleines et pendantes, brun, au visage soigneusement rasé, un beau vicaire de ville appartenant à un quartier riche et habitué aux riches pénitentes. "Hear my confession, and advise me, sustain me, tell me what I am to do." He replied, "I hear confessions every Saturday, from 3 to 6 o'clock." Having seized his arm, she gripped it tightly, as she repeated, "No, no, no, at once. You must. He is here, in the church. He is waiting for me. Écoutez ma confession, et conseillez-moi, soutenez-moi, dites-moi ce que je dois faire." Il répondit, "J'entends les confessions tous les samedis, de 3 à 6 heures." L'ayant saisi par le bras, elle le serra fortement en répétant, "Non, non, non, tout de suite, tout de suite."
Il le faut. Il est là, dans l'église. Il m'attend. Who is waiting for you? Asked the priest. A man who will ruin me, who will carry me off, if you do not save me. I cannot flee from him. I am too weak, too weak. Oh, so weak, so weak. She fell at his feet sobbing. Oh, have pity on me, Father. Save me. In God's name, save me. Qui vous attend? Demanda le prêtre. Un homme qui me perdra, qui m'emportera, si vous ne me sauvez pas. Je ne peux pas fuir devant lui. Je suis trop faible. Trop faible. Oh, si faible, si faible. Elle tomba à ses pieds en sanglotant. Oh, ayez pitié de moi, mon père. Sauvez-moi, au nom de Dieu, sauvez-moi. She held him by his black gown, lest he should escape, and he with uneasiness glanced around, lest some malevolent or devout I should see this woman fallen at his feet. Understanding at length that he could not escape, he said, Get up, I have the key of the confessional with me. Elle le tenait par sa robe noire de peur qu'il ne s'échappât, et lui, inquiet, regardait autour de lui, craignant qu'un œil malveillant ou dévot ne vît cette femme tomber à ses pieds. Comprenant enfin qu'il ne pouvait s'échapper, il dit, Relevez-vous, j'ai la clé du confessionnal sur moi. And fumbling in his pocket, he drew out a ring full of keys, selected one, and walked rapidly towards the little wooden cabin, dust holes of the soul into which believers cast their sins. He entered the center door, which he closed behind him, and Madame Walter, throwing herself into the narrow recess at the side, stammered fervently, with a passionate burst of hope, Bless me, Father, for I have sinned. Et fouillant dans sa poche, il tira un trousseau de clés, en choisit une, et marcha rapidement vers la petite cabine de bois, trou à poussière de l'âme où les croyants jettent leurs péchés. Il entra par la porte du milieu, qu'il referma derrière lui, et Madame Walter, se jetant dans l'étroite alcôve du côté, balbutia avec ferveur, dans un élan passionné d'espoir. Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. Duroy, having taken a turn round the choir, was passing down the left aisle. He had got halfway when he met the stout, bald gentleman still walking quietly along, and said to himself, What the deuce is that customer doing here? Duroy, ayant fait le tour du chœur, descendait l'allée de gauche. Il était à mi-chemin quand il rencontra le gros monsieur chauve qui marchait toujours tranquillement, et se dit, Que diable fait ce client-là ici? The promenader had also slackened his pace, and was looking at George with an evident wish to speak to him. When he came quite close he bowed, and said in a polite fashion, I beg your pardon, sir, for troubling you, but can you tell me when this church was built? Le promeneur avait aussi ralenti son pas, et regardait Georges avec un évident désir de lui parler. Quand il fut tout près, il s'inclina et dit poliment, Pardonnez-moi, monsieur, de vous déranger, mais pouvez-vous me dire quand cette église a été construite? Duroy replied, Really, I am not quite certain. I think within the last 20 or 25 years. It is, besides, the first time I ever was inside it. It is the same with me. I have never seen it. Duroy répondit, Ma foi, je n'en suis pas tout à fait certain. Je crois que c'est dans les 20 ou 25 dernières années. C'est d'ailleurs la première fois que j'y honte. C'est comme moi. Je ne l'avais jamais vu. The journalist, whose interest was awakened, remarked, It seems to me that you are going over it very carefully. You are studying it in detail. The other replied with resignation, I am not examining it. I am waiting for my wife, who made an appointment with me here, and who is very much behind time. Le journaliste, dont l'intérêt s'éveillait, remarqua, Il me semble que vous la visitez très attentivement. Vous l'étudiez en détail. L'autre répondit, avec résignation, Je ne l'examine pas. J'attends ma femme, qui m'a donné rendez-vous ici, et qui est très en retard. Then, after a few moments' silence, he added, It is fearfully hot outside. Duroy looked at him, and all at once fancied that he resembled Forestier. You are from the country? Said he, inquiringly. Yes, from Rennes. And you, sir, is it out of curiosity that you entered this church? Puis, après quelques instants de silence, il ajouta, Il fait affreusement chaud dehors. Duroy le regarda, et tout à coup crut qu'il ressemblait à Forestier. Vous êtes de la province, dit-il, d'un ton interrogateur. Oui, de Rennes. Et vous, monsieur, est-ce par curiosité que vous êtes entré dans cette église? No, I am expecting a lady. And bowing, the journalist walked away, with a smile on his lips.
Approaching the main entrance, he saw the poor woman still on her knees, and still praying. He thought, by Jove, she keeps hard at it. He was no longer moved, and no longer pitied her. Non, j'attends une dame, et s'inclinant, le journaliste s'éloigna, un sourire aux lèvres. En s'approchant de l'entrée principale, il vit la pauvre femme toujours à genoux et toujours en prière. Il pensa, bigre, elle s'y tient ferme. Il n'était plus ému et ne la plaignait plus. He passed on, and began quietly to walk up the right-hand aisle to find Madame Walter again. He marked the place where he had left her from a distance, astonished at not seeing her. He thought he had made a mistake in the pillar, went on as far as the end one, and then returned. She had gone, then. Il passa outre et commença tranquillement à remonter l'allée de droite pour retrouver Madame Walter. Il repéra de loin l'endroit où il l'avait laissée, étonné de ne pas la voir. Il pensa qu'il s'était trompé de pilier, alla jusqu'au dernier, puis revint. Elle était donc partie. He was surprised and enraged. Then he thought she might be looking for him, and made the circuit of the church again. Not finding her, he returned, and sat down on the chair she had occupied, hoping she would rejoin him there, and waited. Il fut surpris et irrité. Puis il pensa qu'elle le cherchait peut-être et fit de nouveau le tour de l'église. Ne la trouvant pas, il revint et s'assit sur la chaise qu'elle avait occupée, espérant qu'elle l'Y rejoindrait, et attendit. Soon a low murmur of voices aroused his attention. He had not seen anyone in that part of the church. Whence came this whispering? He rose to see, and perceived in the adjacent chapel the doors of the confessional. The skirt of a dress issuing from one of these trailed on the pavement. Bientôt un murmure de voix basse attira son attention. Il n'avait vu personne dans cette partie de l'église. D'où venait ce chuchotement? Il se leva pour voir et aperçut dans la chapelle adjacente les portes du confessionnal. La jupe d'une robe sortant de l'une d'elles traînait sur le pavé. He approached to examine the woman. He recognized her. She was confessing. He felt a violent inclination to take her by the shoulders and to pull her out of the box. Then he thought, bah, it is the priest's turn now. It will be mine tomorrow. Il s'approcha pour examiner la femme. Il la reconnut. Elle se confessait. Il eut une violente envie de la prendre par les épaules et de la tirer hors de la boîte. Puis il pensa, bah, c'est le tour du prêtre maintenant. Ce sera le mien demain. And he sat down quietly in front of the confessional, biding his time and chuckling now over the adventure. He waited a long time. At length Madame Walter rose, turned round, saw him, and came up to him. Her expression was cold and severe. Sir, said she, I beg of you not to accompany me, not to follow me, and not to come to my house alone. You will not be received. Farewell. Et il s'assit tranquillement devant le confessionnal, attendant son heure et ricanant maintenant de l'aventure. Il attendit longtemps. Enfin Madame Walter se leva, se retourna, le vit, et vint vers lui. Son expression était froide et sévère. Monsieur, dit-elle, je vous prie de ne pas m'accompagner, de ne pas me suivre, et de ne pas venir seul chez moi. Vous ne serez pas reçu. Adieu. And she walked away with a dignified bearing. He let her depart, for one of his principles was never to force matters. Then, as the priest, somewhat upset, issued and turned from his box, he walked up to him, and looking him straight in the eyes, growled to his face, If you did not wear a petticoat, what a smack you would get across your ugly chops. Et elle s'éloigna d'un air digne. Il la laissa partir, car un de ses principes était de ne jamais forcer les choses. Puis, comme le prêtre, quelque peu bouleversé, sortait à son tour de sa boîte, il s'approcha de lui, et, le regardant droit dans les yeux, lui gronda au visage, si vous ne portiez pas de jupon, quelle gifle vous recevriez sur votre vilaine gueule. After which he turned on his heels and went out of the church, whistling between his teeth. Standing under the porch, the stout gentleman, with the hat on his head and his hands behind his back, tired of waiting, was scanning the broad squares and all the streets opening onto it. As Duroy passed him, they bowed to one another.
après quoi il tourna les talons et sortit de l'église, sifflant entre ses dents. Debout sous le porche, le gros monsieur, le chapeau sur la tête et les mains derrière le dos, fatigué d'attendre, scrutait les larges places et toutes les rues qui y débouchaient. Comme Duroy passa près de lui, ils se saluèrent. The journalist, finding himself at liberty, went to the office of the Vie Française. As soon as he entered, he saw by the busy air of the messengers that something out of the common was happening, and at once went into the manager's room. Le journaliste, se trouvant libre, se rendit au bureau de la Vie Française. Dès qu'il entra, il vit à l'air affairé des messagers que quelque chose d'extraordinaire se passait, et alla aussitôt dans le bureau du directeur. Daddy Walter, in a state of nervous excitement, was standing up dictating an article in broken sentences, issuing orders to the reporters who surrounded him between two paragraphs, giving instructions to Boys Renard, and opening letters. As Duroy came in, the governor uttered a cry of joy. Ah, how lucky! Here is pretty boy. Le père Walter, dans un état d'excitation nerveuse, était debout dictant un article par phrases hachées, donnant des ordres aux reporters qui l'entouraient, entre deux paragraphes, donnant des instructions à Boisrenard et ouvrant des lettres. Comme Duroy entra, le patron poussa un cri de joie. Ah, quelle chance, voici Bel Ami. He stopped short, somewhat confused, and excused himself. I beg your pardon for speaking like that, but I am very much disturbed by certain events. And then I hear my wife and daughter speaking of you as pretty boy from morning till night, and have ended by falling into the habit myself. You are not offended. Il s'arrêta court, quelque peu confus, et s'excusa. Je vous demande pardon de parler ainsi, mais je suis très troublé par certains événements. Et puis j'entends ma femme et ma fille parler de vous sous le nom de Bel Ami du matin au soir, et j'ai fini par prendre l'habitude moi-même. Vous n'êtes pas froissé? Not at all, said George laughingly. There is nothing in that nickname to displease me. Daddy Walter went on. Very well, then I christen you Pretty Boy, like everyone else. Well, the fact is, great things are taking place. The ministry has been overthrown by a vote of 310 to 102. Pas du tout, dit Georges en riant. Il n'y a rien dans ce surnom qui me déplaise. Le père Walter continua. Très bien alors, je vous baptise Bel Ami, comme tout le monde. Eh bien, le fait est que de grandes choses se passent. Le ministère a été renversé par un vote de 310 contre 102. Our prorogation is again postponed to the Greek calends. And here we are at the 28th of July. Spain is angry about the Morocco business, and it is that which has overthrown Durand de Elaine and his following. We are right in the swim. Notre prorogation est encore reportée. Reportée au calende grec, et nous voici au 28 juillet. L'Espagne est en colère à propos de l'affaire du Maroc, et c'est cela qui a renversé Durand de Laine et ses partisans. Nous sommes en plein dans le mouvement. Marat is entrusted with the formation of a new cabinet. He takes General Bouton d'Acre as Minister of War, and our friend LaRoche Matthew for Foreign Affairs. We are going to become an official organ. I am writing a leader, a simple declaration of our principles, pointing out the line to be followed by the ministry. Marat est chargé de former un nouveau cabinet. Il prend le général Bouton d'Acre comme ministre de la guerre et notre ami Laroche-Mathieu aux affaires étrangères. Nous allons devenir un organe officiel. J'écris un éditorial, une simple déclaration de nos principes indiquant la ligne à suivre par le ministère. The old boy smiled and continued. The line they intend following, be it understood. But I want something interesting about Morocco, an actuality, a sensational article, something or other. Find one for me. Le vieux sourit et continua. La ligne qu'ils ont l'intention de suivre, bien entendu. Mais je veux quelque chose d'intéressant sur le Maroc, une actualité, un article sensationnel, quelque chose. Trouvez mon eye. Duroy reflected for a moment, and then replied, I have the very thing for you. I will give you a study of the political situation of the whole of our African colony, with Tunis on the left, Algeria in the middle, and Morocco on the right, the history of the races inhabiting this vast extent of territory, and the narrative of an excursion on the frontier of Morocco to the great oasis of Figig, where no European has penetrated, and which is the cause of the present conflict. Will that suit you? Duroy réfléchit un moment, puis répondit,
j'ai exactement ce qu'il vous faut. Je vais vous donner une étude de la situation politique de toute notre colonie africaine, avec la Tunisie à gauche, l'Algérie au milieu, et le Maroc à droite, l'histoire des races qui habitent cette vaste étendue de territoire, et le récit d'une excursion à la frontière du Maroc vers la grande oasis de Figuig, où aucun Européen n'a pénétré, et qui est la cause du conflit actuel. Cela vous convient-il? Admirably, exclaimed Daddy Walter. And the title? From Tunis to Tangiers. Splendid. Duroy went off to search the files of the Vie Française for his first article, The Recollections of a Chasseur d'Afrique, which, rebaptized, touched up, and modified, would do admirably, since it dealt with colonial policy, the Algerian population, and an excursion in the province of Oran. Admirablement, s'écria le père Walter. Et le titre? De Tunis à Tanger. Splendide. Duroy s'en alla chercher dans les archives de la vie française son premier article, Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, qui, rebaptisé, retouché et modifié, ferait admirablement l'affaire, puisqu'il traitait de politique coloniale, de la population algérienne et d'une excursion dans la province d'Oran. In 3/4 of an hour it was rewritten, touched up, and brought to date, with a flavor of realism, and praises of the new cabinet. The manager, having read the article, said, It is capital, capital, capital. You are an invaluable fellow. I congratulate you. En 3/4 d'heure, il fut réécrit, retouché et mis au goût du jour, avec une saveur de réalisme et des éloges du nouveau cabinet. Le directeur, ayant lu l'article, dit, c'est capital, capital, capital. Vous êtes un homme précieux. Je vous félicite. And Duroy went home to dinner delighted with his day's work, despite the check at the Church of the Trinity, for he felt the battle won. His wife was anxiously waiting for him. She exclaimed, as soon as she saw him, Do you know that Laroche Matthew is Minister for Foreign Affairs? Et Duroy rentra dîner enchanté de sa journée de travail malgré l'échec à l'église de la Trinité, car il sentait la bataille gagnée. Sa femme l'attendait avec anxiété. Elle s'écria, dès qu'elle le vit, Savez-vous que Laroche Mathieu est ministre des Affaires étrangères? Yes, I have just written an article on Algeria, in connection with it. What? You know the first we wrote together, The Recollections of a Chasseur d'Afrique, revised and corrected for the occasion. Oui, je viens d'écrire un article sur l'Algérie en rapport avec cela. Quoi? Vous savez, le premier que nous avons écrit ensemble, Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, révisé et corrigé pour l'occasion. She smiled, saying, Ah, that is very good. Then, after a few moments' reflection, she continued, I was thinking that continuation you were to have written then, and that you put off. We might set to work on it now. It would make a nice series, and very appropriate to the situation. Elle sourit, disant, Ah, c'est très bien. Puis, après quelques instants de réflexion, elle continua, Je pensais. Cette suite que vous deviez écrire alors, et que vous avez remise. Nous pourrions nous y mettre maintenant. Cela ferait une belle série et très appropriée à la situation. He replied, sitting down at table. Exactly, and there is nothing in the way of it now that cuckold of a forestier is dead. She said quietly, in a dry and hurt tone, That joke is more than out of place, and I beg of you to put an end to it. It has lasted too long already. Il répondit, en s'asseyant à table, exactement, et il n'y a plus rien qui s'y oppose maintenant que ce cocu de forestier est mort. Elle dit tranquillement, d'un ton sec et blessé, cette plaisanterie est plus que déplacée, et je vous prie d'y mettre fin. Elle a déjà trop duré. He was about to make an ironical answer, when a telegram was brought him, containing these words, I had lost my senses. Forgive me, and come at 4:00 tomorrow to the Parc Monceau. He understood, and with heart suddenly filled with joy, he said to his wife, as he slipped the message into his pocket, I will not do so any more, darling. It was stupid, I admit. Il allait faire une réponse ironique, quand on lui apporta un télégramme contenant ces mots. J'avais perdu la raison. Pardonnez-moi, et venez demain à 4:00 au Parc Monceau. Il comprit, et le cœur soudain rempli de joie, il dit à sa femme, en glissant le message dans sa poche, Je ne le ferai plus, chérie. C'était stupide, je l'avoue. And he began his dinner. While eating, he kept repeating to himself the words, I had lost my senses. Forgive me, and come at 4:00 tomorrow to the Parc Monceau.
So she was yielding. That meant, I surrender. I am yours when you like and where you like. He began to laugh, and Madeleine asked, What is it? Et il commença son dîner. Tout en mangeant, il se répétait les mots, J'avais perdu la raison. Pardonnez-moi, et venez demain à 4 heures au parc Monceau. Ainsi elle cédait. Cela voulait dire, Je me rends, je suis à vous quand vous voulez et où vous voulez. Il se mit à rire, et Madeleine demanda, Qu'est-ce qu'il y a? Nothing, he answered. I was thinking of a priest I met just now, and who had a very comical mug. Duroy arrived to the time at the appointed place next day. On the benches of the park were seated citizens overcome by heat and careless nurses, who seemed to be dreaming while their children were rolling on the gravel of the paths. Rien, répondit-il. Je pensais à un prêtre que j'ai rencontré tout à l'heure et qui avait une figure très comique. Duroy arriva à l'heure au lieu convenu le lendemain. Sur les bancs du parc étaient assis des bourgeois accablés par la chaleur et des bonnes insouciantes qui semblaient rêver pendant que leurs enfants roulaient sur le gravier des allées. He found Madame Walter in the little antique ruins from which a spring flows. She was walking round the little circle of columns with an uneasy and unhappy air. As soon as he had greeted her, she exclaimed, What a number of people there are in the garden. Il trouva Madame Walter dans les petites ruines antiques d'où jaillit une source. Elle tournait autour du petit cercle de colonnes d'un air inquiet et malheureux. Dès qu'il l'eut saluée, elle s'écria, Que de monde il y a dans le jardin. He seized the opportunity. It is true. Will you come somewhere else? But where? No matter where, in a cab, for instance. You can draw down the blind on your side, and you will be quite invisible. Yes, I prefer that. Here I am dying with fear. Il saisit l'occasion. C'est vrai? Voulez-vous venir ailleurs? Mais où? N'importe où, en fiacre, par exemple. Vous pourrez baisser le store de votre côté, et vous serez tout à fait invisible. Oui, je préfère cela. Ici, je meurs de peur. Well, come and meet me in 5 minutes, at the gate opening onto the outer boulevard. I will have a cab. And he darted off. As soon as she had rejoined him and had carefully drawn down the blind on her side, she asked, Where have you told the driver to take us? Eh bien, venez me retrouver dans 5 minutes à la porte qui donne sur le boulevard extérieur. J'aurai un fiacre. Et il fila. Dès qu'elle l'eut rejoint et qu'elle eut soigneusement baissé le store de son côté, elle demanda, Où avez-vous dit au cocher de nous mener? George replied, Do not trouble yourself. He knows what to do. He had given the man his address in the Rue de Constantinople. She resumed, You cannot imagine what I suffer on account of you, how I am tortured and tormented. Yesterday in the church I was cruel, but I wanted to flee from you at any cost. Georges répondit, Ne vous inquiétez pas, il sait ce qu'il faut faire. Il avait donné à l'homme son adresse rue de Constantinople. Elle reprit, Vous ne pouvez imaginer ce que je souffre à cause de vous, comme je suis torturée et tourmentée. Hier, dans l'église, j'ai été cruel, mais je voulais vous fuir à tout prix. I was so afraid to find myself alone with you. Have you forgiven me? He squeezed her hands. Yes, yes, what would I not forgive you, loving you as I do? She looked at him with a supplicating air. Listen, you must promise to respect me, not to, otherwise I cannot see you again. J'avais si peur de me trouver seul avec vous. M'avez-vous pardonné? Il lui serra les mains. Oui, oui. Que ne vous pardonnerai-je pas, vous aimant comme je vous aime? Elle le regarda d'un air suppliant. Écoutez, il faut me promettre de me respecter. De ne pas. Autrement je ne pourrai plus vous voir. He did not reply at once. He wore under his mustache that keen smile that disturbed women. He ended by murmuring, I am your slave. Then she began to tell him how she had perceived that she was in love with him on learning that he was going to marry Madeleine Forestier. Il ne répondit pas tout de suite. Il portait sous sa moustache ce sourire aigu qui troublait les femmes. Il finit par murmurer, Je suis votre esclave. Alors elle commença à lui raconter comment elle s'était aperçue qu'elle l'aimait en apprenant qu'il allait épouser Madeleine Forestier. She gave details, little details of dates, and the like. Suddenly she paused. The cab had stopped. Duroy opened the door. Where are we? She asked. Get out and come into this house.
he replied. We shall be more at ease there. But where are we? Elle donnait des détails, de petits détails de date et autres. Soudain, elle s'arrêta. Le fiacre s'était arrêté. Duroy ouvrit la portière. Où sommes-nous? Demanda-t-elle. Descendez et entrez dans cette maison, répondit-il. Nous y serons plus à l'aise. Mais où sommes-nous? At my rooms, and here we will leave them to their tête-à-tête. Chez moi, et nous les laisserons là à leur tête-à-tête.